Mesdames et messieurs, Excellences, Mesdames et messieurs, chers amis, en vos grades et qualités, soyez les très bienvenus à cette conférence, cette deuxième journée de notre conférence Femmes et paix dans les pas de Bertha von Suttner. La conférence de La Haye de 1899 avait pour but de trouver un moyen de garantir une paix véritable et permanente au monde grâce à la création d'un tribunal, la Cour d'arbitrage, puis de la Société des Nations, devenue l'Organisation des Nations Unies. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est ce qui nous revient d'explorer en cette journée. J'ai donc la joie d'accueillir pour cette séquence inaugurale son Excellence Monsieur François Alabrune, ambassadeur de France aux Pays-Bas, candidat de la France à la Cour internationale de justice, remarquablement connu pour son engagement dans le multilatéralisme, par la paix et par le droit. Remercions de tout cœur son Excellence pour son soutien constant dans l'organisation de cette conférence. Merci beaucoup, chère Hélène. Et j'ai envie de commencer en disant d'abord « Mesdames ». Monsieur le Président de la Fondation Carnegie, Madame le maire adjoint, Monsieur le vice-président de la région Normandie, Monsieur le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Excellences, Mesdames, Messieurs. Il y a 1 an et demi, dans cette même salle, nous célébrions le 125e anniversaire de la Cour permanente d'arbitrage. Et nous avions tenu ici un congrès qui était le 3e congrès des membres de la Cour permanente d'arbitrage, et j'avais eu l'honneur d'être le président du groupe de préparation de ce congrès. Et je dois avouer que, à l'époque de ce congrès, je n'avais pas connaissance du rôle extraordinaire qu'avait joué une femme dans la préparation de cette conférence, Bertha von Suttner. Une femme dont la vision, dont le caractère, dont l'intelligence, dont le rayonnement ont joué un rôle déterminant dans ce mouvement de la paix qui a conduit à la conférence de La Haye de 1899, puis celle de 1907, qui a contribué à la création en réalité des fondations de ce cadre multilatéral et du droit international qui s'est développé malgré, bien sûr, et au-delà de beaucoup d'épreuves au XXe siècle, et dont nous sommes les héritiers, les bénéficiaires et les gardiens. Et il est à ce titre très important que nous puissions nous inspirer aujourd'hui d'une telle figure, d'un tel personnage, parce que nous faisons face aujourd'hui à des défis considérables, des défis pour la paix, et nous voyons et nous sommes tous conscients de la montée des périls sur presque tous les continents, des défis pour les droits des femmes, où nous voyons à quel point les progrès vers l'égalité sont lents et marqués parfois par des régressions, où nous voyons que dans toutes ces zones de conflit, les femmes sont souvent les premières victimes dans leur vie, dans leur dignité, et où nous voyons combien les acquis peuvent apparaître fragiles. Et c'est pourquoi la participation des femmes dans les processus de paix
est une priorité, et c'est pourquoi aussi la diplomatie féministe qu'un certain nombre de pays ont engagée est aussi si importante pour faire face à ces défis. Et la France, depuis 2019, poursuit de façon active, volontaire, engagée, une telle diplomatie qui consiste, et je l'ai mentionné hier dans la première intervention que j'ai faite, que certaines d'entre vous ont entendu, à faire vraiment de ce sujet de l'égalité des femmes, non pas un objectif accessoire, mais un objectif central, stratégique, et qui a des conséquences pour l'ensemble des domaines de la politique étrangère de notre pays, avec des objectifs concrets qui visent la défense des droits, qui visent l'accroissement de la participation des femmes au processus politique, économique, diplomatique, et qui visent à cibler les causes profondes des inégalités et des violences dont elles sont victimes, en s'accompagnant d'actions très concrètes, notamment pour l'aide à des associations et des groupes qui promeuvent les droits des femmes. En s'appuyant sur le droit à tous les niveaux, le droit à l'intérieur de nos pays, et comme je l'ai mentionné hier, le cadre constitutionnel en France a par exemple été modifié pour assurer la préservation du droit à l'interruption volontaire de grossesse, mais aussi le droit international. Le droit international qui doit être l'objet d'une participation la plus large, s'agissant des règles existantes, comme la Convention contre les discriminations à l'égard des femmes, le droit international qui doit être appliqué de façon rigoureuse, et c'est à ce titre évidemment que les cours, les juridictions, les tribunaux, qu'ils soient internationaux ou même nationaux, ont un rôle important à jouer, comme par exemple la Cour internationale de justice, mais le droit qui doit aussi faire l'objet d'une interprétation qui tienne compte des situations concrètes, qui tienne compte aussi de l'évolution du monde et de l'impact pour les femmes de l'application de ces normes, et un droit qui doit être développé aussi, même si nous savons combien c'est difficile aujourd'hui, mais il est important de continuer à créer de nouvelles normes protectrices. Pour conclure, je voudrais réitérer ma gratitude à Hélène, à toute son équipe, à tous les partenaires, à toutes les personnes, à toutes les institutions qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. Et je voudrais ajouter une anecdote. Dans l'écran qui est projeté, il y a un tableau que j'ai en fait vu il y a très peu de temps à Paris, à l'exposition sur le peintre David. Et c'est un tableau qui illustre le titre « Les Sabines arrêtant le combat entre les Romains et les Sabins ». Et ce tableau montre combien les femmes peuvent être bien sûr les premières victimes de la guerre, mais aussi que les femmes, par leur volonté, par leur caractère, par leur énergie, peuvent aussi mettre fin à des conflits. Et c'est ce que ce tableau cherchait à illustrer. Et je sais combien, dans cette salle, beaucoup d'entre vous contribuaient à mettre fin à un certain nombre de situations inacceptables, parfois en encourant beaucoup de menaces, beaucoup de risques pour votre vie personnelle. Et vous rencontrer à l'occasion de cette conférence est vraiment pour moi un grand privilège. Et je voudrais vous dire à la fois toute mon admiration, toute ma gratitude. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Merci infiniment, Excellence, pour vos paroles qui ont vraiment donné le ton pour cette grande réunion aujourd'hui. Et à présent, j'ai l'honneur de donner la parole à M. Piet Hein Donner, président de la Fondation Carnegie,
ancien ministre d'État, qui nous accueillez ici dans votre majestueuse maison. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs. Au nom de la Fondation Carnegie, il m'est un grand plaisir de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue ici au Palais de la Paix. Le Palais de la Paix étant bilingue, permettez-moi de vous adresser d'abord en français, langue originale du palais, et puis en anglais. C'est un honneur que vous avez choisi le Palais de Paix pour tenir votre conférence. D'autant plus que votre réunion rend également hommage à Bertha VON SUTTNER. Sans elle, le palais n'aurait peut-être jamais vu le jour. C'est elle qui a inspiré l'idée d'une temple de la paix et qui a approché Andrew Carnegie pour rendre possible la construction du palais par son munificence. L'histoire officielle de la fondation du Palais de la Paix, écrite en 1934, ne mentionne pas cette intervention. Elle en dit plus long sur la qualité de cette histoire que sur le rôle réel de Bertha VON SUTTNER. En reconnaissance tacite de ce rôle, son buste est placé dans le hall sous la tour principale où sont commémorés 3 inspirateurs du palais. Là, elle se trouve à côté du vase en porphyre de Nicolas II, initiateur de la première conférence de paix, et en face du buste de Frédéric de Martens, ministre du Tsar, qui, d'après l'histoire officielle, a été un des principaux inspirateurs de l'idée d'une bibliothèque et puis d'un palais de justice. La signification de cette reconnaissance de Bertha n'en est que plus forte quand on se rend compte qu'elle, en tant que femme, ne pouvait pas participer aux conférences de la paix. Sa présence à La Haye n'en était pas plus que marquante. Elle était une ONG avant la lettre. C'est un aspect plus général du thème de votre conférence. À toute époque, des femmes ont joué un rôle dans la préservation et le rétablissement de la paix. Mais il est rarement reconnu et presque jamais décrit. Le rôle des femmes dans l'histoire est connu. Comme dit Pascal, le nez de Cléopâtre, s'il avait été plus court, toute la face du monde aurait changé. Mais le rôle des femmes dans le rétablissement de la paix est rarement remarqué. Un exemple classique qu'on a juste vu est celui des Sabines qui jettent les enfants dans les bras. Entre les Romains, leurs maris, et les Sabins, leurs pères et frères, pour mettre fin au combat. Un second exemple que j'ai trouvé est l'appel des dames de 1529, lorsqu'une mère et une tante en ont eu assez et ont rappelé à l'ordre François Ier et Charles Quint. Mais ce sont des rares exceptions. Les femmes et la paix, c'est un sujet important, mais aussi risqué, compte tenu de la crainte actuelle des stéréotypes. Cela soulève immédiatement la question sur les caractéristiques des femmes qui les rendent particulièrement aptes à préserver la paix. Je ne m'y risquerai pas, non pas par crainte, mais parce que quiconque passe plus de 3 minutes ici au Palais comprend immédiatement l'importance des femmes pour la paix. La paix est une femme. Du buste devant la grande salle d'audience, au tableau dans les 2 salles d'audience, en passant par le plafond et le statut de la paix dans le grand escalier, la paix est personnifiée partout par une femme, souvent avec le bébé Plutus dans les bras, symbolisant la prospérité qui est engendrée par la paix. Dans le symbolique classique, la personne féminine signifie que la paix, tout comme la justice, est un sentiment plutôt qu'une situation rationnelle et objective.
arrivé à ce point, je continue en anglais. In effect, peace is not just the absence of armed conflict. In Bertha von Suttner's time, the attention was still primarily focused on preventing or ending armed conflict. Down your arms, die Waffen nieder, was the rallying cry. Since then, we have become aware that a ceasefire or capitulation are a necessary but not a sufficient condition for peace. Wars do start long before the weapons speak, and peace takes a long time in coming after they fall silent. A ceasefire may be imposed by force of arms. Peace never is. Sad to say, the present world provides too many illustrations of that truth. Peace requires the growth of a feeling of security, justice, well-being, dignity, and mutual trust. It starts in everyday life. Given the important, if not predominant role of women in everyday life, their importance for building and preserving peace hardly needs an explanation. The importance of this role has been recognized both on a national and an international level. 25 years ago, the United Nations adopted Resolution 1325, in which they called for an active and meaningful role of women in all phases of conflict prevention, peace building, and reconstruction. Growing recognition of the role of women in the peace process is also reflected in the number of female recipients of the Nobel Peace Prize. Throughout the last century, only 10 women were awarded this prize, whereas in the first quarter of this century, 9 have already received it. It is a fallacy to speak of the growing role of women in the peace process, when it is more a recognition, a question of growing recognition of the indispensable role they always had. Yet, it is not just a matter of equal recognition. It's also a question of effectiveness. Women bring unique perspectives and skills to the peace processes. They often have an eye for social justice, the well-being of families, and restoring trust between different groups. They bring different issues to the table, with particular attention to the plight and interests of victims, as women and girls are more often and more severely affected by violent conflicts. The involvement of women leads in practice to more inclusive and sustainable solutions. Yet, they are often not involved in negotiations or decision-making. Giving women a full vote, full voice, could create space for innovative approaches that contribute to a just and stable, lasting peace. It's therefore essential to continue to study and highlight their role and to strengthen their active involvement in the peace process. This brings me back to your present conference. Its importance can hardly be overstated. It's up to you to reinforce international connection and cooperation in the study of the crucial role women can play in all phases of peace building and preserving the peace. I therefore wish you a very productive and fruitful meeting. May the world be blessed with its fruits. It is in great need thereof, as some men are currently making a shambles of the idea of peaceful coexistence on a rule-based international order. Thank you. Merci infiniment, Monsieur le Président, pour vos paroles
tellement émouvante et juste. J'indique à toutes les participantes et à tous les participants que vous pouvez avoir des traducteurs, des casques de traduction. Si toutefois vous avez besoin de cela, vous pouvez en disposer. C'est maintenant un grand honneur pour nous d'accueillir Madame Marielle Favier, maire adjointe de La Haye, chargée des affaires internationales, de la pauvreté et de l'inclusion. Madame, à vous seule, vous représentez la ville de la paix et de la justice. Merci. Merci Hélène. Mesdames et messieurs, Excellences, I'm very sorry. Please permit me to address you in English because my French is not that good as Mr. Donner is. And conference participants, I am delighted to welcome you here on this second day of the Women and Peace Conference here in the Peace Palace. And on this day of all days, the International Human Rights Day, which also marks the final day of the 16 days of activism of Orange the World. A day that reminds us across the globe that peace, safety and equality are not guaranteed, but values we must defend every single day. My name is Marielle Favier and I'm the Deputy Mayor for The Hague. My portfolio includes poverty, public health, inclusion and international affairs. And each of these areas, in its own way, touches the core of what this conference stands for: human dignity, justice and peace. The Hague's mission is to build an inclusive world on where people can live in peace and freedom, free from fear and want. And it is from that conviction that we are truly honored to welcome you all here today. And I would really like also on this stage to honor Maria Ressa, the courageous woman and an inspiration to many women across the world. Her fight for press freedom, truth and democracy is invaluable. It's no coincidence that she was awarded the Nobel Peace Prize for her work. And in receiving that prize, she followed in the footsteps of another remarkable woman, Bertha von Suttner, who became the first woman to receive the Nobel Peace Prize 120 years ago. She was the face of the international peace movement and the turn of the 20th century. And it is in no small part thanks to her that The Hague grew into what it is today, the international city of peace and justice. The unveiling of her statue this afternoon in front of the Peace Palace beautifully underlines this history. With this conference, we honor her legacy, and we shine a light on the women of today who dedicate themselves to peace, often under the most difficult circumstances. Women such as those of the Israeli Women Wage Peace and the Palestinian Women of the Sun, who continue to work together despite everything. Yes, yes. Earlier this year, they visited The Hague, and they were received by our mayor and by Hanneke Gelderblom, one of the founders of The Hague chapter of Women's Wage Peace. Their presence showed that women's peace leadership looks like in practice. That is why it means so much to me that this conference is taking place here today. The Hague wants to be a safe haven for all who work for peace, justice and a more inclusive world. And that commitment is still urgently needed. We see war and crimes and atrocities in Ukraine, in Sudan, in Gaza and in many other parts of the world. More than 120 million people are displaced due to violence, persecution, human rights violation, climate change and natural disasters. Behind that number lie just as many lives, families, children and futures. We see how autocratic forces are undermining the international rule of law. We see how some world leaders, mostly men, question or even actively block international aid and cooperation while that assistance is desperately needed. And we see how disinformation and cyber attacks are weakening democracies.
That is why, in The Hague, we support people and organizations that promote peace, uphold the democratic rule of law, and foster more resilient societies. That starts close to home, in our cities, districts, and neighborhoods. This is why we are also actively involved in international city networks, such as the United Cities and Local Governments, UCLG. The cities in this network help one another in nurturing a peaceful society and sustainable future. There is a specific focus on the role of women in this context. A good example is the feminist municipal movement call to action. Time and again, we see that when women are able to participate fully, peace processes become more inclusive, more firmly rooted in communities, and more durable. The Good Friday Agreement in Northern Ireland is a striking example. A women's coalition played a key role, and the agreement has now held for 27 years. But such impact does not happen by itself. It requires us to keep investing in the safety, opportunities, and leadership of all women. And we must ensure that their voices are not only heard, but truly taken seriously. Women and women's rights are inseparable from a strong international legal order. The Hague, as the international city of peace and justice, will continue to commit itself to it, wholeheartedly and with conviction. I wish you all an inspiring, meaningful, and productive second day of the conference, and please know you can always count on us. Thank you. Merci beaucoup, Madame. Vous incarnez la paix des territoires et c'est un autre territoire qui va vous répondre, celui de la Normandie, qui nous rejoint à travers son vice-président, Monsieur François-Xavier Priolo, qui a pris la route très tôt ce matin, très tôt, pour être parmi nous, dans sa qualité également de cofondateur du Forum mondial pour la paix de Normandie. La Normandie est un territoire qui dit tout sur la paix. Et j'ai hâte que vous entendiez Monsieur François-Xavier Priolo, car nous espérons que parmi les fruits de cette conférence, des liens pérennes vont naître entre la région Normandie, ce grand forum, et la ville de La Haye. François-Xavier Priolo. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements très sincères aux organisateurs de cette conférence, en particulier à vous, Hélène Pichon, à votre équipe, pour votre invitation. C'est un plaisir, c'est aussi un honneur pour la région Normandie que je représente ce matin de participer à cette conférence importante sur un sujet important, dans un lieu important, parce qu'ici, nous sommes dans un lieu qui compte. Nous sommes ici chez vous, Monsieur le Président de la Fondation Carnegie, à La Haye, au Palais de la Paix, un haut lieu du droit international, au service du règlement pacifique des différends, autour de cette conviction profondément ancrée que le droit doit toujours prévaloir sur la loi du plus fort. Prendre la parole ici, c'est déjà une forme d'engagement. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous partageons un idéal commun, celui de la paix. Un idéal qui nous rassemble par-delà nos origines, nos cultures et nos parcours, mais un idéal, il faut bien le reconnaître, qui est actuellement mis à rude épreuve. Nous vivons une période de bascule, une époque où nombre de nos certitudes s'effondrent, les unes après les autres. C'est le retour brutal de la guerre de haute intensité sur le continent européen, c'est la multiplication des conflits, la remise en cause de l'ordre multilatéral issu de l'après-guerre. La paix est plus que jamais challengée et nous refusons de nous résigner à ce qu'elle nous échappe. Nous refusons cette résignation parce que la paix ne relève ni de l'utopie, ni de l'angélisme.
La paix nous concerne tous, elle est notre bien commun le plus précieux et elle mérite un engagement total, constant et lucide. Et c'est fort de cette conviction que je souhaite vous parler de ma région, la Normandie, une région résolument engagée pour la paix. La Normandie, elle porte dans son histoire même une responsabilité singulière. Chacun ici connaît le 6 juin 1944, le débarquement allié, moment décisif pour la liberté de l'Europe et du monde. Sur nos plages de Normandie, des dizaines de milliers de jeunes soldats ont risqué et parfois souvent donné leur vie pour que le triomphe de la paix, que la paix triomphe sur la barbarie. Parmi eux, il y avait Charles Normanche, l'un des derniers vétérans qui nous a quittés il y a quelques jours. Il participa comme infirmier au débarquement sur Omaha Beach ce 6 juin 1944 au petit matin. En 2018, Charles Normanche avait pris la décision de venir terminer ses jours en Normandie, cette terre qu'il aimait tant. Et depuis toutes ces années, depuis 2018, il n'a eu de cesse de raconter son débarquement à cette jeunesse de Normandie qui a ainsi pu mettre un visage et une humanité sur cette page de notre histoire. Mais cette histoire, aussi puissante soit-elle, ne peut se réduire à une dimension strictement mémorielle. La mémoire n'est pas une fin en soi. Je dirais même qu'elle est plutôt un point de départ. Elle nous oblige pour le présent et pour l'avenir. Elle nous impose de transformer le souvenir des tragédies passées en énergie pour tenter de prévenir celles de demain. Et c'est dans cet esprit qu'est né le Forum mondial Normandie pour la paix, que j'ai proposé au président de la région Normandie, Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, lorsque je suis devenu vice-président de la région en 2016 en charge des affaires européennes et internationales. Un forum qui est conçu non pas comme un événement de plus dans l'agenda international, mais bel et bien comme un espace de dialogue, de confrontation d'idées, de production de solutions concrètes. Un lieu où se rencontrent responsables politiques, acteurs de la société civile, chercheurs, journalistes, jeunes du monde entier, autour d'une conviction simple: la paix ne se décrète pas, elle se construit et elle se construit ensemble. Je vous propose de regarder une très courte vidéo de ce à quoi ressemble ce Forum mondial Normandie pour la paix. Ce monde semble nous échapper. Et nous ne savons plus très bien d'ailleurs comment œuvrer pour sauvegarder la paix face à la folie qui semble gagner les hommes. Il y a également le danger associé aux menaces sur la liberté d'expression dans le monde, des défenseurs de l'environnement, ou bien tout ce qui peut saper la contestation non violente. Ce sont des défenseurs de la liberté et on les applaudit bien fort. Parce que c'est génial, on a eu beaucoup de discussions, c'était beaucoup d'interactions. On pouvait échanger, on voulait à chaque fois rebondir sur la question. C'était vraiment un échange entre nous et eux. On voit vraiment des gens qui sont investis. Ça donne un peu d'espoir, mais ça montre quand même des faces du monde qui sont assez dures. Voilà, un petit aperçu, prochaine édition 9 et 10 avril 2026 à Caen en Normandie. Mais Normandie pour la paix, ça va bien au-delà d'un seul forum. C'est en réalité un véritable écosystème pour la paix que nous construisons et que nous développons en Normandie. Et cet écosystème, il s'appuie sur des institutions
et des initiatives fortes. Le mémorial de Caen, lieu de transmission et de réflexion sur les conflits contemporains. Le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, qui honore ces journalistes du monde entier qui, souvent au péril de leur vie, nous donnent à voir la réalité des conflits. Mais je veux aussi évoquer l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, aujourd'hui, en ce 10 décembre, journée importante. Et cet Institut international des droits de l'homme et de la paix, il forme les jeunes générations à la citoyenneté, aux valeurs universelles. Et puis il y a ce projet aussi que nous portons en Normandie d'inscription des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et enfin le prix Liberté qui donne la parole à la jeunesse du monde entier pour distinguer chaque année une personne ou une organisation engagée pour la liberté. Ainsi, vous comprendrez que le thème de votre conférence d'aujourd'hui, les femmes et la paix, résonne pour le Normand que je suis avec une force toute particulière. Car nous en sommes tous ici convaincus, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas un supplément d'âme de la paix. Elle en est une condition essentielle. Ce qui nous anime, ce n'est pas la paix à tout prix, ou à n'importe quel prix. Ça, on le laisse à Donald Trump, qui, lui, est manifestement prêt à tout pour recevoir un prix. Mais ce que nous défendons, nous, c'est une paix durable, une paix juste, inclusive, ancrée dans le respect des droits fondamentaux et du droit international. Cela peut paraître un peu old school, mais je crois au contraire que c'est là très moderne. L'ambition d'une paix durable, c'est la colonne vertébrale, l'alpha et l'oméga de Normandie pour la paix. Et nous l'avons formalisé à travers le manifeste pour une paix durable, véritable constitution de l'initiative Normandie pour la paix, un manifeste écrit à plusieurs mains par 4 lauréats du prix Nobel de la paix que nous avions réunis en Normandie en 2019, et parmi eux, parité absolue, 2 femmes, 2 hommes. Mohamed El Baradei, Lema Gobui, Denis Mukwege et Jody Williams. Eux, bien sûr, et nous tous ici, partageons cette même certitude, qu'il ne peut y avoir de paix durable sans la participation pleine et entière des femmes. Or, cela a été dit, les femmes restent trop souvent absentes des enceintes où s'élabore la paix, les médiations, les pourparlers internationaux, le système judiciaire et, plus généralement, les lieux de pouvoir. Alors que nous célébrons cette année le 30e anniversaire de la déclaration de Pékin, beaucoup reste à faire. En l'absence de la moitié de l'humanité dans la prise de décision dans les secteurs clés de la paix et de la sécurité, nos réponses aux crises resteront fragiles, partielles et même parfois dangereuses. Aussi, je veux saluer l'initiative prise en Normandie par Nicole Hamelin, qui fut longtemps présidente du CIDO au sein des Nations Unies et qui préside actuellement l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, dont le siège est dans notre région Normandie. Dans le cadre de la promotion d'une diplomatie féministe, monsieur l'ambassadeur, vous en parliez tout à l'heure, elle porte avec détermination l'idée, sur le modèle des experts du GIEC en matière de changement climatique, de la création d'un GIEC sur la place et le rôle des femmes dans les processus de décision au sein des organisations internationales et plus largement de la gouvernance mondiale. Car oui, nous avons besoin d'une méthodologie scientifique sur le sujet et aussi de donner de la visibilité politique et médiatique à ce combat qui n'est pas que l'affaire des femmes, qui est notre affaire à tous. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi vous dire qu'il nous faut dépasser la seule question du genre. Et pour conclure, j'aurai quelques mots sur l'approche générationnelle de la paix. Parce qu'on peut être femme, mais on peut aussi être jeune. Et il y en a aussi ici beaucoup des jeunes. Partout dans le monde, la jeunesse exprime une attente immense, celle de vivre dans un monde en paix. Cette aspiration, elle est profonde, elle est sincère, et elle est, on peut bien le comprendre, souvent pétrie d'impatience. Or, elle se heurte trop souvent à notre incapacité collective à donner des perspectives, à offrir une espérance. Notre initiative Normandie pour la paix, elle est tout entière dédiée à la jeunesse, avec des milliers de lycéens qui viennent chaque année participer à notre forum, mais je veux aussi parler des programmes éducatifs tout au long de l'année pour donner des clés de compréhension et d'analyse afin de décrypter l'état du monde. Tous ces contenus, ils sont disponibles en ligne sur notre site internet Normandie pour la paix. Ils sont accessibles à tous, il n'y a pas de droit, vous pouvez les utiliser, les diffuser, les propager
c'est important vraiment de les partager. Et il y a urgence à investir davantage pour l'éducation, car donner la priorité à l'éducation, c'est investir dans la paix. Il n'y a pas de paix durable sans système éducatif solide, inclusif, émancipateur. Et associer la jeunesse aux affaires du monde, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité à la fois démocratique et stratégique. Pour construire la paix, il faut donc savoir partager, avec les femmes bien sûr, avec la jeunesse bien sûr, mais je dirais avec les citoyens en général, avec tous les citoyens. Car il est fini ce temps de la construction de la paix qui ne serait que l'affaire de quelques diplomates, pardonnez-moi monsieur l'ambassadeur, messieurs et madame l'ambassadeur, ou de quelques capitales. On a besoin d'appropriation, pas de confiscation. Faire la paix, cela concerne l'ensemble de la société. Il ne s'agit pas de revêtir des habits de pacifistes naïfs, mais bien de refuser que des sujets aussi vitaux pour la planète, pour la dignité humaine, pour le respect du droit international, ne soient confisqués, bien malgré eux, par quelques-uns. La participation citoyenne ne concerne pas uniquement les affaires locales. Je le dis, je suis maire, mais je pense qu'elle est plus que jamais pertinente dans les relations internationales. Elle est un levier de légitimité, de responsabilité tant individuelle que collective, et aussi de résilience. Mesdames et messieurs, Bertha VON SUTTNER, première femme lauréate du prix Nobel de la paix, figure visionnaire qui inspire la conférence d'aujourd'hui, elle avait compris très tôt que la paix n'était pas seulement l'absence de guerre, mais un combat politique, culturel et moral. À l'heure où la paix est mise à l'épreuve, Bertha VON SUTTNER nous invite à ne pas céder au fatalisme, à croire encore et toujours que la paix peut être construite et surtout qu'elle doit l'être tous ensemble. La modernité de ses idées est saisissante. La puissance de son engagement continue de nous interpeller. Elle nous rappelle que le courage intellectuel et la persévérance peuvent infléchir le cours de l'histoire. Vive la jeunesse, vive les femmes et vive la paix. Merci beaucoup, Monsieur François-Xavier Priolo. Vous êtes un apôtre de la paix. Il nous faut vaincre la guerre qui est un fléau, disait Bertha VON SUTTNER. Quelle autre organisation que l'organisation d'interdiction des armes chimiques remplit mieux ce rôle? Nous sommes très honorés d'accueillir Son Excellence Monsieur Fernando Arias, directeur général de cette noble organisation récompensée du prix Nobel de la paix en 2013. Je vois que la salle est complètement pleine. La salle est full pleine, Madame Pichon. What a pleasure, quel plaisir de voir cette salle comme ça. Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le ministre d'État et président de la Fondation Carnegie, Madame la maire adjointe de La Haye, Monsieur le vice-président de la région de Normandie, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames, Messieurs. C'est un grand plaisir et un privilège de m'avoir offert cette opportunité de participer à ce grand événement aujourd'hui. Cette conférence est opportune et nous donne la possibilité de reconnaître la contribution historique des femmes dans le domaine de la paix et de la sécurité et de mettre en valeur leur héritage. À l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, pendant les 30 dernières années, nous avons travaillé de manière dédiée afin de contribuer à la paix et au désarmement. Vous êtes référé, Monsieur le ministre d'État, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le vice-président, au droit, à la justice, au désarmement. Ce sont des matières complémentaires qui, toutes les trois, poursuivent le même but, la paix. La signification historique des femmes dans le mouvement pour la paix et le désarmement n'a pas reçu la reconnaissance suffisante qui leur est due. Cette conférence, aujourd'hui,
représente une opportunité de répondre à ce manque et de remercier ses organisateurs de leur invitation. J'ai pris mes fonctions à la tête de l'organisation en 2018. Before, in New York, I worked at the Spanish mission at the United Nations. And I had the opportunity to meet high-profile professional women. I remember Angela Kane from Germany and Virginia Gamba from Argentina, disarmament. At that time, Angela Kane was the United Nations Under Secretary General for Disarmament, and Virginia Gamba was her deputy. During my task at the OPCW, I had begun to have regular conversations with Izumi Nakamitsu, another relevant woman who had been appointed United Nations Under Secretary General for Disarmament. To work with all three women has been a real privilege. In this context, soon after my arrival to the organization, I was approached by someone with a proposal to become international gender champion, a position previously never held by anyone in the organization. Based on my experience and knowledge, believe me when I say that I needed not more than 3 seconds to accept this proposal, as I had no doubt as to its usefulness. Through that decision, I committed myself to break down the barrier of inequality in the work of the organization. Progress has been achieved in multilateral diplomacy, but unfortunately, we have faced many failures and frustrations, to tell you the truth. Bertha VON SUTTNER devoted his life to promoting disarmament through dialogue and worked tirelessly to oppose militarism, and a lot has been said about her yesterday and today. The Chemical Weapons Convention entered into force in 1997. The goals, in a summary, basically speaking, are to achieve progress towards complete disarmament with the total elimination of chemical weapons, to contribute to the realization of the principles of the Charter of the United Nations, and to promote that progress in the field of chemistry is used exclusively for the benefit of the human being. Clara Hélène Immer-Wach was born in Germany in 1870. She became an outstanding scientist and was awarded a PhD in chemistry, magna cum laude, being the first German woman ever to achieve such a high academic degree. She was brilliant, excuse me, she was brilliant and also courageous, and spoke out against the use of chemistry in warfare. She was unlucky to marry Fritz Haber, the German scientist who developed the chemical weapons program used by the German army during the First World War. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Harbert had convinced the German High Command of the effectiveness or the efficiency of chemical weapons. And in April 1915, the first large-scale chemical weapons attack in history took place on the Belgian front in the locality of Ypres. 180 tons of chlorine were deployed, resulting in thousands of casualties in several minutes. His wife, Clara
Hélène Immerwacht, was a scientist and also a lover of peace with strong moral principles. She believed that her husband's research in chemical weapons had been a perversion of the ideas of science and a sign of barbarity, corrupting chemistry, which ought to be used only to bring new insights into life. The principles that Ms. Immerwacht was defending are exactly the same ones set out in the Convention for the Prohibition of Chemical Weapons, enshrined in this treaty 82 years after her death. The shock of seeing her husband devoted to such a lethal activity was unbearable for her, and she committed suicide in May 1915. In the field of peace and disarmament, I could cite the names of other outstanding women whose contributions have been extremely relevant. I will not do so, however, as I do not wish to be unfair and to leave any name out for the lack of time. But what I would like to mention here is that their achievements have very often and for many years been minimized or even unmentioned in the history of disarmament. Fortunately, progress has been made. There is clear evidence that women's involvement in disarmament affairs leads to more effective, inclusive, and sustainable peace and security outcomes. And we need to ensure the equal representation of women in any international peace and security activity. At the OPCW, we recognize the role of women in our efforts, and we have concrete results to prove it. The organization where I work is founded on the basic truth that using chemistry to inflict harm is barbaric, inhuman, and never justified. The prevention of human suffering is at the core of our mission. The OPCW has developed a range of policies and programs to improve the representation and participation of women. Since I assumed my position as Director General of the organization in 2018, we have increased the proportion of women in the technical secretariat, where we have 500 people. We have increased the proportion of women, as I was saying, from 38% to 45%. At the moment, women hold 42.5% of the senior positions of the organization. Under my leadership as International Gender Champion, the OPCW created a system of gender focal points. We also continued carrying out programs such as the Women in Chemistry Symposium, the Basic Analytical Chemistry course for women, and many events related to diversity and inclusion. In 2022, in partnership with the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, UNICRI, we published a compendium of best practices on the engagement of women in chemical safety and security. In 2024, the OPCW launched, in cooperation with Switzerland, a first ever international training cycle for women first responders. All these initiatives demonstrate the commitment of our organization and the other member states and the rest of the other member states to addressing inequities between women and men in the field of disarmament. Distinguished friends,
while we can be satisfied with our achievements to date, we recognize that challenges remain. The task is by far not finished. Our job advertisements will continue to encourage applications from women for positions at all levels of the organization. The OPCW Center for Chemistry and Technology, inaugurated in 2023 in the presence of King Willem-Alexander of the Netherlands, has substantially increased our technological capabilities and will be instrumental as we expand our efforts to support women in science fields. In closing, the commitment of the OPCW to promoting women in the field of international peace, security, disarmament and non-proliferation will be solidly anchored until the desired goals are reached. Going forward, the OPCW will continue to remember and honor the legacy of the women who historically have made invaluable contributions to the noble task we carried out in the organization. I wish you all a productive and enjoyable conference, and many thanks to all of you for your kind attention. Merci infiniment, Excellence. Vous avez bien lié la thématique de la paix avec celle de l'égalité des genres. Il est donc tout à fait naturel de donner la parole désormais à son Excellence Peter Derkhoff, ambassadeur pour les droits des femmes et l'égalité des genres du ministère des Affaires étrangères néerlandais. Excellences, Mesdames et Messieurs, et bienvenue tous les jeunes dans le public. Je continue en anglais. It's an honor to stand here in the Peace Palace on International Human Rights Day and to speak about women and peace and security. And the statue of Bertha von Suttner stands as a powerful reminder of why we gather here today. The only woman to participate at both Hague Peace Conferences, the first woman to win a Nobel Peace Prize, a fearless advocate for peace on the eve of the First World War. And without her, The Hague would never have become what it is today, the city of peace and justice. And Bertha von Suttner, she criticized the military buildup in Europe. Her words about the disregard for the value of human life still speaks to us today. Standing here also brings another pioneer to mind, Aletta Jacobs, an icon of Dutch feminism. Her legacy lives within these walls, a physician, a suffragist, a peace advocate, at a time when women were excluded from international diplomacy. She hosted the International Women's Conference in 1950 here in this very building in the Peace Palace that had then just opened its doors. And in the follow-up, Aletta Jacobs traveled across Europe and to the US during World War I, meeting with world leaders and promoting peace through negotiations. The efforts by these two women, more than a century ago, highlight something we still overlook: the indispensable roles and perspectives of women during conflict. And their work reminds us that women's voices are essential to conflict resolution and peace building. This was true then, as it is true today. So this year we mark the 30th anniversary of the Beijing Declaration and the 25th of the Security Council Resolution 1325. Since then, we've seen meaningful but insufficient progress. So let us honor the leadership of all those women, peace builders, frontline service providers, peacekeepers, mediators. We recognize the indispensable role they play every single day in building peaceful communities around the world. And we celebrate these anniversaries against a sobering backdrop,
a backdrop of rising geopolitical tensions, of shrinking civic space, of a well-funded anti-rights movement that is trying to roll back decades of progress. A time when conflicts are manifold and are deadlier, more complex and longer lasting. In every crisis from Ukraine, Gaza, Sudan, women are the first to be deeply impacted. In the words of Dutch peacekeeper General Patrick Kammaert, in conflicts today, it is more dangerous to be a woman than to be a soldier. Sexual violence in conflict has risen by 25% in just 1 year. But when we look at the images of recent peace negotiations, one has to wonder, where are the women? Last year, women made up only 7% of negotiators and 14% of mediators. We still have a long way to go. We therefore must continue turning principles into practice, and as the Netherlands, we believe inclusion and human dignity are non-negotiable. They are essential to building a lasting peace. And evidence shows that peace agreements are more effective and sustainable when women participate meaningfully. Through our own National Action Plan 1325, we have supported women mediators in peace processes, and we have increased the participation of uniformed women in peacekeeping operations. We advocate everywhere for women's full involvement in conflict prevention and peace building. We have successfully worked for EU sanctions against perpetrators of conflict-related sexual violence. And we co-organized here the first international conference of prosecutors on accountability for conflict-related sexual violence here in the Peace Palace. Prosecutors shared best practices to improve investigation and prosecution. We have established a mediation support fund to reinforce peace efforts, and we have just launched a new WPS grant instrument of 40 million euros to bolster women's organizations, including to support survivors of conflict-related sexual violence. Because peace without inclusion is fragile, and inclusion without protection is hollow. Partnerships with women's organizations are at the heart of our work. Only local voices can shape local solutions. We see this in the participation of Sudanese women in peace and security dialogues, in leadership training for women in Syria, in our support for the Ukrainian Women's Fund to support their vital work for peace and security. Promoting women, peace and security requires the unwavering commitment from all of us. By joining forces, we can challenge gender inequalities, dismantle barriers, and create the opportunities needed to move from conflict toward lasting peace. And engaging men as allies is essential in this effort. As our Dutch Chief of Defense puts it, advancing women, peace, security is not only a moral imperative, it is a matter of operational effectiveness. And so, as we look ahead, let us draw inspiration from the women who came before us. Let us step confidently into the footsteps of Bertha VON SUTTNER and Aletta Jacobs, not just honoring their legacy, but carrying it forward. I wish you all a very inspiring conference. Excellence, un grand merci pour vos paroles qui traduisent bien votre propre engagement sur le terrain depuis de très nombreuses années. C'est une grande joie à présent de donner la parole à votre homologue en France, Madame l'ancienne ministre et également ambassadeur des droits de l'homme en France, Madame Isabelle Rome. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, je suis très honorée d'être parmi vous en cette journée internationale des droits de l'homme, ici à La Haye, pour la conférence Femmes et Paix. La véritable paix n'est pas simplement l'absence de guerre, c'est la présence de la justice. Ces mots sont ceux de Jane Addams, défenseur des droits sociaux et des droits des femmes, deuxième femme à recevoir le prix Nobel de la paix, s'inscrivant dans les pas et les combats de Bertha VON SUTTNER, comme des milliers de femmes après elle.
Ces femmes, avocates, résistantes, juges, suffragettes, activistes, médiatrices, soignantes, députées, diplomates, souvent restées dans l'ombre, ont pourtant contribué avec intelligence, détermination et courage à façonner la paix. À l'occasion de cette journée internationale des droits de l'homme, je pense notamment aux contributions essentielles des femmes à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fut aussi le fruit de combats, de négociations et de batailles sémantiques. Parmi les artisans de l'ombre, nous trouvons des femmes, une fois encore, des femmes de tous les pays, de toutes les cultures, toutes les religions. Eleanor Roosevelt, bien sûr, qui, en tant que première présidente de la Commission des droits de l'homme, a su mettre son prestige personnel au service d'un idéal universel. Hansa Mehta, militante, philosophe indienne, qui a défendu avec vigueur la transformation de l'article 1, c'est grâce à elle que la formule « tous les hommes naissent libres et égaux » est devenue « tous les êtres humains naissent libres et égaux ». Mais aussi Marie-Hélène Le Faucheux, grande résistante et députée française, qui a œuvré pour que la non-discrimination fondée sur le sexe soit inscrite dans l'article 2. Ou encore Minerva Bernardino, diplomate dominicaine, qui a insisté pour que soit affirmée dans le préambule l'égalité entre les hommes et les femmes. À travers l'histoire, tant de femmes ont œuvré pour la sécurité, la paix et l'égalité. Je pense aujourd'hui à Narges Mohammadi, toujours retenue dans les geôles iraniennes, à Alexandra Matvichuk, qui documente inlassablement les crimes commis par la Russie en Ukraine pour faire prévaloir la vérité. Je pense à Wangari Maathai, à Shirin Ebadi, à Tawakkol Karman, à Malala Yousafzai et à toutes celles qui, souvent au péril de leur vie, défendent un monde de paix et de justice. Car il n'y a pas de paix sans justice. Et ce n'est pas ici à La Haye que la magistrate que je suis vous dira le contraire. L'idée d'un droit protecteur des individus comme rempart contre la tyrannie et l'oppression n'est pas nouvelle. Elle a été développée par les philosophes des Lumières comme Jean-Jacques Rousseau ou le marquis de Montesquieu. Cet idéal de paix, construit par les hommes à l'aide des lois et du droit, a ainsi été un repère pour l'humanité depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, les canons n'ont pas disparu de l'histoire du monde. Ils sévissent et tuent des femmes, des hommes et des enfants sur de nombreuses terres. Le cri de Bertha von Suttner doit encore être écouté et entendu. Die Waffen nieder, abat les armes. Une inquiétude nouvelle doit aussi nous alerter. Le droit est attaqué au plan international comme national. Pas un jour sans déclaration contre l'état de droit, ce principe qui fait prévaloir le droit sur le pouvoir politique et exige que chacun, gouvernant ou gouverné, respecte le droit. Le droit est souvent présenté comme un frein à l'action politique, comme un empêcheur. En recourant à ces critiques, ces utilisateurs tentent d'opposer l'état de droit à la démocratie. À cause de ce concept, les citoyens ne seraient, selon eux, pas entendus en leurs besoins et aspirations. Dans le même esprit, les juges sont vilipendés, considérés comme politisés ou incompétents. On met en doute leur impartialité et les juridictions internationales ne font malheureusement pas exception. Et permettez-moi d'avoir une pensée pour les juges actuellement sanctionnés. En s'attaquant aux droits et à celles et ceux qui les appliquent, les défendent, ce sont les lumières qu'ils sont en train d'éteindre. Ne veut-on plus de paix? Ne croit-on plus au droit? Ou n'en veut-on plus? Car ne nous y trompons pas,
Chacune de ces attaques contre le droit et l'état de droit sont des attaques contre la protection de l'être humain, contre notre monde commun, et une relativisation coupable de la dignité humaine. Dans son discours au banquet des Nobel, Albert Camus disait que chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, disait-il, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Dans une course folle contre la montre, elle doit restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. En cette période de vent mauvais, nous devons relever ce défi. Le droit peut nous y aider, la participation des femmes aussi. Notre boussole doit rester celle de la défense des droits humains. Tant que les droits d'un seul être humain seront bafoués, tant que cet être sera privé de liberté, aucun de nous ne sera véritablement libre. Car, comme le disait si bien Simone de Beauvoir, se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Je vous remercie. Merci infiniment, Excellence. Vous incarnez cette liberté et cette préservation de nos droits essentiels. Un immense merci à vous pour votre présence. Nous allons conclure ce panel par 3 voix qui vont monter me rejoindre sur cette scène et qui vont vous partager les conclusions des dialogues qui se sont tenus hier derrière, je dirais, la scène des défenseurs de la paix. J'invite Madame Amrita Kapoor, secrétaire générale de la Ligue internationale des femmes pour la paix, à nous rejoindre ici sur cette scène, ainsi que Madame Yael Admi, cofondatrice de Women Wage Peace, et Madame Rim Al-Jarjeh, fondatrice de Women of the Sun. Excellencies, distinguished guests, colleagues and friends. It is indeed a deep privilege to represent the Women's International League for Peace and Freedom, WILPF, today. As was just mentioned by Her Excellency, WILPF has a very special relationship to The Hague and to the 1915 Peace Conference. In fact, that was a founding event of WILPF where over 1,100 women activists from warring and neutral nations met at the International Congress of Women here in The Hague to demand an end to World War I and create lasting peace, which established the organisation that is now known as WILPF. The purpose then was to find solutions to World War I and prevent future wars, bringing together women from diverse backgrounds, including pacifists and suffragettes. We know as well that Jane Addams chaired this Congress and then became the very first president of WILPF. Today, WILPF is a membership and activist-based organisation with over 4,500 members across over 40 countries, spanning those that we consider in conflict and those that we might consider more peaceful, but are not truly inclusive and sustainable peace. Our members build peace from the grassroots to multilateral levels, recognising the need to address the root causes of violence to create inclusive and sustainable peace. But we are also, 110 years later, at an inflection and a crisis point. Here at the Peace Palace, we are confronted with an unprecedented rising global militarism of $2.7 trillion, which we know, and the evidence establishes, does not make us safer,
nor does it make us more peaceful, but it is in fact at the expense of inclusive and sustainable peace. So the significance of this conference, Women and Peace, is precisely because women and feminist peace builders, like they did 110 years ago, have the knowledge and the expertise to break cycles of violence and conflict. And yet the extreme withdrawal of funds to these very actors threatens to undermine our collective aspirations. So this is a moment to self-reflect on what it is that these important peace actors need to resolve conflict in a manner that can also prevent conflict in the future. Because without this link to prevention, we are only becoming better at managing the devastating consequences of conflict. We are not breaking the cycle. So today we honour this wisdom by providing space for women peace activists to share their calls. The grassroots participants from around the world who've gathered here in The Hague in the past few days in a confidential settings have worked to create declarations and statements for us to listen to. So today we hear their voices and we commit to act to ensure that these voices influence our actions for peace. So it is my honour and privilege to read the first statement on behalf of Ukrainian and Russian peace builders as an external ally in solidarity, and particularly on behalf of those whose security would be at risk if they spoke for themselves. There will be other statements, and I'll invite the other speakers from the other groups because they have statements that relate to their specific contexts. So I'll start first with this one from the Ukraine and Russian group. The proposal reads, "We, women from Ukraine, Russia, from territories de facto uncontrolled by the government of Ukraine, and from other European countries affected by armed conflict, call for peace and the ending of all wars. Across front lines, borders, and political divides, we have come together as women who live the reality of war every single day. We speak not from ideology, but from lived experience. And from that experience, we know with certainty that sustainable peace solutions are built through dialogue, not through weapons. We are united by a shared responsibility to defend human life and human dignity. We seek a just and long-lasting peace, and we seek it with urgency. Every day, women and civil society carry the heaviest weight of war's consequences while remaining largely invisible. We respond rapidly to humanitarian crises where public institutions are unable to act in time. We conduct humanitarian evacuations and support displaced people and continue to do so. We establish emergency response systems and safe shelters and continue to do so. We accompany veterans returning from war and support their families. We ensure access to medical and reproductive care where the state does not provide it. We carry out community-based research and know firsthand what people's needs are and what they hope for. We document human rights violations. Our recommendations are grounded in direct fieldwork and continuous engagement with conflict-affected communities. Our purpose is to bring the human dimension into the negotiation process. Today, much of the conversation is about borders and territories. We speak about people, about everyone, including those too often excluded and unheard. People living in territories uncontrolled by Ukraine, vulnerable groups, women and children and families torn apart by war. We stand ready to engage at every stage of the peace process, from consultation and negotiation to implementation and public monitoring. Our inclusion as active participants in conflict resolution and peace building is not optional nor symbolic. It is a binding international obligation under UN Security Council Resolution 1325 and the subsequent resolutions in this agenda. The proposal focuses on 4 themes: reunification of separated families, prevention of violence towards women and children, ensuring women's participation in building sustainable peace, redefining security as a shared responsibility of citizens and state, to offer a coherent and practical foundation for sustainable solutions,
To ensure family reunification, this involves opening bilateral humanitarian corridors, recognising dual citizenship for Ukrainian citizens, particularly for those in territories uncontrolled by the Ukrainian government or in Russia, and establishing a commission composed of Ukrainian, Russian and independent international organisations, such as UNICEF, to oversee the return of children to their families, employing non-politicised individual approaches. The protection of women and children from violence must involve establishing clear legal recognition of gender-based violence and introducing working mechanisms of protection and prevention, providing resources for mental health support of civilians and returning combatants, and engaging community-level experts and practitioners in addressing conflict-related sexual and domestic violence. Including women in all stages of the peace process means guaranteeing and institutionalising the participation of women from all levels of society in negotiation and implementation, ensuring safety and strengthening the capacities of women peace builders by providing legal, physical, digital and psychosocial support and protection, and establishing independent monitoring mechanisms in consultation with civic organisations. Embedding a human-centred approach of security into the peace processes builds protection systems around people and their needs. It also allows the renewal of security frameworks, including the Helsinki +50 Final Act, with a human-centred and gender-responsive lens, and ensures that security decisions are based on lived experiences. The conclusion is that there is an appeal to the international community today because decisions made without women and without civic initiatives cannot reflect the real needs of people. These proposals establish effective protection mechanisms, expand spaces for dialogue, and help rebuild the social fabric to lay the foundation for lasting peace. We affirm that a human-centred approach grounded in care for the peaceful lives of women, children, families and communities must become the core of international policy. That concludes the statement from the Ukrainian, Russian and other Eastern European groups that met over the past days, but also the past weeks. And now it's my privilege to introduce Yael Admi, the co-founder of the Women Wage for Peace, and Reem Al-Hajadra, founder of Women of the Sun. مرحبا، أنا راح أتكلم باللغة العربية فبليز سماعات. Yael? The photographer giving me directions. Come here. I'm sorry. You will speak Yes, we apologize for this little moment. For the translation, we are calling the person who can translate to Arabic, from Arabic to English. That's okay.
Yes, somebody could come here and talk from Arabic to English. Yes, we're going to be all right, so you can take back your seats. Yes, yes, we are calling the lady who can talk from Arabic to English. Thank you. We will ask you to be very brief because we are supposed to end this session at 11 and it is 11. So you have to be very, very brief. Yeah. Merci. Nous vous demandons de nouveau le silence. في الشتاء أجهزة كفاية شكله. خليه مختصر كمان. بقى تتكلكيش. من دائما بحكي خير الكلام ما قل ودل. احكي لهم كلهم كان لسه. Good morning, everyone. I'm Nida Shougri, the co-director of the Women, Peace and Security Center at Itaq Maki. I'm going to be helping Reem Hajajri of Women of the Sun in translation. Please go ahead. بعتذر عن الفوضى اللي عملتها. I apologize for the mess. أنا كثير فخورة إني بقف أمامكم اليوم وراح أحكي باللغة العربية آسفة. I'm really proud to stand in front of you today and I apologize that I have to speak in Arabic. اللغة ما عمرها كانت عائق في تحقيق أي هدف وخصوصاً إذا بدنا نحقق السلام في مجتمعاتنا. Language has never been a barrier, especially if you want to achieve peace in the region. أنا ريم حجاجري من بيت لحم تحديداً من مخيم دهيش اللاجئين الفلسطينيين. I'm Reem Hajajri from Bethlehem from the Dheshi refugee camp. بحد ذاته فكرة إني أعيش في مخيم هي من هناك كانت الحياة الأصعب للشعب الفلسطيني. The reality of living in a refugee camp has been a difficult experience and this is where I started. وهو المكان الأكثر صعوبة وتعقيداً للمرأة الفلسطينية تحديداً. The Palestinian refugee camp is the most complicated and harsh place for Palestinian women to be in. التعديات اللي بتصير كل يوم هي اللي خلت الهدف الرئيسي إن لازم يكون في عنا قوة نسوية في تغيير القرار. And the aggressions that we face, the daily aggressions, have been the drive for us to decide that women need to lead a change. حباً منا ولأطفالنا رفضنا إنه يكونوا أولادنا قتلة أو مقتولين. Because we care about our children and we refuse that they be either killed or killers. ومنطالب بشكل مباشر في تطبيق قرار 1325 اللي بيحمي النساء في فترة الحرب والسلام. And we demand the immediate implementation of Resolution 1325 to protect women and children in times of war. بنرفض أيضاً أن تكون هذه القرارات مجرد حبر على ورق وأنها تطبق حرفياً في مجتمعاتنا. And we refuse that these resolutions stay only in theory and not being actually practiced and implemented. حرية المرأة بتبلش لما هي بتفكر كثير منيح أنه تكون هي جزء من صنع قرار. Women's freedom starts when she decides that she wants to be part of decision making. ومع ذلك هذا الإشي إحنا حرمنا منه. Yet this is something that we have been deprived of. عشان هيك اليوم أنا بطالب أمام الجمهور وفي هذا المكان الكثير مهم بالنسبة لي. And this is why I demand here from this stage and in this very important day. أنه يساعدوا النساء في مناطق النزاع. To help women in conflict zones. تحقيق العدالة والمساواة. To achieve justice and equality. وأخذ حريتها بطريقة سلمية. And to achieve our freedom in peaceful ways. عن طريق المفاوضات والعودة إلى
صنع القرار. Using negotiation means and going back to and being part of decision making. لأني أنا شخص بآمن في المقاومة السلمية. And as someone who believes in non-violent resistance. وأن الحل الوحيد للشعب الفلسطيني هو الحل السلمي. And that the only solution for the Palestinian people is the peaceful solution. تعاونت مع الإسرائيليين في صوت الأمهات اللي هم نساء يصنعن السلام. I partnered with my Israeli colleagues in Women Wage Peace. من أجل أنه نحقق سوياً السلام مع بعض. In order to achieve peace together. لأنه شكراً. صوت الأمهات هو صوت امرأة فلسطينية وإسرائيلية بتطالب بوقف دائرة الدم. The Mother's Call is an initiative, is a call of an Israeli and Palestinian women to end the fighting and the bloodshed. بنطالب في حياة آمنة وصحية وسليمة. We demand living peacefully, safely, and in a normal life. إنه وللأجيال القادمة. For us and for the next generation. وأنه يكون في تحقيق للسلام العادل التقليدي. And for achieving a just and peaceful resolution. Thank you. Wow. It's always happening. When I'm speaking after him, I feel that I have nothing to add, again and again. So you will listen some very similar things, and this is the core of our partnership. It is a great honor for me to be here in the Peace Palace and to speak to you, dear people, supporters of peace, who believe in the power of women to change reality. Thank you so much. I would like to tell you briefly about the Israeli movement Women Wage Peace and about our partnership with our Palestinian sister movement, Women of the Sun. You have just heard the courageous and the brave leader, our friend and the most wonderful partner we could dream to have. We founded Women Wage Peace 11 years ago. At that time, when yet another unnecessary and unneeded and avoidable war broke out in Gaza, we realized, sorry, phone from the family, I have to stop it, sorry. We realized that for too many years, the female voice had been missing from the struggle for peace. We established Women Wage Peace with the goal of expanding and widening support for peace within Israeli society. We developed a unique language of empathy, respect, and listening in order to enable more and more women to join us. And indeed, 50,000 women, Jewish and Arab, women from across the country have joined the movement from diverse communities and across the political spectrum. 5 years ago, we decided to build a relationship of trust, solidarity, the partnership with our Palestinian partners. We learned from other conflicts
how vital is women's partnership from both sides to end the conflict. And we built a strong bridge of trust with the Palestinian women from Women of the Sun. For 9 months, we jointly articulated the foundation, the core of our partnership, of our values, of our commitments. Together, we wrote our Mother's Call, which gives voice to our shared powerful desire that our children will not be killed and will not kill anyone in unnecessary wars, and to our demand to be partners in the negotiation and reconciliation processes in the spirit of UN Resolution, Council Resolution 1325. We know that our voice is essential for the success and of the stability of the solution. Can you imagine 3 days before the 7th of October, 23, we had a big event of Israeli and Palestinian women. And we said together, 1,500 women, and we said together, listen to our mother's call. All of us are sitting on a ticking bomb. It will blow in our faces. You should take carefully on this conflict. And 3 days after, the disaster arrived. Our mother's call enabled us to continue our partnership during the horrific days of the brutal war of the past 2 years. Members of Women Wage Peace who lived along the Gaza border and members of Women of the Sun in Gaza were killed in this terrible war. But out of this terrific pain, terrible pain, we continue to act with even greater courage and dedication, because in these horrific times, when we all understand the true cost of wars, peace is so much needed. Through the Mother's Call, we call on women and men around the world to support us and to strengthen our demand for advancing a political agreement. And this time, a wonderful women's organization, Vital Voices, which has joined forces with us to help advance the end of the conflict and is launching an international campaign to create a global mass movement that will amplify our demand and influence decision makers. We invite all of you to sign the Mother's Call, represented here, and to join a joint march in Rome in March 24. Yes. We are waiting for you. As well as parallel marches around the world to promote the end of the horrific conflict and bring life of freedom, security, and bring life of rights, prosperity, and equality for all. We will march barefoot. This is the idea of my admired partner, Rim. We will walk barefoot on the earth, soaked with the blood of our children, and together bring great hope for a future of peace.
because it's time for women. It's time for peace. And we need your support. Please join our efforts. Thank you so much. Quelle magnifique conclusion pour cette séance inaugurale. Nous vous remercions pour votre patience. Nous sommes sortis du temps, comme on dit, mais c'était nécessaire. Donc nous allons remercier nos brillants panélistes pour cette première séquence inaugurale et je vais convier les personnalités du panel 1 à nous rejoindre. Merci.
Mesdames et messieurs, alors nous sommes ravis de ce grand moment d'émotion que nous venons de partager, qui a quelque peu perturbé notre audience. Mais je vais vous demander de regagner vos chaises. Vous pourrez signer l'appel plus tard, parce que nous devons débuter la prochaine séquence. Il nous faut vaincre la guerre qui est un fléau. Je crois qu'on en est tous très très convaincus. C'est pour ça que vous êtes tous en ébullition et c'est une bonne chose. Mais il nous faut reprendre nos travaux. Je veux redire à toutes les militantes et à tous les militants de terrain qui se sont réunis hier à huis clos qu'ils pourront rejoindre, ils pourront s'exprimer plus tard sur les prochains panels, qu'il s'agisse de l'Afghanistan ou du Soudan. Ce sont des militants que nous entendrons plus tard dans la journée. Je vous demanderai volontiers de rejoindre vos chaises et nous donnerons la parole à ces militants de terrain plus tard dans la journée. C'est une longue journée qui nous attend, donc je vous remercie de bien vouloir regagner vos chaises. Voilà. Je vais rapidement laisser la parole de nouveau à Madame Isabelle Rome, ambassadrice de France pour les droits de l'homme, ancienne ministre déléguée auprès du Premier ministre pour l'égalité des genres, qui va avoir l'honneur de modérer ce prochain panel. Un panel très nombreux et je remercie par avance chacune et chacun des intervenants d'avoir la gentillesse d'être très bref, car la brièveté sera notre mot d'ordre, je crois. Être lapidaire, car nous avons pris plus d'un quart d'heure de retard et cette session doit impérativement se terminer à 12h30, car à 12h30, nous vous donnons rendez-vous sur les marches du Palais de la Paix pour une grande photo de famille. Nous serons plus de 500 personnes à ce moment-là. Et ensuite, nous nous dirigerons vers les déjeuners debout pour ceux qui y sont conviés et vers les déjeuners assis dans le restaurant des juges pour les personnes qui ont été conviées. Nous vous remercions beaucoup d'avoir retrouvé le calme et vos esprits. Je vais laisser la parole à Madame Isabelle Rome, mais je vais rapidement décrire les personnes présentes sur le panel. Madame Valérie Pouzol, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Paris 8, membre de l'Institut d'études pour la paix, qui nous a fait l'honneur de venir avec une délégation de pratiquement une trentaine de jeunes étudiantes et étudiants qui étudient pour la paix, qui sont parmi nous. Voilà. Étudiantes et étudiants qui ont collaboré hier aux travaux intenses des militantes, militants de terrain. Nous les remercions, nous n'avons pas pu donner la parole à tous les groupes ce matin. C'était une mission impossible étant donné le temps qui nous est compté. Mais tous les travaux vont être repris à différents moments de la journée. N'en ayez aucune crainte. Et tous ces travaux seront également repris dans l'ouvrage scientifique qui va être réalisé à l'issue de cette conférence. À ses côtés, je salue Madame Béatrice de Raaf, également professeure d'histoire et de relations internationales à l'Université d'Utrecht. Également, à ses côtés, son Excellence Madame Carolina Olarte, ambassadrice de Colombie aux Pays-Bas
et représentante de la Cour permanente d'arbitrage, cette cour dont nous avons déjà beaucoup parlé depuis ce matin. Madame Rome, que vous reconnaissez toutes et tous, à vos côtés, Madame Ren Alapinigansu, vice-présidente de la Cour pénale internationale. À vos côtés, Madame Hilde de Man, directrice générale de Search for Common Ground, qui nous est présentée par nos collègues de l'ambassade de Belgique, que nous remercions sincèrement. À vos côtés, Monsieur Benjamin Duer, avocat international et auteur d'un ouvrage qui rend hommage à La Haye, capitale de la paix. À vos côtés, Suzy Guedoz, journaliste au Monde diplomatique et qui va nous présenter un outil révolutionnaire pour accompagner les progrès évoqués et faits par la paix. Et puis, à vos côtés, Annabelle Claudon, qui est notre ambassadrice pour la jeunesse, également élève de l'École normale supérieure et qui a été en stage au sein de l'Alliance française de La Haye et qui est une des architectes de cette conférence. Merci infiniment. La parole est à vous. Bons travaux pendant 1 heure maximum. Mesdames et messieurs, donc j'ai l'honneur de présider notre premier panel qui s'attachera à explorer l'héritage pour la paix transmis par les femmes qui nous ont précédés. Il y a 2500 ans, Aristophane disait aux femmes de la cité, par la voix de Lysistrata, « Ne faites plus l'amour, vous empêcherez la guerre. » Et ce fut le cas. De Lysistrata à Olympe de Gouges, aux résistantes, Lucie Aubrac, Mélinée Manoukian, aux négociatrices FARC en Colombie, les femmes se sont, à travers les âges, engagées pour la paix. Dans toutes les zones de conflit du monde, et quelle que soit l'exacerbation de la violence, des femmes refusent d'être victimes et se veulent les actrices d'une nouvelle société. En 2025, seuls 5% des médiateurs et 8% des négociateurs dans les processus de paix sont des femmes. Pourtant, leur participation augmente de 35% les chances d'aboutir à une paix durable. En cette année du 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a posé les fondements de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, la question de la place des femmes dans la résolution des conflits est plus que jamais essentielle. Donc, afin de mieux appréhender nos enjeux contemporains, il nous faut nous tourner un instant vers le passé et connaître les femmes qui, avant nous, ont agi pour la paix. Et donc, pour en échanger, j'ai autour de moi un merveilleux panel que Hélène Pichon nous a fait le plaisir de présenter. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole aux premiers intervenants. Je me permets de rappeler que chaque intervenant doit parler 5 minutes et je me devrais de vous interrompre. Je devrais vous interrompre si vous êtes plus long. Donc, voilà. Donc, je vais commencer. Donc, Madame Valérie Pouzol, Monsieur Benjamin Duer, vous êtes respectivement maîtresse de conférences en histoire contemporaine et avocat international. Pouvez-vous revenir sur le contexte historique de la place des femmes dans les processus de paix et les figures qui l'ont incarné? Valérie Pouzol, vous avez la parole. J'avais fait un PowerPoint. Vous m'entendez bien? Alors, je vais parler en français pour aller plus vite. Je suis désolée, je voulais remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette conférence internationale et remercier aussi mon université qui a financé le voyage et le déplacement. Du coup de 25 étudiantes qui ont pleinement contribué à différents ateliers et à une réflexion et également à un enseignement puisque l'Université de Paris 8 ouvre la première session d'études sur genre et paix. Donc voilà, c'était un petit mot. Alors pour embrayer sur ce qui a été dit tout à l'heure, pour l'intervention, donc le témoignage des femmes israéliennes et palestiniennes, je voulais dire qu'il y a plus de 30 ans, avant le Women Wage Peace, il y a des organisations depuis la première intifada en réalité,
qui se sont positionnées, à la fois des Israéliennes et des Palestiniennes. Il y a eu des mouvements très forts comme les Women in Black, qui ont par exemple manifesté leur opposition à l'occupation israélienne, le mot a été prononcé, et qui ont signé des résolutions communes extrêmement importantes, notamment à Bruxelles en 89, sous l'égide de David et Simone Susskind. Ce sont des textes fondamentaux que tout le monde a oubliés, et les femmes, avant les accords d'Oslo, les femmes ont préparé les accords de paix. Ce sont elles, les petites mains, qui ont travaillé sur les accords de paix d'Oslo. Elles ont vraiment signé sur l'idée de 2 États, ça c'est très important, du partage des territoires, du partage de Jérusalem, et de la question des réfugiés, ainsi que sur vraiment la pleine participation des femmes. Donc ce n'est pas un processus qui date des années 2000, c'est quelque chose d'extrêmement ancien qui est très bien documenté. Donc ça c'est important. Donc là je parle en tant qu'historienne, les archives sont importantes quand on écrit et qu'on s'intéresse à une histoire des femmes pour la paix, du genre. Donc je reviendrai rapidement sur quelques lignes puisque j'ai appris que je n'avais que 5 minutes. Donc je vais être très, très brève. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut m'aider à démarrer peut-être le PowerPoint? S'il ne marche pas, ce n'est pas grave. Je voulais faire un clin d'œil en commençant la communication, rappeler que tout au long du 19e siècle, où on a affaire à un siècle qui se militarise, où les nationalismes sont terribles, on a dès 1854, au moment de la guerre de Crimée, une Suédoise qui s'appelle Frederick Bremer, je voulais vraiment lui rendre hommage, qui écrit de nombreux romans féministes et qui publie dans la presse internationale un premier appel à une alliance féminine pour la paix, en disant que les armes doivent se taire. Donc on a vraiment des choses qui existent dès le milieu du 19e siècle. Je pourrais vous citer plusieurs initiatives. Et on a des mouvements de femmes pour la paix qui alors, ne sont pas systématiquement liés avec les mouvements féministes. Ça, c'est important de le savoir. On a des relations ponctuelles entre des militantes pacifistes et féministes, mais le recoupement n'est pas systématique. Les femmes ont d'autres choses à faire à l'époque. Elles doivent conquérir leur droit à l'éducation, le droit au travail, le droit de vote. Donc évidemment, la question de la paix n'est pas forcément une priorité pour elles. Donc on a une forte présence des suffragistes, et ça c'est vrai, on a parlé de Rosa Manus tout à l'heure, d'Aleta Jacobs, toutes les femmes qui vont organiser notamment la conférence internationale de la haie au début de la guerre en 1915 sont de près ou de loin des féministes, mais le lien n'est pas systématique puisque, vous le savez, lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, on aura une majorité de féministes qui malheureusement vont rejoindre ce qu'on appelle l'union sacrée. C'est-à-dire qu'ils vont plaider pour faire taire leurs revendications et effectivement faire passer finalement la question de la paix au second plan. Donc ça, c'est une première chose. Les premiers mouvements pour la paix, notamment le mouvement des juristes, de juristes pour la paix, les femmes ont dû se faire une place. Quand on regarde un petit peu les photos des premières conférences de la haie, il n'y a pas de femmes, à part Bertha qui est venue pour la seconde, mais on n'a pas de femmes. Donc ça, c'est vraiment extrêmement un combat qui est important. Donc les femmes ont dû également se faire une place. Elles ont créé des sections féminines au sein des principaux mouvements pour la paix, donc ça c'est important. Dernier point aussi qu'il faut mentionner, on a une réflexion pour la paix qui est présente au sein de ce qu'on appelle l'internationalisme. C'est-à-dire que dans les mouvements socialistes, on a vraiment des femmes qui se réunissent qui se réunissent entre elles et qui échangent pour commencer à savoir ce que veut dire la paix, ce que peut être une définition de la paix. Mentionnée. Je ne vais pas revenir peut-être sur la conférence de la haie qui va être organisée en 1915. C'est un moment historique absolument majeur où, en pleine guerre, effectivement, on va avoir plus de 1000 femmes qui vont décider, à l'invitation justement d'Aleta Jacobs, qui, je rappelle, est la première femme médecin aux Pays-Bas, ça c'est très important. On va avoir plus de 1000 femmes qui vont se réunir en pleine guerre ici, parce que là, on est dans un pays neutre. Et cette réunion internationale de la haie va effectivement montrer à quel point, pour les femmes, si le droit de vote est accordé, on pourra peut-être enfin faire participer les femmes à la vie politique et peut-être s'engager dans la résolution des conflits. Alors j'avais préparé des petites choses. Donc, ça c'est Federica Bremer, je vais très vite. Donc là je redonnais un petit peu les liens des femmes pour la paix avec l'International Women's Suffrage Alliance.
Bertha von Suttner, par exemple, qui était fondatrice des sociétés pacifistes autrichiennes et allemandes, est présente lors du congrès de l'International Women's Suffrage Alliance. Donc il y a vraiment des liens. Je vais très vite. Donc voilà. Alors, juste un mot sur l'organisation de la Haye. Elle s'est tenue à la Haye parce que, justement, le congrès de l'Alliance internationale pour le suffrage féminin devait se tenir à Berlin en juin 1915. Et quand la guerre éclate, effectivement, la branche allemande décide qu'elle se retire de l'organisation. Un avis d'annulation est publié dans la publication de cette organisation en 1914, et l'idée est lancée d'organiser cette grande conférence à l'invitation, effectivement, notamment de plusieurs suffragistes des Pays-Bas, dont Aletta Jacobs, qui est un personnage, je pense, qui est extrêmement honoré ici, extrêmement important, première femme médecin qui vraiment a énormément fait pour la contraception, pour le contrôle des naissances. Donc je pense que c'est un personnage vraiment important. Je ne pouvais pas ne pas mentionner une photographie de la tribune de ces femmes qui étaient présentes à la Haye, donc en avril 1915, et on voit notamment à la 5e place en partant de la gauche, on a tout à l'heure mentionné l'américaine Jane Addams, qui est un personnage extrêmement important, où on va avoir 1 millier de femmes qui vont travailler entre elles et prendre notamment des décisions, qui vont faire des propositions juridiques, et je pense que peut-être mon collègue juriste voudra un petit peu les présenter. Donc l'idée qui ressort, c'est quand l'invitation a été lancée un petit peu partout, c'était qu'effectivement les conflits internationaux puissent être réglés par des moyens pacifiques et que le droit de vote parlementaire soit étendu aux femmes. Dans la foulée de cette conférence de la Haye, on a eu un comité de femmes pour la paix et la création ensuite de ce qu'on appelle le Women International League for Peace and Freedom, dont nous avions tout à l'heure la représentante actuelle. Je vais vous demander de conclure. Je termine. Vous êtes nombreux et malheureusement, oui, je termine. Donc voilà, si vous pouvez, merci. Alors je voulais juste dire un mot, parce qu'on a eu une... Attendez, parce que les Françaises ne sont pas venues à la conférence, donc je dirais juste un mot quand même sur le fait que les Françaises en pleine guerre, notamment la responsable de la section française, Gabrielle Duchesne, ces Françaises ne sont pas venues, mais elles ont écrit, elles ont fait une déclaration de solidarité avec les femmes de la Haye. Ça, c'est très important. Et il se trouve, je voudrais terminer là-dessus, qu'il ne faudrait pas qu'on se concentre uniquement sur les femmes, on va dire, comme Bertha von Suttner, qui sont issues, on va dire, quand même de milieux où il y a un capital culturel, politique, économique. On a énormément de femmes qui ne sont pas connues. Hier, on a eu une extraordinaire communication sur la société civile. Les femmes sont des activistes de base. Et on a eu, par exemple, en France, on a quelqu'un qui est très peu connu, qui s'appelle Madeleine Vernet, à laquelle je voudrais rendre hommage, qui est une féministe pacifiste intégrale, éducatrice, et qui a créé... voilà. C'est très important de redonner des visages. Je pense aussi aux femmes qui se sont battues. Elle a écrit quelque chose qui s'appelle La chair à canon. C'est une éducatrice. C'est quelqu'un aussi qui a dénoncé l'origine de la guerre comme étant liée à l'économie, à l'industrialisation, à marche forcée, au capitalisme. Donc elle est proche des milieux anarchistes et syndicalistes, mais c'est une précurseuse dans la définition de ce qu'est la paix. Et pour elle, la paix, c'est une paix de tous les jours. Et je termine par les mots d'Elise Boulding, qui est une grande théoricienne des études sur la paix, qui dit que la paix, c'est la paix de tous les jours. Que la paix ne se construit pas simplement autour de tables de négociation. Elle parle d'une paix quotidienne. Et je pense que c'est ça tout l'apport de connaître certains profils. Je n'aime pas qu'on fasse ça, monsieur. Excusez-moi, c'est une conférence sur les femmes pour la paix, j'ai la parole, donc on ne me signifie pas que je dois passer la parole. Merci beaucoup, merci. Voilà, monsieur, voilà, je vais passer Je vais passer la parole à monsieur Benjamin Duher,
Voilà, donc si vous pouvez continuer sur ce même sujet. Voilà. Merci. Permettez-moi de parler en anglais. I would like to zoom in on, or in addition to what Valérie just said, zoom in on 4 strategies that women have employed over the past centuries to, inform and influence policymaking, multilateralism, and international law. The first one I would like to highlight is resilience. For many women, it took a lot of courage, and they were, had a lot of, faced a lot of difficulties in pursuing their objectives. The Hague Conference in 1915, or participants of the Hague Conference, upon return, lost their jobs, for example. They faced harassment and other forms of punishment in a way that I think male peace activists did not. So I think there was a very gendered criticism of women peace activists. And so I think that was their first strategy, to just really continue and not give up. The second one I would like to highlight is the public campaigning and informal mass mobilization of the masses. The Hague Conference of 1915 was one example, but for the last decades we've also seen the mothers of the Plaza de Mayo in Argentina, where women very often were leading the public discourse and were influencing the media and the public discussion. That was also partly because women for a long time did not have a seat at the table. Diplomacy, international law, international politics, for, well, I would say at least until the Second World War, was really the domain of men. So it was actually only in recent decades that they were also part of the formal discussions, and that is what I would say was the third strategy. To participate in formal negotiations, peace processes, and policy making. Resolution 1325 has been mentioned. I think that is perhaps the most well-known and influential formal process, but also peace negotiations in Colombia, or the Good Friday Agreement are examples where I think women had a formal role at the table. And the fourth and last strategy that I wanted to highlight is really the local involvement in peacemaking. The example of Rwanda, where women were involved in local reconciliation committees, and really on a local level influenced peacemaking for society. And I think those four strategies can be seen from the 18th century, 19th century up until today. They're intertwined and influenced each other, and I think are still viable and important today. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Madame la juge Reine Alapini Gansou, vous êtes vice-présidente de la Cour pénale internationale. Quel héritage trouvons-nous aujourd'hui en droit international, et notamment en droit international, donc de l'action des femmes? Merci beaucoup, Madame, Excellence, Madame l'ambassadeur. Je voudrais juste joindre ma voix à celles qui m'ont devancée pour saluer le présent événement, mais surtout les différents acteurs qui ont travaillé à cela. Pour répondre à votre question, oui, nous parlons d'héritage. Et moi, depuis ce matin, quand je suis arrivée dans la salle, je vis une très grande émotion.
tout simplement parce que je ne m'attendais pas à ce parterre d'auditeurs venant de tous les coins, presque du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Et de voir aussi qu'à la base de tout ceci, il y a eu des activistes, toutes tendances confondues. Il y a eu des activistes hommes, il y a eu beaucoup d'activistes femmes. Et donc, je voudrais à cet égard leur rendre hommage, puisque quelque part aussi, venant du Bénin, africaine que je suis, j'ai été aussi activiste avant d'être aujourd'hui dans cette mission qui m'oblige à faire ce que je dois faire. Donc, l'héritage, on parle d'héritage, donc il faut penser nécessairement à la future génération. Mais en termes de cadre juridique, de ce que nous avons mis en place, des voix m'ont déjà devancé en nous projetant un peu dans le temps. Et donc, on devrait, parlant de femmes impliquées dans les processus de paix et de résolution de conflits, on devrait aller jusqu'au XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, sur le plan contemporain, je pense que ce que nous devons retenir surtout, c'est surtout cette convention de Genève dont quelqu'un vient de parler, je crois, et puis la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le statut de Rome, bien entendu, qui inclut les femmes, surtout les femmes victimes de violences et de conflits, au premier plan de la résolution juridique des problèmes. Et les différentes résolutions du Conseil de sécurité. J'ai entendu parler aujourd'hui de la résolution 1325, j'ai pensé aussi à la résolution 1822, à la résolution 1888 et j'en passe. Et donc c'est tout ça qui fait en fait pour moi l'héritage sur la base duquel nous devons continuer de travailler. Bon, maintenant, quand on parle d'héritage aussi, il faut penser à l'actualité avant de penser à l'héritage. Donc moi, je me dis que tous ces instruments juridiques qui ont été à la base, qui sont quelque part le résultat des conflits entrepris par la société civile internationale et locale, et que par la suite, nous avons eu droit à une certaine volonté politique, excusez-moi de mettre la volonté politique entre guillemets, parce que au regard des développements que nous suivons aujourd'hui, je me demande à quel niveau nous allons placer cette volonté politique-là. Donc, il y a la société civile à la base, il y a la volonté politique, et nous sommes à un carrefour aujourd'hui où on peut parler à la fois de promotion de cette paix-là, à travers la vulgarisation de ces instruments et autres, mais aussi on devrait parler de la protection de cette paix. Parce qu'une chose est de travailler pour la paix, mais une autre chose est d'avoir cette paix de façon durable. Et c'est là tout le challenge auquel nous faisons face aujourd'hui. Et donc, en termes d'héritage, nous avons tout cela là, mais il faut déjà aussi penser à la future génération. Et il faut penser quelque part à comment faire pour continuer de promouvoir tous ces instruments et comment faire pour continuer aussi de protéger ce que nous avons déjà gagné à travers la future génération. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus rien faire sans penser à la future génération, à qui nous devons transmettre tout ceci, mais une certaine génération, parce qu'il ne faudrait pas que cette future génération tombe encore dans les revers que nous connaissons aujourd'hui. Je dis ceci rapidement parce que je vois que vous êtes à cheval sur... et j'ai la chance d'être juste à vos côtés en train de voir un peu. Je trouve qu'il faut aussi penser, parce que moi je viens de l'Afrique et je sais que d'expérience que les femmes ont beaucoup travaillé dans le contexte des conflits et dans les contextes de résolution des conflits. Je pense à ces femmes libériennes, à ces femmes sierra-léonaises, je pense aux femmes congolaises aujourd'hui qui se tuent à la tâche, ainsi de suite, ainsi de suite. La liste est longue. Mais je vais peut-être parachever en penser aussi à deux figures emblématiques africaines. Je voudrais parler de Nelson Mandela, et quand je pense à lui, j'ai la gorge nouée. Et je pense aussi à son Excellence Kofi Annan, qui aussi a fait de son mieux, et je crois qu'il faut les considérer dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire ici. Merci beaucoup. Je finirai par...
Je finirai par citer Nelson Mandela qui dit que nous ne pouvons rien faire sans la coopération et sans le partenariat. Cela est indispensable pour toute l'humanité entière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Madame la juge, et nous retiendrons ces derniers termes. J'aimerais maintenant donner la parole à Hilde Deman. Vous êtes directrice générale de Search for Common Ground et avez une longue expérience de terrain. Pouvez-vous donc nous en dire plus? Merci beaucoup. Tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Oui, très bien. Je commence par d'abord exprimer mes sincères gratitudes et remerciements à l'Alliance française, aux organisateurs et à l'ambassade de Belgique de nous avoir conviés à cet événement. Vous m'excusez, je vais faire mon intervention en anglais. Pour moi, c'est plus rapide de le faire en anglais, comme ça. So yes, I'm with Search for Common Ground, and we're an international peace building and conflict prevention NGO. We've been in existence for 40 years, so we're a bit older, actually, than 1325. We work in about 30 countries, so we've learned quite a great deal of what it takes to involve women and engage women in peace building and conflict prevention. And we've sometimes learned that the hard way, even. It's not always easy. And I wanted to share a little bit today about our insights and key learnings around that. When I say we work with women across the globe, just to give you an idea, every year we partner with about 650 organizations in many of the countries where we work, and they're often very small, locally led women's organizations. Many work with women volunteers, many work with very small infrastructure. Some organizations don't have an office, so they work with the means that they have, but they do this work on a daily basis. And that is a bit what I wanted to bring into this room, because often when we talk about the women, peace and security agenda, we can get stuck in language, we can get stuck in formalities, we can get stuck in high-level declarations, and all that is important. But if it doesn't change the lives of the women and of the girls in the communities at conflict, it doesn't mean much, right? So that's what I wanted to focus on today. And I wanted to share 3 key challenges that we see from the places that we're in, and share a few recommendations. And I think the first big one is something that has been mentioned by many. We continue to see underrepresentation of women in peace negotiations. You can look at any peace negotiation process going on today. It's been cited in many occasions. There's too few women around the table. Often there's no women at all, whether that is in a mediator role or as one of the conflicting parties, because women often do not hold the guns, right? So it doesn't give them a seat at the table. And we see that when women have a seat at the table, it becomes sometimes a bit tokenistic, and women are asked to express themselves about women's issues, but women have lots of things to say about the economic future, about security sector reform, about reintegration of ex-former combatants. So women should be able to speak about all those things because of the experiences that they have. And a second challenge that we often see is when there are intentional efforts underway to bring in women at the peace table, and often we know that that happens. We know that happens for Yemen. We know it happened in Syria. We know it happened. It's happening in Sudan. There can sometimes be a bit of a disconnect between the women who sit at the table, who are sometimes women who come from the capital. They know how to express themselves in English. They know how to connect with international negotiators, and all these women on the ground doing a lot of this work on a daily basis. So how do we bridge that gap, and how do we do what we call in peace-building language, connecting the different tracks? So the track 1, where the UN sits and where the conflict party sits, the track 2, where lots of the technical work is happening, and the track 3, which is the women on the ground and many others doing this type of mediation. And we see that is possible. We've done that in places like Yemen. In Yemen, we've supported about 3,000 women at the local level to be able to mediate conflicts locally. So how can they then feed into what's happening at the national level? And how do they also hear about what's going on the national level? And it's something we see again now in Congo. There's different processes on the way. It's really hard for people on the ground to actually understand what's being discussed, whether that's in Qatar, whether that's in Washington, whether that's somewhere else.
So how that information flows back is really critical. So it's not only about having a seat at the table, but about having that process. A second big challenge that we see is that so many of these women's organizations that do this work on a day-to-day basis, they do it with very, very, very little means. So they're heavily underfunded, and when they get the funding, the quality of the funding is not always very good, right? It's funding for a bit of a project, and you can do some activities, and maybe you get a bit of salaries, but it's nothing that sustainably builds the capacities of these organizations. So the type of core support that the women need is often missing. And just to give you an idea of the size that I'm talking about, when you look at data from a few years ago, out of all the budgets that go to gender equality programming in fragile countries, 0.39% reaches women-led organizations, 0.39%. So that's really, really small, right? So let's keep that in mind. We also know that when women are given access to rapid and flexible funding, they can do tremendous work. So it's a lot on us, and I say that as representing an international NGO. I also say that because we speak with many of our donors about this. How do you make your system more flexible? How do you make it more accessible? How do you make the processes less heavy so that we can get this work going on much more quickly? And then the third area that we see as a challenge, and where I'm happy to see that the needle is shifting, it's mental health support. There's so many women peace builders out there who themselves carry trauma because they've been victims themselves, they've lost family, they've lost property, they've been displaced, and they carry secondary trauma because they're helping all these women around them, they're exposed to so many stories, and that trauma is very real. And if we don't care for those who care for the others, it cannot be sustainable. And so we're happy to see there, I did want to mention, for example, the Dutch government is actively stepping up and prioritizing that, and I think that's a big need that we see. Let me close off because we're short on time. Just a few quick sum up in terms of recommendations. One thing that we've learned as an international NGO, the women, peace and security agenda can sometimes be seen as externally imposed in some of the countries that we work. So that's why it's so important to come in as a convener and as a facilitator, but not come in and say, this is what you now have to do. So that's one really big key lesson learned. The second is to constantly question ourselves. Are we being the best partner to all these women? And what do we need to change ourselves to become best partners? The third is around connecting the three levels of the peace processes. That is a really key one. And the last but not least, conflict sensitivity when we involve women. Are we assessing the risks that they expose themselves to online also, and are we doing the necessary to protect them? And I'll stop with that. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Béatrice de Graaf, vous êtes historienne, professeure d'histoire des relations internationales à l'université d'Utrecht. Nous serions très intéressés d'écouter votre réaction à ce qui a été dit. Que peut-on dire du rôle joué par les femmes dans les issues trouvées au conflit? Merci beaucoup, Madame la Chair, Excellences, guests, colleagues and friends, thank you very much for being able to share the findings of research that we are doing in Utrecht University, with other universities, but also with the foreign ministries of some countries in Europe and with NGOs. So we work together, activists, researchers, officials. And I think that's also something that we can see here today at this conference, how important uniting these types of activities are. So I would like to make a point today with my very brief presentation, and that is something that Bertha von Suttner herself was also very inspired by and motivated through, and that's the element that sometimes sits awkward in our modern day discussions on peace. That's the element, the dimension of religion. And for Bertha von Suttner, religion was very important and also very ambivalent, because religion can lead people to abuse God, to legitimize their wars. And that was exactly what was going on in the 19th and the early 20th century. Gott mit uns. Bertha von Suttner knew how wrong such a masculine, misogynist, a violent image of God could be. On the other hand, her husband was a very devout Christian, and she herself
was also very much inspired by a sense of religion that sees brotherly love, that sees caritas, that sees solidarity as a duty for humankind to exert to each other. So I think if we truly accept the heritage of Bertha von Suttner, the religious aspect needs to be discussed. We also know that is very much a taboo in our secularized governments, the laïcité. It makes it very difficult to assess religion. If we do discuss religion, it's mostly in the UN terms of freedom of religion and belief. So it's a negative way of discussing religion, making it a private matter for people. So we defend and we protect the right of people to believe, but we put it away from ourselves. What we have been doing now is we brought this element to our research design, and I will share 3 brief findings with it and I come to an end. And you can read more in our policy brief that we already have published. So what we did, we looked for current day Bertha von Suttners, not in Europe, but on the African continent, in Kenya and Nigeria. Because we know that in Nigeria and Kenya, religion is being abused on a daily basis by tribal groups, by armed rebellions, by Al-Shabaab, the terrorist organization in Kenya who abuse Islam, by other groups in Nigeria who do the same. Christians are being persecuted, but Muslims are equally being harassed and persecuted. And how in that, this is the results, I will flag that up at the end of my presentation, how can religion be mobilized and being used as a force for the good? Well, the answer is very clear and simple, through the role of female leaders. Because female leaders, female teachers, female carers in those areas, they are embedded in society. They do not stand out. Oftentimes they are oppressed. They are in a situation of disadvantages. But at the same time, that is also why they are within those societies and they can make themselves heard within their groups on the front line. They can also make themselves heard if female religious leaders address extremist manipulation of the youngsters, because Nigeria and Kenya are both countries with a huge surplus of very young people. They're very young, very dynamic countries with great opportunities, but also of great challenges, and youngsters are massively flocking into the arms of tribal gangs and criminals who abused religion to give them a kind of an horizon of hope, of betterment, of radical redemption. And the females, they are the ones who suffer the most, but they are also the ones that can reach out to the youngsters as their teachers, as their carers, as their mothers, and they do that. And they also have found ways and means to embed peace building in their daily community life. They are mediators, they have moral authority, they are builders of communal harmony and daily peace. And in doing so, they also try to reduce the gendered-based violence, taking women as slaves, for example, kidnapping the girls by Boko Haram in Nigeria. And we've done some research, the 3 findings that I would like to present to you, and then I come to my conclusion. First, and this made me very happy, and also, this is a great finding that I would like to share with you. Young people listen more to women than they do to men in Nigeria and Kenya. I wish that would be the same in the Netherlands as well. I'm not so sure. But it's a great finding. Possibly the reason is the reason for that is not so nice, because many men are taking part in the arms struggle themselves. They are taking part in oppressive structures, and since the women are not taking part in oppressive structures, they are paradoxically, or perhaps not paradoxically, they're taken more seriously by the youngsters as caring and as empathizing with their own needs. The second finding is that women also are very capable and are doing that already in Nigeria and Kenya and engaging in long-term mentorships and rehabilitations for people who come out of prison. So long-term, strategical, within the community. This is also an important finding where women matter. And, very important, and again, this is also awkward for professional, secularized researchers sometimes, women are agents of spiritual clarity.
They are very pious believers, Christians in Kenya or in Nigeria, but also Islamic, Muslim women. They are pious, and the pious women are the ones that are able to reach out to the youngsters and share their belief in a good God, in a benign God, a God who wants peace. Again, as I said, it's sometimes difficult to take this seriously from our UN infused languages, our professional languages, but it is something that we should take serious as a counter-narrative to warring and to strife. So, in sum, if you want to hear more about this research, and I have to clearly admit and say this loud and clear, I haven't done the research myself in Kenya and Nigeria. We have great women there. Amongst them are the two here, Maureen Irangi, Sam Owando, and women in his orbit. They have done the interviews and the surveys on the ground in Kenya and Nigeria. I'm very proud that I was able to work with them. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup. Robert Serry, bienvenue. Vous êtes conseiller principal à l'Institut européen pour la paix et avez occupé plusieurs positions de haut niveau au sein des Nations Unies et de l'OTAN. De cette riche expérience dans la résolution des crises et des conflits, qu'avez-vous pu observer sur le rôle des femmes? Thank you. Thank you. Well, thank you first of all for inviting me. And thank you to the Alliance Française for organizing this wonderful meeting. Very important meeting, I think. I want to first pay tribute to what we heard earlier on in this meeting. We have heard some declarations here. One was coming from Ukrainian and Russian women who have actually been convening the whole night to prepare their declaration. I had the honor also yesterday to be in the closed session. We should realize that it takes personal courage for these Ukrainian and Russian women to have come here. I wish to pay tribute to that and to what they have said. This was a joint appeal by these women for the war to stop. Very, very important. And of course, the importance... And this call should not, of course, rest here in this beautiful conference room. I think it is our duty, all of us, actually, to make sure that it resonates also beyond this conference. And likewise, we have heard this call also coming from that other terrible war, the war in Gaza, which has stopped now, but we all know that the ceasefire is still very fragile and that there is a long way to go actually to heal the wounds. In every war, every terrible war, the parties, the enemies are demonizing each other. And what you see very often is that women who are the first actually to talk to each other again. You see it again happening now also here in here in the Middle East with what we heard this morning from them. So again, also I wish to pay a tribute to them. And they should be supported. Now, as a diplomat, of course, I have been involved for a long while. I'm now retired in peace processes, in discussions. But I can tell you that the good news is that I have seen the role of women growing. But there is a disconnect, as some of us have already been saying. I see a lot of talent. Usually in civil society peace movements, it's women who are playing a very, very important role. But again, are they then heard into the next track, the track which counts, which is the political track? This is a challenge ahead. And I'm afraid, and that's my last remark, that that challenge is actually going to be even bigger. Because, let's face it, we live in a violated world. We live in a world where Resolution 1325 doesn't count too much, because the UN doesn't count too much anymore. This is also the big challenge which we are all facing ahead. But I'm only heartened to see how women on both sides of the front lines are picking up the pieces. Because women, yes, it was said also before here that Patrick Kammert
of course, somebody I know also as a colleague, Dutch colleague who has played a role in peace process. But what he said is so true. In conflicts today, it is more dangerous to be a woman than a soldier. Look at Gaza. 60% of the people who have died there have been women or children. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nous devons entendre Cole. Voilà, donc s'il est avec nous en vidéo. Je ne vois pas, est-ce qu'il est bien connecté? Good morning, everyone. I regret that illness and a chronic injury have prevented me from traveling overseas to be with you all today. Even so, I wanted to send along my best wishes for an engaging conference and a few brief remarks about Bertha von Suttner, whom I have been studying for the past 10 years as part of the process of writing my historical novel, Peace at Last. I'm hopeful that over the past few days you've already learned a few things about Bertha von Suttner and her many accomplishments. I had intended to build upon that by speaking about how Bertha's life shaped her worldview and prepared her to become a leader of the pacifist movement. Though deprived of a formal school education, like most women of her time, Bertha learned languages, music, and, of course, manners from governesses at an early age. Together with her cousin Elvira, she also read independently and extensively in the areas of science and philosophy. Her keen interest in Darwin's theory of evolution and Herbert Spencer's earlier ideas on the survival of the fittest prepared her well for her eventual meeting with Alfred Nobel. Like Bertha, he entertained a belief in continuous human progress toward the ideal. Even so, both also recognized the darker possibilities of evolution, that while a beneficial environment might promote positive values in a given species, a toxic environment, such as a military culture that valorized vengeance and violence, could favor the rise of demons and monsters. Creating a civil culture that valued compassion, creativity, and peaceful coexistence was essential to ensuring that the nobler aspects of humanity would not only survive, but thrive. For this reason, Bertha was a passionate supporter of the arts and enlisted the help of other writers, artists, and musicians to create what she called peace propaganda. At the time, the word propaganda didn't have the negative overtones that we associate with it today. Though many read Bertha's novel Die Waffen nieder as a protest against war, it also stands as a valuable guidebook toward the promotion of peace. Those two, protesting war and promoting peace, are, after all, not necessarily synonymous. The title command, Lay Down Your Arms, seems addressed to a male audience, but the book itself, written from the point of view of a woman, feels tailored toward a female readership. Bertha slyly inserts numerous lessons on science, history, and philosophy, academic subjects that were off limits for many women of the period. Lifelong education was a primary concern for Bertha, one that even mattered more than women's suffrage to her. She had published books on academic subjects before, such as The Machine Age and Inventory of a Soul, but used a nom de plume, or pen name, B. Hulot. Many readers and critics presumed B. Hulot to be male. Somewhat scandalously, Bertha had also published a short novel, Eslovush, that envisioned an equitable marriage in which male and female roles became intertwined, necessitating new pronouns and a whole system of declension for the combination lion-lioness of the title. Bertha enjoyed such a relationship with her husband, Arthur, the love of her life. No, it wasn't Alfred Nobel, nor was she the love of Nobel's life, a romantic and arguably anti-feminist fantasy for which there exists little evidence. In 1891,
Prior to Bertha's establishment of the Austrian Peace Society, Arthur had organized a Vienna-based group to protest and resist the growing anti-Semitism of the day. Together, the Suttners worked on forming effective networks and connections. They traveled far from their countryside home of Harmensdorf Castle to attend lectures, salons, and week-long conferences. Through it all, Bertha continued to write and publish, doing all she could to promote the cause of peace in books, journals, and newsletters, despite constant attacks and dismissals in the mainstream press of the day. She sent clippings regularly to Alfred Nobel, gladly taking up his challenge to convince him to do something substantial and lasting for the peace movement. In letters, she even referred to herself as the Goethe-fly, the annoying pest that simply won't be shooed away. You've probably heard or read the quote, "Persist, persist, and continue to persist," from any one of the Bertha von Suttner aficionados in attendance today. This motto, emblematic of her fortitude and resilience, emboldens all of us who continue to work towards Bertha's ideal of a peaceful, just, and equitable world, free of the scourge of warfare. I hope that all of you will have satisfying and productive insights and discussions throughout this conference and beyond, and I look forward to hearing more about its outcomes in the days and weeks ahead. Thanks for listening. Merci, merci, Cole. Carolina Olarte, vous êtes ambassadrice de Colombie aux Pays-Bas et représentante de la Cour permanente d'arbitrage. De nombreuses femmes colombiennes ont agi pour la paix dans leur pays. Pouvez-vous nous en parler et quels enseignements pouvons-nous en tirer? Merci beaucoup. Je veux tout d'abord présenter toute ma reconnaissance à l'Alliance française ainsi qu'à l'ambassade de France pour organiser cet événement si important. Je vais maintenant passer en anglais pour réduire complètement ma présentation au temps qui m'a été attribué. Donc, in a world that has endured violence and multiple armed conflicts, women have served as essential agents in shaping sustainable peace. And as you rightly mentioned, the Colombian peace process offers an interesting example of how, amidst profound violence, women have acted as essential agents of prevention, reconciliation, and also transformation. In that regard, I would like to address 3 brief points. So it should be the next, oops, it's not working. Oh, no problem. So, first, I would like to underscore that women's historic struggles for peace emerge from these concrete experiences of violence. It is precisely this lived reality that has shaped the forms of collective action through which women have sought, thank you, to prevent conflict and transformation of and transform political and social structures. We in Colombia, women's organizations have documented violations since the early 90s and promoted humanitarian dialogues. They ordinarily prioritized protection of life, community care, and defense of rights. This perspective derives from the lived experience of women affected by displacement, land dispossession, sexual violence, and political marginalization. Women's historic struggles therefore constitute both a demand for rights and a strategic approach to peace. In this specific case, they broaden, for example, the understanding of security from a militarized paradigm to one centered on dignity and equality. Secondly, and following the Colombian case, women transformed long-standing activism into concrete mechanisms of conflict prevention and institutional reform. So the first strategy employed to prevent conflict by women was advocacy and political incidents.
During negotiations, women's organizations secured the creation of the Subcommission on Gender. This innovation enabled the adoption of more than 100 gender provisions across the whole peace agreement. Persistent advocacy by women negotiators and experts ensured that differential impacts of the conflict were recognized and addressed. Building on this institutional dimension, a second strategy emerged from the territories themselves, community-led peace strategies. Across Colombia, women developed local mechanisms for prevention and resilience, from humanitarian dialogues that reduced risks to protection networks against gender-based violence and memory initiatives later incorporated into national systems of truth, reparation, and reconciliation. Among these efforts, the weavers of Mampujan stand out, las tejedoras de Mampujan. These Afro-descendant women from northern Colombia, having endured displacement and severe violence, transformed their collective trauma into community-based peace initiative. Through large hand-woven tapestries that narrate both the pain of forced displacement and the hope of reconstruction, they turned art into testimony, healing, and social entrepreneurship. By strengthening cohesion, restoring dignity, and creating economic opportunities, their work emerged as both a mechanism of violence prevention and an example of how local leadership can function as a powerful peace-building tool. The third strategy is anchored in collective alliances. It is essential to underscore that peace building in Colombia was strengthened by alliances that recognized the diversity of women's experiences and the need for collective intersectional action. Afro-descendant, indigenous, peasant, LGBTIQ, and women shaped the definition of peace to include environmental justice, care economies, and territorial rights. This approach recognizes interconnected equalities and the need for comprehensive responses. This leads me to my final point, which is to translate these lessons into lasting institutional reforms. Women's contribution revealed that inclusion alone is insufficient. Institutions must adopt structural reforms to address the root causes of conflict. An approach to foreign and domestic policy grounded in participation, intersectionality, and pacifism requires norms that reflect these commitments. These principles ensure that prevention strategies target underlying drivers of violence, inequality, and also ecological impact. But participation must be permanent and protected and also fully implemented. To conclude, as we reflect on the guiding question of this panel, the answer is unequivocal. Through diverse actions and strategies, women prevent conflict by transforming political priorities and methods. We have a long way to the future. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Suzy Guedoz, vous êtes journaliste au Monde diplomatique. Nous serions intéressés d'entendre votre réaction à ce qui a été dit. Est-ce que il nous reste combien de temps juste pour... Non, prenez 5 minutes. Et voilà. Je pense que nous serons autorisés à déborder de 5 à 7 minutes. Voilà. Vous m'entendez? Je trouve que ça recoupe un petit peu tout ce qui a été important depuis un siècle et depuis 1915, comme ça a été évoqué au début. Et c'est assez... Enfin, tout me semble assez complémentaire. Et je vais pouvoir vous parler de l'outil que j'ai fabriqué pour justement... cartographier cet héritage des Nations Unies. So,
I'm here to present a new tool I developed at Le Monde Diplomatique, the international relation newspaper, to explore 80 years of UN resolution and votes, which offers a way to map the heritage we are discussing this morning. I'll tell you how to explore it with a website. Thank you. The interface is in French, but you can easily use it in any language with your browsers. The database covers all resolutions adopted by the UN Security Council and General Assembly since 1945, and the detailed votes of each member state for yes, no, abstention for each resolution. In total, we have over 3,000 Security Council resolutions and more than 20,000 General Assembly resolutions. So first, you can sort sort resolution and decision you want to focus on. You can search topics, disarmament, peacekeeping operation, all about the question of Palestine, and in short, everything that was discussed in these US bodies. And let's focus on women and peace. Here I find hundreds of resolutions represented by a dot in a 80-year timeline. Most important one have a purple circle, so it's more easy to identify it. For example, what becomes visible here is that women's rights emerge as a key moment when many newly independent states recently freed from colonization joined the UN. It changed the balance of power in the institution and bring new priorities, development, health, human rights, and women's rights. Looking in more detail, confirm the gender dimension of international security. Over decade, resolution link women to people's emancipation, and this culminates in the Security Council 1325, which sets the Women, Peace and Security agenda. After that, many resolutions link women to development. Let's see the famous. So this representation suggests a world map. Members are represented by squares of identical area in accordance with the principle of legal equality, whereby each state has one vote. Here are permanent members plus others, Netherlands, Mali and Namibia. It's not a coincidence that Namibia, then president of the Security Council in 2000, initiated the resolution 3025. It was not a spontaneous move from the Council, but the result of decades of activism and intellectual work by women inside and around the UN. You can also access the text directly for this page. So on this map, you might think every country looks women-friendly because they are all green. But when you look at the past, the decades before, the international community actually appears deeply divided on this question. For example, in 1969, who really supports in green, who resists in red, who abstain, yellow, and who escape, gray. And
you can see how coalitions shift over time. Here in 1979, si vous pouvez conclure dans 1 minute, ça serait parfait. Okay. You can focus on specific groups of countries like NATO members, non-aligned countries, or one that share commercial interests. To go further, you can compare countries' votes over the whole period. Here, by contrast, you identify similarities or differences, whether constant or occasional, signs of formation or reversal of alliance. How do Iran vote compared to Saudi Arabia or Israel or China compared to United States or European countries? So to conclude, I would love to tell you about many discoveries I have made with this statistical approach of the UN legacy, but in a few minutes it's not possible. But spending time exploring this data, you will see many interesting evolutions. For example, the topics discussed, language used, and the changing perceptions of important issues such as terrorism. It's designed for researchers, diplomats, activists, students, and who want to move beyond narratives and work directly with data. Whether you're interested in women international law, it lets you appropriate a political heritage and better understand the 80 years of international relations. Merci, merci beaucoup. Annabelle Gundogar, ambassadrice de la jeunesse. C'est aussi le regard de la jeunesse que nous souhaitons entendre à travers vous et nous vous écoutons. Merci beaucoup. So first of all, I wanted to thank Hélène for being so supportive for young people, and literally the Alliance Française de l'AE is a springboard for young talents, so I wanted to say this. Because we don't have a lot of time, I'm just going to open a debate and put forth an idea, and maybe you can discuss this over lunch, and maybe you can come and we can talk about this. I wanted to talk about the idea that women's courage and their role in peace building often stems from their own personal experiences, and the trope of the wounded healer, the idea that pain and trauma can be a catalyst in peace building. And I think one thing that I will remember from this morning is that something beautiful can come from so much pain, and I think that's why we were moved by our Israeli and Palestinian sisters this morning. Yeah, that's it. Thank you. Bravo, je vais laisser conclure, chère Hélène Pichon. Merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup à tous nos panélistes qui ont rivalisé de rapidité et de concision. On était vraiment désolés d'autant de pression sur vous tous causée par le panel précédent. Donc merci beaucoup d'avoir été capable de présenter si rapidement. Merci à tous nos participants. Nous avons quelques présents à vous remettre. Je vais laisser les jeunes filles vous offrir cela, quelques bulbes de tulipes à planter symboliquement et des tulipes infinités. Voilà. Avec l'ouvrage de Madame von Suttner. Maintenant, je vais inviter tout le monde à nous rejoindre pour une photo de famille sur les marches du Palais de la Paix. Et le buste de Bertha von Suttner va être inauguré immédiatement par les autorités municipales en même temps.
et j'invite toutes les personnes qui ont reçu une invitation pour un déjeuner assis à l'intérieur du restaurant des juges de faire vite pour se retrouver vers 13h pour le déjeuner. Pour les autres personnes, un déjeuner vous attend dans les parties principales du bâtiment. Merci. Oui. Oui. Mesdames et messieurs, chers amis, Excellences, je vais inviter nos amis panélistes à nous rejoindre. Pardonnez-nous pour les quelques minutes de retard, mais nous sommes bientôt autour de vous. Une nouvelle conscience. Nous devons éduquer l'humanité à la paix. Ce sont les phrases de Bertha von Suttner. Eh bien, c'est ce à quoi va s'appliquer ce panel qui se réunit à l'instant. Présidé par Madame Gila Clara Kessous, ambassadrice de la paix, artiste pour la paix de l'UNESCO, que nous avons déjà rencontrée hier. Accompagnée de Madame Camille Boutron, sociologue, spécialiste des questions de genre en situation de conflit armé, qui œuvre au sein de l'Institut pour la paix. Nous avons attendu Madame Nazat Shamin Khan, procureure adjointe de la Cour pénale internationale, qui n'est peut-être pas encore tout à fait arrivée, mais qui va nous rejoindre. Si vous avez vu passer Madame Nazat Shamin Khan, n'hésitez pas à l'inviter à nous rejoindre sur ce panel. Et nos participantes, parmi nos participants, Monsieur Mamadou Bamba Ané, représentant permanent auprès de l'Union européenne de l'OIF, mais qui était là tout à l'heure, mais je vois qu'il n'a pas encore rejoint le panel. Nous avons Mademoiselle qui a pris la place de Madame Shekeba Hashemi, première femme diplomate afghane qui a été empêchée, mais elle représente le groupe de travail qui a travaillé hier sur l'Afghanistan. Et nous aurons une vidéo de Madame Nicole Gage, avocate, ancienne ministre et conseillère d'État, fondatrice de la fondation Casque Rouge. Madame Isabelle Rome, ancienne ministre que vous avez bien rencontrée ce matin et ambassadrice pour la France, pour les droits de l'homme, l'égalité des genres, la diversité, l'égalité des chances. Nous recevons aussi une vidéo de Madame Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine et aujourd'hui mobilisée par l'Union africaine pour résoudre le conflit qui sévit, vous le savez, à la frontière entre le Rwanda et le Congo. Et puis Madame Garance Olagne a été invitée à rejoindre ce panel aussi en qualité d'ambassadrice pour la jeunesse. Je vais donc laisser désormais la parole à Madame Gila Clara Kessous pour présider ce panel. Et je pense que vos deux copanélistes vont vous rejoindre incessamment. Merci. Merci. So this morning, all was about past. It was all about how women try to mobilize their strength in order to make things change. And we are now entering into the present. And as you see, we have the syndrome of the good students, people who are coming on time. And they will be, of course, the first to express themselves. We are together for this hour and a half, and we will try to understand what are concrete actions of peace mobilization when it comes to women in all the level of the society. I would like to first turn to Mrs. Isabelle Rome, former minister and actual ambassador for human rights for France, asking her about concrete cases that she is doing right now to speak about how women can be involved in peace processes, especially when it comes to peace buildings. Mrs. Minister, could you give us an example of program, for example, that you are presenting
and tell us also about results. So, thank you. Je vais parler en français. J'ai pu déjà m'exprimer ce matin. Donc, je suis une ancienne magistrate, une ancienne ministre, aujourd'hui diplomate, mais ce n'est pas justement des institutions dont j'aimerais vous parler là, mais vraiment plutôt de la place très importante des femmes et de la société civile dans la fabrique de la paix, comme aussi dans le processus de réparation. Et je pense que je voudrais juste illustrer mon propos parce que j'étais la semaine dernière en Ukraine et j'ai pu rencontrer, entendre plusieurs survivantes, victimes, donc qui avaient été victimes de violences sexuelles, des survivants aussi, des hommes aussi qui avaient été victimes de torture dans les geôles russes. Et j'ai vraiment vu très concrètement comment justement le processus de réparation auprès de ces survivants était important à démarrer le plus vite possible, avant même que la justice n'arrive. Et nous savons combien, et dans ce palais de la paix, nous pouvons tout de même le dire, cette justice, souvent elle est longue à intervenir. Il faut documenter bien sûr les crimes, il faut les documenter le plus tôt possible, mais il est important aussi que ce processus de réparation, d'accompagnement des victimes et des survivantes se mette en place. Et j'ai pu constater justement combien il était important d'impliquer les survivantes, les survivants eux-mêmes dans ce processus. Et c'était de cela que je voulais témoigner. Bien sûr, sur l'implication des femmes dans les processus de paix, c'est aussi extrêmement important. Et nous l'avons entendu ce matin, notamment en entendant Madame l'ambassadrice de Colombie, qui nous a très bien décrit justement comment ce processus avait été mis en place avec l'appui de la société civile. Donc en fait, moi, mon message, il est très simple et très clair cet après-midi, c'est que oui, le droit a toute sa force, et j'ai pu ce matin rappeler la force du droit et combien le droit devait nous éclairer, parce que, ainsi que nous pouvons souvent le rappeler, le droit, ce ne sont pas des valeurs. Et donc le droit, c'est aussi le contraire de l'arbitraire. Donc bien sûr, il faut garder cette boussole du droit. Il faut aussi faire en sorte que la justice intervienne, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Mais il faut aussi que le processus de paix soit fabriqué avec l'ensemble de la société, et les femmes ont une place importante, et notamment, j'insiste beaucoup sur ce processus de réparation, parce que lorsque l'aléa demeure sur le judiciaire, qu'est-ce qui va se passer? Comment les crimes vont être jugés? Donc bien sûr qu'il faut les documenter, mais on ne sait pas quand, comment, par qui les crimes seront jugés. Parfois, il est important que les survivantes, les survivants aient la parole, soient associés et soient partie prenante de ce processus. Voilà, c'était simplement ce message que je souhaitais faire passer cet après-midi. Je vous remercie. Thank you very much, Mrs. Rom. And I think that what we are saying is very interesting regarding the notion of rights. What we see today is that we have right initiatives, we have laws. The quick question is how to have them applied. And the real question is also about sentences and about punishments. So we will discuss about that, especially with our newcomer who just arrived and dealing with this notion of scientific framework. We have the chance to have Camille Boutron, who is a sociologist, gender issues in armed conflict situation expert from the Peace Institute. I think she's going to do her presentation in French, but if you can tell us some key data in order for us to really understand what is the situation now in present. Mrs. Rome just mentioned also the weight of the legal affair, which is completely important, but what are today the key data that we can have when it comes to scientific background? Please.
Hello, everyone. I just have 5 minutes to speak, so I will speak in French. And I apologize, but if I speak in English, it can be really longer. So please don't pay so much attention to my presentation because it's longer than the time I have to speak. Les femmes dans la construction de la paix, l'idée c'est de se demander en quoi la recherche, la pratique académique, l'effort qu'on fait pour créer des concepts et des théories à partir du terrain et pour ensuite les vérifier sur le terrain, finalement en quoi ça peut servir pour des prises de décision, pour accompagner les organisations militantes, mais aussi tout simplement pour accumuler des preuves matérielles, comme on vient de le dire, pour faire appliquer la loi. L'état des lieux, je ne le ferai pas puisqu'on en a beaucoup parlé ce matin. Mais on a quand même, on le sait que lorsque les femmes participent aux négociations de paix, la paix a plus de chances d'être durable et que 30% des accords de paix en 2024 contenaient des mentions spécifiques aux femmes, à la paix et à la sécurité. 30%, c'est quand même moins de la moitié et on voit quand même ça comme quelque chose de plutôt positif. Dans ces 30%, merci la Colombie qui a quand même beaucoup fait pour faire en sorte que ces chiffres soient bien représentés. Je pense que si on enlevait le cas colombien, déjà, on descendrait très très bas. Pourtant, les femmes, elles ne composaient que 7% des équipes de négociation, 24% des équipes de médiateurs. Or, la majorité des processus de paix informels, c'est-à-dire toutes les discussions par le bas, et il y en a de nombreuses. Quand je parle de processus de paix informels, on parle des femmes dans les couloirs, ou nous, ce qu'on est en train de faire, peut-être là, en faisant la queue pour les toilettes, ou au café, ou en train de dîner, ou en partageant un petit déjeuner parce qu'on est dans le même hôtel. Il se passe beaucoup de choses dans ces moments-là, entre différentes... C'est le moment de faire des rencontres et de parler de certaines choses. On ne peut pas parler nécessairement sur une estrade ou dans un cadre plus officiel, mais c'est aussi, comme on le disait hier, sur le terrain, au niveau local. L'ancrage au territoire est extrêmement important quand on parle des femmes et de la paix. On l'oublie tout le temps, on n'en parle jamais, on est toujours dans une approche très top-down, alors qu'en fait, c'est difficile de le penser sans l'ancrage au territoire, et on l'a encore vu avec le cas d'ailleurs colombien aujourd'hui. Évidemment, comme ce sont des processus informels, j'y reviendrai, ils ne sont pas très visibilisés, pas très valorisés et pas très rémunérés. Et ça, je reviendrai là-dessus parce que je tiens à cette histoire de rémunération. Je ne reviendrai pas sur féminisme pacifiste ou pacifisme féministe, mais Valérie Pouzol l'a dit ce matin, être femme et féministe ne garantit pas d'être pacifiste, et vice-versa, même si on a bien sûr tout un courant féministe qui considère qu'on ne peut pas être pacifiste sans être féministe, comme André Michel, dont on ne parle absolument jamais, mais qui a pourtant quand même posé les bases de la pensée antimilitariste et des questions de genre pour la paix, notamment en France, et qui l'a fait aussi dans les années 70, donc en pionnière même de nos camarades anglo-saxonnes, puisque la recherche anglo-saxonne est quand même beaucoup plus avancée sur ces questions-là. On a bien sûr un héritage partagé. Je voudrais juste dire à propos des conférences de la Haye, là on a une photo d'Hélène Brion. Hélène Brion, elle n'a pas été du tout à la Haye, mais elle était française, féministe, syndicaliste, à gauche, donc c'est quand même beaucoup de lutte. Et Hélène Brion, elle a été jugée pour, je ne sais plus, je suis désolée, je parle très vite pour tenir le temps, mais elle a été jugée, elle a été jugée pour être pacifiste. C'est pas trahison à la patrie, c'était pas ça le cadre légal. On a des juristes ici qui me le rappelleront. Elle a été emprisonnée avec sursis. Elle a perdu son boulot d'institutrice. Les femmes pacifistes de la Haye, elles ont payé le prix de l'engagement très fort, avec un coût matériel important et pas juste symbolique. Je tiens à le préciser. Et finalement, bah voilà, 2 points. Je voudrais vraiment, là, c'est les 2 points qui me semblent hyper importants. D'abord, il faut comprendre la diversité de l'engagement militant des femmes. Quel type d'organisation? Est-ce que c'est des organisations locales qui n'existent pas légalement, mais qui sont influentes au niveau local? Ce n'est pas parce qu'une organisation n'est pas inscrite à la Cámara de Comercio de Bogota, par exemple, cas que je connais bien, c'est pour ça que je prends toujours la Colombie, qu'elle n'a pas de reconnaissance légale, qu'elle n'est pas influente et qu'elle n'est pas un instrument de paix au niveau local. Au contraire, d'ailleurs. Mais du coup, comment on fait? L'objectif poursuivi, toutes les organisations, elles n'ont pas les mêmes objectifs. Être femme ne garantit pas qu'on soit toutes des sœurs. Bien sûr qu'il y a une solidarité, une sororité. La Colombie l'a prouvé, mais
Mais tout le monde n'a pas le même positionnement politique. L'émergence de leadership individuel aussi. Les femmes ont le droit d'avoir des ambitions de carrière. Elles ont le droit d'être des militantes politiques pour la paix et de vouloir aller plus loin. De ne pas être figée au rôle de femme, mère, nourricière, militante pour la paix, qui le fait parce que c'est son destin et qu'elle est prête à tout sacrifier pour ça. Elle a le droit d'avoir de l'ambition. Je ne reviendrai pas sur comment on doit adapter la coopération à cette diversité. On l'a dit dans le panel d'avant très justement. Trop souvent, c'est du top-down. Comment les organisations peuvent comprendre le langage des coopérations internationales, les appels à projets, pour essayer de répondre aux critères, d'exister légalement, d'écrire le langage, souvent d'écrire en anglais. Je n'ai pas du tout le temps de préciser là-dessus, mais ça, c'est un gros problème. Et si on devait vraiment faire des ateliers pratiques pour changer les pratiques, déjà, on pourrait commencer par là. À mon avis, on pourra le garder peut-être dans des débats plus futurs. 3 éléments essentiels, je m'arrêterai là-dessus. De l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Je suis désolée, je suis directe, on n'a que 5 minutes. Les femmes n'ont pas d'argent. Financement de projets, protection juridique, des ressources, pas que monétaires, des ressources matérielles. Les femmes, l'accès à la formation, ces femmes, les espaces de réunion, le matériel, les crayons, les salaires. La plupart des femmes qui se mobilisent pour l'appel le font gratuitement. Elles le font même, parfois, elles payent quelqu'un pour garder leurs enfants pour se rendre à des réunions comme celle-ci. Ce n'est pas possible, en fait. Comment vous voulez que ces militantes fassent le poids face aux grands de ce monde qui, eux, décident des guerres dans ces conditions? Premier point. Deuxième point, une fois qu'on a l'argent, le pouvoir. La reconnaissance institutionnelle, la légitimité, le droit d'être une pacifiste de droite, de gauche, de se disputer, de politiser la paix, d'être dans les sphères de pouvoir. Même moi, je ne suis pas très fan des pacifistes de droite, je ne sais pas si ça existe, mais je pense que tous les discours, à partir du moment où ils respectent la loi, puisqu'on a des lois quand même, on ne peut pas tout dire, doivent pouvoir s'exprimer. La consolidation du leadership dans l'espace public, c'est encore une niche à part. Les conférences pour les femmes pour la paix, elles sont mignonnes, c'est bien, etc. Mais non, il faut être dans les vraies sphères de pouvoir, là où ça se décide. C'est pour ça que la résolution 1325, elle est fondamentale. C'était le Conseil de sécurité des Nations Unies, quand même. Le but, il était de démilitariser la paix. Il était de dire, ça suffit que les militaires ou les organisations militaires soient les acteurs légitimes et principaux de la paix, puisqu'après tout, c'est des militaires. La 1325, elle va permettre de démilitariser ça. Il ne fallait pas juste mettre des femmes, il fallait repenser la chose. Est-ce qu'on y est arrivé? Ça, je vous laisse la question ouverte. Troisième point, transformation. L'instauration de nouvelles pratiques. Les représentations qui doivent durer au-delà du temps. On a le temps des négociations. Si on paye, il se passe plein de choses incroyables. Souvent, elles ne durent pas. Il faut qu'elles s'installent, il faut qu'elles s'instaurent. Il faut qu'on crée un nouveau monde. Et ce n'est pas que la paix. Enfin, je veux dire, je suis désolée, j'ai très peu de temps, je dois arrêter. Mais là, en ce moment, le monde dans lequel on vit, ça ne va pas du tout. Enfin, voilà, je n'ai pas le temps d'être plus diplomatique que ça. Mais il faut faire mieux. Et si penser la place des femmes dans la paix, ce n'est pas pour faire mieux, je ne sais pas ce qu'on fait là. Je termine, merci, sur un point. Je termine là-dessus, du coup. Merci. Camille, I have the chance to be the moderator here and to be the chair. I will continue in French. Moi, je vais vous donner le temps. Donc, vous allez parler maintenant et dire ce que vous ne nous avez pas dit en 2 minutes supplémentaires. Je pense que tout le monde est d'accord. Alors là, je suis émue parce que c'était un privilège extrêmement rare et merci. Parce que on a peu de reconnaissance quand on se mobilise pour la paix et ça, c'en est une de taille. Donc, merci beaucoup. Mais du coup, j'ai perdu ma dernière idée, puisque je me suis dit que j'allais trop vite. En fait, si ma dernière idée était de te dire, je ne suis pas pour dire que la paix est la continuité de la guerre, mais il faut penser, si on pense à la place des femmes dans la paix, il faut repenser comment on envisage la guerre. Et on parle souvent des femmes et de la paix, on ne parle pas beaucoup de notre rapport à la violence en tant que société, et peut-être que couper paix, guerre, n'est pas la meilleure façon de réellement arriver à une transformation. Je ne suis pas sûre qu'on arrivera à un monde sans conflit. On ne sera pas tous frères, ce n'est pas possible, et sœurs. Ce n'est pas souhaitable d'ailleurs, je pense. En revanche, des génocides, la faim, l'indignité, le non-respect des corps, alors que l'humanité, elle n'a jamais été aussi riche, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que couper guerre-paix,
penser la paix comme on la pense, comme quelque chose à part qui vient après, est-ce que ce n'est pas une façon de légitimer le fait qu'il existe la guerre? Je ne sais pas, je laisse ouvert. Vous voyez, c'était moins brillant du coup, parce que j'étais... Voilà. Merci beaucoup. Thank you very much. I would like, after this framing, we heard Mr. former Minister with the remembrance of the importance of law and then this notion of scientific framework. I'd like to hear Mrs. Nicole Gage, who is also a very powerful voice when it comes to law. Mrs. Nicole Gage is a barrister, former Minister and Councillor of State, founder of the Casque Rouge Foundation. She gave us a very interesting video where she will express herself about the importance also of the legal framework when it comes to this notion of what is the implication of women's action when it comes to women in peace negotiation. Durant ces dernières décennies, nous avons vécu en Europe en imaginant que la guerre était loin, que c'était un sujet d'histoire, peut-être même de littérature. Et voilà qu'aujourd'hui, la guerre est partout. Et peut-être même à nos portes. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir ce que nous avons manqué, ce que nous n'avons pas compris, ce que nous avons oublié et en quoi nous avons failli. Je plaide de longue date pour la création d'une force de coordination de l'action humanitaire à l'échelle universelle, à l'échelle de l'ONU. Depuis longtemps, je plaide pour la création de casques rouges. Et je l'ai fait aux côtés de Jacques Chirac, de Kofi Annan et de bien d'autres, avec une idée en tête: coordonner l'action humanitaire au service des victimes des guerres, des catastrophes naturelles, des catastrophes climatiques. Et force est de constater que je n'ai pas réussi, qu'aujourd'hui nous n'y sommes pas encore. Peut-être faut-il que je reconnaisse que ce n'était pas du fait d'un manque de force de ce projet, mais peut-être pour des raisons politiques, et puis parce qu'on a sûrement pensé qu'un projet d'une telle envergure ne pouvait pas être féminin, tout simplement. Alors, je me dis qu'aujourd'hui, il faut certainement se ressaisir, que même pour des catastrophes naturelles, tournons nos regards vers l'Asie aujourd'hui, vers l'Indonésie, et voyons la désorganisation de l'action humanitaire. Imaginons qu'il y ait une guerre demain, chez nous, et qu'à nouveau, on soit dans cette situation de désordre, en tout cas d'insuffisance par rapport au secours que nous pourrions apporter à toutes les victimes. Je pense que les femmes sont capables de s'unir pour un projet de paix, de s'unir pour un projet humanitaire. Peut-être qu'elles sont capables, aujourd'hui plus que jamais, de revenir avec ce projet de casque rouge. On pourrait même lui donner un autre nom, une autre couleur, mais de revenir à la table des organisations internationales pour plaider ensemble une voie de paix. Parce que c'est ainsi que j'entends que l'on puisse penser aux victimes avec une volonté pacifique, politique et humanitaire. Oui, je crois vraiment que la paix, c'est une affaire de femmes. À vous tous aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas renoncer. Paradoxalement, pour atteindre la paix, il faut se battre. Mais il faut se battre avec des armes démocratiques, avec de bonnes paroles, avec des engagements forts, avec des valeurs dont nous ne devons jamais nous éloigner. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que, comme moi, vous ne voulez pas oublier nos valeurs. Il est une phrase du Talmud qui dit « Qui sauve une vie, sauve l'humanité ». Moi, je sais
que les femmes adhèrent à cette idée, cette croyance, cette foi et cet objectif. Indiscutablement, d'avoir été une femme dans des univers que des hommes ont voulu préempter m'a certainement empêchée d'aller au bout de mes rêves. Mais je dois dire également que ma sensibilité de femme, peut-être mon optimisme, ma condition de mère de famille, m'ont aidé à faire entendre une voix que d'autres ne portaient pas. Et il vaut mieux aussi que je reconnaisse que j'ai eu beaucoup de chance d'être entendue, notamment par Jacques Chirac, qui m'a donné cette chance de rentrer dans une organisation gouvernementale, dans son gouvernement, pour porter le droit des victimes, sujet qu'aucun homme n'aurait voulu défendre. Alors, d'avoir été une femme, ça a été et ça reste une chance. Et je veux vivre ma vie de militante, ma vie politique, ma vie professionnelle, comme une femme qui ne recule pas et qui conserve en tête et dans son cœur des valeurs fortes. Alors, disons des valeurs féminines. Oui, la paix est une affaire de femmes. Alors unissons-nous. How moving it is to hear this woman who fight all her life to put in place some initiatives saying, I failed. I feel like this is also very feminine to accept the failures, and I think we can definitely applaud again for the braveness. I failed, but I tried, and I keep trying. Basically, this is the message when it comes to women in peace. The next speaker is Luisa Dietrich Ortega. She's the director of Frauen Solidaridad, and she will talk to us about those women who are fighting and who are brave, who are peace combatants. Luisa, the floor is yours. Thank you so much. I'm going to speak in English. So I am the chairwoman of a feminist development organization based in Vienna. I want to thank the organizers, but also the Austrian embassy for being bold of inviting a feminist peace and development organization to a space such as this. What do? We do loads of things, but amongst one of the most important aspects is we have a magazine, a journal, and we speak. It's about amplifying voices, positions, struggles of women in global majority country, in the global south, voices that are not heard in mainstream media. What I want to talk about today is the focus of my research is Colombia, and it is also the focus of a group where there is an uneasy engagement around peace, namely insurgent women, women ex-combatants, or as they call themselves in Colombia, women peace signatories. So who are those women? For different reasons, they might have joined resistance and liberation movements over the past 40 years all across Latin America. Often there are like 30 to 45% of women within those guerrilla movements, right? And when speaking to them, they identify topics such as political consciousness, commitment to social economic justice. And I was kind of startled at the beginning. And here I want to connect to my colleague Camille, this kind of war
and peace? What's the difference? What are the continuities? And listening to those women, I was like really surprised of when they speak about the times during the armed struggle, issues such as comradeship, issues such as leadership, such as skills development, more egalitarian gender relations emerge. And when they remember the time after war, it's kind of this reintegration into the kitchen. It's the loss of the political family. It is stigmatization. It is exclusion. It is isolation. It is also insecurity. So my invitation here is to really kind of think about those categories, good and bad, war and peace. So what are the interconnectedness? And I'm going to speed this up. The key argument is the Women, Peace and Security agenda does not necessarily cover well for those diverse group of women. In the WPS agenda, women insurgents are framed as passive recipients and beneficiaries of disarmament demobilization programs when they do so much more. The WPS agenda refers to parties in conflict, which leaves little space to get into the root causes of conflict and also propositions of change. And there is also something that's called too little, too late. The WPS agenda focuses on the X in ex-combatants. So kind of when they are already demobilized, when we actually would like to be there from the beginning, engaging in peace activities. So if I was asked, if I were in charge, that was the question asked yesterday, what if a WPS agenda could engage along its original principles? What would happen if we centered women's lived experience in Colombia? We have heard this morning, in Colombia, women were on the table. It was not a tokenistic inclusion. They contributed to topics beyond women-specific focus. Colombia has been hailed as the gold standard, right, of peace building, and rightly so. The hard work of the feminist and women's peace movement, but also this invitation to think about beyond the political divide. Like, how important is it to have counterparts with whom to build alliances? And we have heard about the role of insurgent women in the FARC recent negotiations, the gender subcommittee, for example, kind of engagement with LGBTIQ, women's movements, feminist movements, victims organizations, to then come up with 130 stipulations, gender-specific stipulations in the peace agreement. There is another aspect. What if we recognize this kind of knowledge, militant knowledge? We have mobilized women who are active in their communities. From previous work, all those important connections for women peace builders in their communities around symbolic reconciliation, reparations activities, starting to talk across the political divide again in the communities. 2 more points. Another point, what if we recognize and acknowledge this politicized femininity? Sometimes coming from the development world, we assume things. We assume women are disempowered, then we have to give them empowerment projects. When you actually listen to them, what is this? This doesn't really work. They speak about, we have been able to learn how to read and write, to organize, to work with communities, to have leadership positions. Kind of, I don't need this empowerment kind of projects. We are already empowered in our own ways. So it's really also acknowledging what exists on the ground and the work they are doing to connect to other women peace builders. And perhaps last point is also focusing, what if we understood the role of women insurgents also based on this insider influence, right? From gender mainstreaming language, we say 30% is a critical mass for any institution to change.
Here we have a group, an institution, yes, a militarized, a political military institution that has up to 45% of women. So there are entry points to hold male leadership to account, to advance women's policies within, to recognize also the harm these groups have done in terms of sexual violence, sexual and gender-based violence. So I end here with this core of what we do at Women's Solidarity, once again, for the German-speaking audience, kind of to stop and listen to women and finding and seizing those entry points for connectedness in the legal and in the local contexts, and we will continue to do that. Thank you very much for your attention. Thank you for the passion, thank you for the fight, thank you for this brochure that all the German speakers here will definitely be happy to read. The next person to speak is a very important one like the others, but she is president, former president, and it's Catherine Samba-Panza, and her role right now in the conflicts in between Rwanda and Congo is crucial. Former president of the Central African Republic, you will hear her talking about the importance of women involvement when it comes to peace agreements. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout d'exprimer ma profonde gratitude à Madame Hélène Pichon, directrice de l'Alliance française de la haie et coordinatrice du réseau des alliances françaises des Pays-Bas, pour m'avoir conviée à cette conférence internationale qui a pour objet d'explorer la thématique femmes et paix dans les pas de Bertha VON SUTTNER. Quel héritage, quelle perspective, qui se tient ce jour 10 décembre 2025 au Palais de la Paix à La Haye, à l'occasion de la Journée internationale des droits humains. Les nobles objectifs que vise cette conférence et qui sont en harmonie avec mes engagements pour la promotion des droits humains et pour l'agenda Femmes, Paix et Sécurité ne pouvaient que me déterminer à être des vôtres. Je regrette très sincèrement de n'avoir pu me rendre disponible pour y prendre part en présentiel. Je vous remercie donc de l'opportunité qui m'est donnée de présenter par visioconférence ma contribution aux distingués participants de cette conférence. Mesdames et messieurs, l'année 2025 marque les 25 ans de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Une résolution historique qui a redéfini la paix et la sécurité mondiale en reconnaissant le rôle essentiel des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et le relèvement post-conflit. Ancrée dans la déclaration de Beijing de 1995 et son programme d'action, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à l'époque sous la présidence de la Namibie, souligne qu'une paix durable exige la participation pleine et égale des femmes à la prise de décision au niveau national, régional et international. Pour l'histoire, il y a 30 ans, se tenait à Beijing, en République populaire de Chine, du 4 au 15 septembre 1995, la 4e conférence mondiale des femmes. À cette occasion, les femmes venues de tous les horizons de la planète ont, à l'unisson, porté un message décisif pour la considération et l'avancement des droits de la femme. 12 domaines clés devant constituer les principaux axes du programme en faveur de l'épanouissement de la femme ont été mis en évidence. Il s'agit de la pauvreté, l'éducation, la santé, la violence, les conflits armés, l'économie, la prise de décision, les mécanismes institutionnels, les droits humains, les médias, l'environnement et la condition des filles.
5 années après, la résolution 1325 sera adoptée à la suite de la volonté et d'un travail opiniâtre de certaines femmes déterminées. La résolution 1325 réaffirme le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, la consolidation de la paix, la réponse humanitaire, les négociations de paix, le maintien de la paix, la reconstruction post-conflit. S'appropriant cette résolution, de nombreuses femmes se sont levées, se sont organisées, afin de prendre leur destin en main. Mesdames et messieurs, l'Afrique a fait preuve de leadership dans la mise en œuvre du programme Femmes, Paix et Sécurité avec l'adoption par 37 États membres de l'Union africaine de plans d'action nationaux et l'élaboration par 6 communautés économiques régionales de plans d'action régionaux. Les femmes œuvrant pour la paix au niveau local, les réseaux régionaux et continentaux de femmes ont joué un rôle essentiel dans la résolution des conflits en alignant leurs efforts sur des cadres plus larges de l'Union africaine, tels que l'agenda 2063 l'Afrique que nous voulons et l'initiative Faire taire les armes. C'est ici le lieu de saluer les initiatives majeures qui se sont traduites par la mise en place des réseaux dynamiques des femmes, que sont le réseau des femmes leaders africaines pour la transformation de l'Afrique, AOLIN, et le réseau des femmes pour la prévention des conflits et la médiation de l'Union africaine, FemWise Africa, dont les actions ont permis de maintenir allumée la flamme que comporte la résolution 1325. Il y a également lieu de saluer la création du poste d'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, tenu par des femmes engagées, dont la détermination a permis de réaliser des progrès significatifs en matière d'instruments juridiques de protection de la femme, ainsi que de l'implication de la femme dans les processus nationaux et régionaux de paix. L'un des grands résultats de cette bataille est, après le protocole de Maputo, l'adoption de la Convention pour mettre fin à la violence à l'égard de la femme et de la fille, actée en février dernier en marge du sommet de l'Union africaine. La ratification de cette convention par tous les États membres est un défi et doit être dans les agendas des organisations féminines de chaque pays africain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, 25 ans après l'adoption de la résolution 1325, nous sommes bien en droit de nous réjouir, car plus jamais la voix de la femme ne saurait être murée dans le silence. Plus jamais il ne s'agira de concevoir sans la femme et de faire sans la femme. Cela n'a été possible que grâce à l'ingéniosité de certaines femmes qui ont su convaincre. Cela n'a été possible que grâce aux gros efforts consentis pour mettre d'accord la communauté mondiale viscéralement patriarcale que les femmes comptent à tous égards et qu'il ne fait plus aucun doute que les importantes avancées dont rêve l'humanité ne seront réalisées que par une plus grande inclusivité. Certes, il y a bien lieu de se réjouir, car du chemin a été parcouru sans que l'inertie brise notre dynamisme à toutes et à tous. Toutefois, il y a lieu de revisiter le chemin parcouru depuis la date d'adoption de la résolution, le 31 octobre 2000. Cette réjouissance ne signifie pas que le rêve de voir les femmes être épargnées de la violence domestique et conjugale et de la violence résultant des conflits est accompli. Cette réjouissance ne signifie pas non plus que le rêve de voir les femmes être en majorité partie prenante à la prise de décision et être partie dans les mécanismes institutionnels est accompli. Que dire de l'application des textes juridiques ou du respect des droits humains lorsque les sujets sont des femmes? Que dire des conditions des filles auxquelles nous devons passer le flambeau avec l'espoir qu'il sera maintenu allumé et encore plus ardent que de nos jours? Avec ces interrogations, je voudrais porter dans notre conscience à tous et à toutes que la bataille n'est pas gagnée.
elle s'annonce encore rude avec les nouveaux défis mondiaux et régionaux, notamment les conflits militarisés, le changement climatique, les menaces numériques et l'extrémisme qui exacerbent la vulnérabilité des femmes, tandis que le sous-financement chronique limite l'efficacité du programme Femmes, Paix et Sécurité. En Afrique, mesdames et messieurs, les conflits armés continuent de causer des drames, démontrant que les 4 piliers de la résolution 1325 méritent d'être accélérés, requièrent qu'on se réinvente, que nos rangs se densifient et que l'on soit plus proactif. Il requiert surtout que l'on pense à la Constitution et au renforcement d'une passerelle intergénérationnelle afin de renforcer nos rangs et gagner en davantage de dynamisme. Mesdames, Messieurs, si hier on ne comptait pas de femmes intégrées à un haut niveau dans la médiation, une innovation a vu le jour par la nomination au mois de mars dernier de 2 illustres figures féminines africaines dans la facilitation auprès du médiateur de l'Union africaine pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. C'est tout de même un progrès dont nous devons œuvrer à la consolidation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you, Your Excellency, for the words that have been pronounced, especially when it comes to this important resolution. She is also mentioning the creativity and the invention that some women have to create in order to be heard or to fight for injustice. For this, I would like that the next speaker is introducing herself. We should have had Shekeba Hashemi, who is the first diplomat from Afghanistan, but I would like everybody to get to know this fantastic young woman, Sonia Azatia, who created Soroptimists and who has the courage to try to keep education up in Afghanistan. Her work is remarkable, and I'm extremely happy that she's part of this panel. Sonia, the floor is yours. I think I'm short, but yeah. I hope everybody can see me. Good afternoon, everybody. I'm happy to have the chance to be able to talk on behalf of Afghanistan, the topic that I was thinking that it's going to be on the top list of this program, all this today, but I missed that. I'm really honored and thankful from all organizations who have create this space and give the chance to all the countries who have been unheard, unseen, or are kind of suffering from the war or insecurity. I would like to ask from the technique colleagues to shut the text off, because I have changed my mind every single minute that I was sitting there to add something helpful. As a person who have been victim of the war, and I have been and raised in Afghanistan in the last 37 years of my life, but I've traveled to I have skipped to the Netherlands last 4 years ago. I should also correct my colleague. I am a person who has joined to the Soroptimist, and Soroptimist was for me a hope, a place where I feel welcome, I feel heard, and I feel that there is a space that I'm able to talk on behalf of the girls who are silenced in my country. I'm sorry if I'm running out of time, because it's the first time that I have got the chance to talk on behalf of my country. If I get emotional or if I cry, yeah, keep crying, because it doesn't matter. I think humanity is to feel each other, to feel the pain, and to be with each other and give the space to each other.
I will try to not cry because I want to be a voice of the half of 15 million women who have they shut it down or erased, or they are trying to eliminate them in any way. Ladies and gentlemen, defender of peace, people who are here to hear and to take the responsibility that we have and we feel for years. Before I answer the question, I must begin with the truth that is heavier than what I feel and sharper than any policy. And more painful than any other statistic that exists in all these things that I heard last 2 days. And the truth is, I came from this country which being woman is a crime. And it's been years that women are suffering in all possible ways. Afghanistan is the only nation where the girl wakes up every morning knowing that she has no right to study, to work, to take decisions, to speak, to walk freely, or to dream. A country where the existence of them is a threat, and they are treating them as a thing for decoration. And yet, still, during these 2 days, I felt how silenced we are, that others don't have any image how it looks to be an Afghan woman. And that invisibility hurts more than I can explain or express, because sometimes I feel the world has forgotten us, or they don't know. Maybe they have remembered us only for a few minutes while they're joining to the programs, because I don't see that various of actions that people post and say, people are suffering, women are suffering, they are in prisons, help them. I'm here to remind that peace cannot be discussed while millions of my sisters remains locked behind the doors and grieving the pain of the grief of their dreams. Peace cannot be imagined while women are forced to bury their future in the dark. And so, if you ask me, what action and intentions are necessary to build sustainable and inclusive peace, we don't know which peace. Then I can say from so far that I have been here or to many other platforms, and I was just a listener, with all the pain that I was feeling. Peace begins with acceptance of the truth. And the truth is this, that we are eliminated. We have been erased, and nobody is listening. A few is scared and taking action. Peace begins with goals to return to school. Nobody stands next to them. Nobody creates platforms for them. There's much less opportunities for girls who are suffering back than they are, and their future is completely out of their hands. Peace must be built with women, never without them, but half millions of the population, which are women, are there, totally erased. But there is still, in the eyes of others, peace in Afghanistan. Peace requires global moral responsibilities that I see barely hard in many platforms, because you see
as far as the war comes to the countries, they take action to that countries. Ukraine, Iraq, Western countries, Afghanistan so far. And I feel that, and I know a lot of us are feeling, a lot of us try to take actions. Some people think, oh, I am not able to bring any change. But standing next to a refugee, giving opportunity, writing a post, putting in hashtag, and saying, release Afghan women from their prisons, can be an action. So everybody has a power, but they just don't want to use it. Or they don't know how to use it to release others from the jails. Peace becomes sustainable only when the world refuses to look away. And that's the only way that we can have peace. And I believe sustainable peace is on the time happening where the world doesn't close their eyes to Afghan women too. We are also human beings. We are also suffering. We also feel everything. And we also know that every single rights that people are having here, it's our right too. I speak to all of you as a woman who lost her home, her safety, her childhood, her dreams, and everything that I have fought for it years of my life. I ask everybody, every time the world ignores us, another pieces of our hope is falling down. So every time someone listens to us, it's truly a help. A small light to our hearts. Write for us, fight for us, stand for us, feel us, and be with us. And take small steps. Don't cross from the humanity that easy. Afghanistan was 60 years ago, just like today's European country. It can be tomorrow happen to any country. So ignorance doesn't solve the problem. Fight for humanity, fight for equality, fight for everybody who is suffering. Thanks a lot. The fact that we are all standing here together is really a solemn promise not to forget women in Afghanistan. Thank you. You mentioned a word that is key, you know, especially in the title of this panel that is almost ending, the notion of invisibility. And that's true that the willingness of having women becoming invisible is here, is really concrete. The last word of this panel will be to the youth. It's very important to listen to those young generations, what they have to tell us, what they want from us, and how by their own strength they can change things that are intolerable, you know, when it comes to the listening of Afghanistan women, or Syrian women, Iranian women, unfortunately Congolese women, all those women who are suffering the planet. The last word will be with Garance Solagne, who will be our youth ambassador
today. She had, among lots of beautiful things, being one of the organizers of Change Now. So, Garance, the floor is yours, a beautiful conclusion to this panel. Thank you. Can you hear me? Okay, perfect. So I will try to speak in English. I'm French, but I will try to speak in English very hard when you're emotional and when you follow such a courageous testimony. So first of all, I want to start by saying thank you to the Alliance Française, to Hélène, Melissa, Maëlle, her team, because it's so important that we have those spaces, and especially for young people. When we are in the room, it's so important to witness the suffering, to witness the change makers, to understand better what's happening on the ground, and what we can actually do to make a difference. So a lot was said, and I couldn't touch base on everything that has been brought to this table. But what I really want to highlight, and what struck me the most, is that we need to make room, and we need to include civil society in decision-making tables. That's absolutely key, and especially women, and not tokenize them, because it has been brought to another panel. This is very important. We need to make sure that they have real influence in the decisions that are being taken, because they carry the voices of the unheard. This means definitely that we need to change the system, that we need to create a new architecture of cooperation based on reconstruction, on recognizing the suffering, and on elevating the voices that needs to be in the decision-making tables. So the key takeaway for the road ahead that I want to take with me, and I hope with all the young people that are here in this room with me, is that we need to organize the resistance, and that is key. First, by making people, change makers, real agents of peace and change visible. Let's write articles, let's make noise on social media, let's create hashtags, let's create, new powerful accounts, let's create events. Sanam told about this yesterday, I don't know where she is. We need to create a Women, Peace and Security event. And also by sponsoring women. And here, definitely referring to what we've said about driving capital, about giving money to women-led organizations. We need money to build capacity. And also by giving them a seat at the table, and if it doesn't fit, let's change the table. This is important. Maybe that's the real problem. And finally, gentlemen, because some of you are in the room, maybe more in a few years, let's hope that, we need you to sponsor your female counterparts. We need you to bring them to the table to create the seat, like with your counterparts, whatever, because this is what it is to be an agent of peace. Thank you so much. Thank you, Garance, for those beautiful words of conclusion. I think it's very important to finish with this notion of positive masculinity, as Dr. Mukwege, the Nobel Peace Prize, is mentioning. Bertha von Suttner was also working with men a lot in her fight for ending the war. What we also have to understand, it's only with the common fight, men and women, that women's rights will not stay a gender right, but human rights, and that's extremely important for everybody to understand these points. We are trying to fight for equality, not as an inclusion, I would say, action, but as fairness, equality, and not as a favor. That's extremely important to remember. That's why International Day of Women
shall always be remembered as International Day of Women's Rights, that hopefully one day shall become International Day for Human Rights, and nothing when it comes to have a gender bias. So this is what we are praying. I want to thank you all for this very, I would say, intense listening that I can feel. And you can clap because you have been an extremely well listened audience. You can, of course, applaud those wonderful speakers. And we have the honor to finish a little bit earlier to give the chance to wonderful Sudanese group to give feedback following what Ellen told us. So thank you so much, Ellen, for allowing us to do this panel today. Thank you so much, Gila Clara. Thank you for moderating. I thank you indeed so much, dear Gila Clara Jesus, for moderating with so gracefully this panel. Once again, we're very happy and honored to offer all of you speakers these beautiful tulips, infinity, from the Netherlands to be planted in your homes, thanks to wonderful team players here, Alexandrine van der Burgt, who was able to source these magnificent tulips for all of you to plant at home. It's a very symbolic gesture. And there's a beautiful poem on peace written by another of our members, whose pen name is Mireio. So very happy to ask you maybe now to leave this floor, to invite now the students who took part in the breakout rooms yesterday and worked on the Sudanese group. So we're very happy to invite you to join the audience. So youth is definitely taking over, as you can see, and it's wonderful. So you've been very active yesterday in the behind-the-scenes group. I don't know if you all are students from Valérie Pouzol's Université Paris 8. I'm very happy. I don't know where Valérie is here with her students. So we are leaving you. She's taking pictures. Yes, that's wonderful. She's a proud mother. Yeah, exactly. So we leave you to run the show for 15 minutes. Afterwards, we'll have to break, for the coffee break, and I will come back. So the floor is yours. Hi, everyone. My name is Sarah, and I thought I don't know if I speak correctly. Yeah? Okay. My name is Sarah, and I'm part of the Gender Studies group that came here with Valérie Pouzol, as she said. We thought we would be allowed to be just the two of us on the stage, but finally we can be the five of us. So I think we're gonna share the talking. So today we have the privilege of carrying the voice of a Sudanese woman, peace activist that whom we met yesterday, a woman who, like so many others, continues to work for peace despite unimaginable challenges. We will introduce our statement with a poem of Al-Sadiq Al-Ghadi, a Sudanese human rights activist. And this poem is a powerful reflection of the sudden violent interruption of people's lives in Sudan and about the enduring spirit of the Sudanese people. So I think you would like to read it, maybe? A sudden rush of blood, and the city is a wound. The streets are silent now, but the silence is a scream. We were building a country
with songs and with hands, and now the songs are dust, and the hands are holding grief. But the heart remembers the rhythm, and the rhythm will return. Okay. I would like to start with the fact that it's urgent to pledge and act for peace in Sudan. Sudan is facing one of the gravest humanitarian crises of our time. More than 12 million people have been displaced. 25 million are experiencing food insecurity, and women and girls are the most impacted by the conflict. Amnesty International's 2025 report highlights the scale of sexual and gender-based violence, including rape, gang rape, and sexual slavery, acts used to humiliate and instill fear within the Sudanese people. In fact, rape is used systematically as a weapon by the militias in Sudan to break communities. Women are targeted. Women leading organizations are targeted. They are silenced. But why? Because women are like the head of successive revolutions and peace processes in Sudan, because they are the first victims and agents of peace processes in Sudan. Yet, the Sudanese conflict remains profoundly underreported and too often reduced to a civil war. But why? What is feeding the conflict? Weapons trafficking is feeding the conflict. So, to all states involved and to the EU, we urge you to take accountability in weapon trafficking and to stop it. Silence and inaction risk reinforcing the impunity. It's working, yes. The UN is not on the field either. The international community fails to protect women in Sudan, but Sudan needs international community support. On one side of this engagement is the responsibility to provide humane, dignified support to Sudanese refugees arriving in Europe. Not only shelter and food, but also access to legal status, employment, and mental health supports. Revisiting current refugee policies is urgent if we are to meet these fundamental needs. On the other side, support must be directed to women-led organizations within Sudan and across the region. These organizations are providing essential community service, education, psychosocial assistance, and documentation on human rights violation. They need the resource and security conditions that will allow them to participate fully in diplomatic processes and to continue shaping the country's future. Sudan's educated, dedicated women know what is needed for peace. Our role is to listen to them, reinforce their capacities, and ensure they have the political space to lead. To conclude, you want to conclude? Conclude. No. So, to conclude, we call for renewed international engagement, principled, coordinated, and sustained to support a just and lasting peace in Sudan. The people of Sudan, and especially the women who have carried the struggle for decades, are not asking for charity. They are asking for solidarity, partnership, action, and money, as we said, in order to bring into reality their projects and ideas, because they are on the field, they are really powerful, they have agency, and they have
a voice. And the person that we met yesterday was really inspiring, and I feel really lucky to have met her, and really lucky to have worked with you. And I would like to use this time to say that it is important for us as privileged people to acknowledge our privilege to be here in this beautiful palace of peace, and to acknowledge that we have responsibility, that we need to open our eyes to question our consumption in order to stand with oppressed people. It is our responsibility. And I know that, I don't know, maybe that what we're doing now, it seems, sometimes it feels hopeless. It feels like we're talking and it goes nowhere apart from our ears. But it's really important to acknowledge that we have a responsibility and that we need to question how the patriarchy, capitalism, coloniality, imperialism, etc., is how it is the root of genocide, of the violence against women, against children, against poor people, against nature, against animals also. So, so we really need to question the system we live in, because what happens in Congo, in Afghanistan, in Sudan, in Palestine, and everywhere is just the symptoms of the systems that we're living in. So it's really important that we think about it and that we acknowledge that we're here, it's wonderful, but we are really privileged. So it's important to stay humble and to not live blindfolded. So thank you very much. Thank you very much for listening, because we didn't thought that we could have the time to talk about Sudan. We were supposed to talk this morning, but we didn't. And I think it's most necessary that we take the same time to talk about Sudan, then to talk about Ukraine, then to talk about Gaza, because what's happening is not nothing, and it's invisibilized, yeah, in English, I think. And yeah, it's our duty, as you well said. Thank you. Thank you very much, girls. We leave you too. Thank you. So, as we wanted to absolutely give the floor to all the breakout rooms who were behind the doors yesterday, we have another last young voice from these breakout rooms before we break for the coffee break, which is very important because it will only last a few minutes. So we give the floor to you. You will introduce yourself and give us the feedback of your breakout room from the Middle East. Thank you very much. So first of all, I would like to thank you all for giving me this opportunity. I feel honored to even have participated in the breakout room for Israel and Palestine yesterday. And mostly I'm grateful for the activists, for the participants who put their trust in me so I can talk about this subject. So thank you so much for your trust, and I feel honored and privileged to be able to talk about this topic. Just listening, just being there was
phenomenal thing for me. So before I start talking about this, I'm just gonna say who I am. So my name is Laura. I'm a Syrian refugee living in France, and I'm also a student in Paris 8 in gender studies. And that is why I was profoundly touched by the breakout room yesterday, because the fear, the trauma, the displacement, the fragmentation of society is something that is profoundly, that I've profoundly lived personally, but also to see how those women, both Palestinians and Israeli, have worked. I've already studied that extensively in class, thanks to my professor, but to see that in action gives me both hope and shows me how much we Syrians still have to learn from those experiences, from those other communities, from those women who've been working together, these women-led organizations from the 80s to the 90s, who have done phenomenal, exceptional things. I would like to talk about all those organizations, but I know I don't have the time, so I would like to suggest that you all look them up, because we need to be reminded that, as Nida Shouri, who is not here today, said in the breakout room, that we are not inventing the wheel here, that we stand just like our great, amazing feminists that we celebrate today. We stand on the grounds that have been set by other women. Women have been building peace in conflict zones for ages. We just choose to forget what they've done. And it's very important to be reminded of that work and to build on it, and not to think that we are just inventing something right now. Peace has been building by women for ages. The problem is that women don't have the power to actually implement this peace. They don't have the power to make it a binding peace and sustainable peace. But every society, inside of every society, mostly it's the women that actually work on peacekeeping, whether it's inside their families, inside their communities, any sort of conflicts, any sort of initiatives you think about, it's the women who actually do the work. So to start on the subject, I would like to start by a point that's been made by the activists, that after the horrible events of the 7th October and the war on Gaza, those initiatives have been facing tremendous challenges. It's already been extremely difficult for those organizations to even exist, for Israeli and Palestinian women to actually only meet and work together. But after 2023, many challenges have come to be a huge problem. So the first thing that needs to be done is the protection of Palestinian civilians, to end occupation and settlement expansion, and for a real ceasefire to be implemented. Because it's very easy to bring some men to a table and sign a contract, sign a treaty, whatever you want it, but we need to be able to implement a real and sustainable ceasefire before we can call the war over. Other than that, those organizations face real issues concerning resources. The resources are being frozen, restricted, and redirected. And the price is paid by communities, by children, and by futures. As those amazing women have explained to me yesterday, those organizations
are being investigated, taxed, and even blocked sometimes by horrible banking systems and laws that just make their work almost impossible. I have no idea how they're actually still doing the amazing work that they are doing. Seriously. Those women also highlighted a very important point, which is that 1325 has been, the resolution of 1325 was signed for the first time 25 years ago, but still, it's not institutionalized, it's not binding, and it's in no way obligating anyone to actually put women in power. So that's why we need women to be institutionalized as decision makers and not just spectators. They also request and demand economic pathways. They demand multilateral funding to be able to reach women directly and safely, and without being strangled by enormous bureaucracy and suspicion, whether it's by governments or even communities. Those initiatives are the thing as the amazing activist Yael, who just talked about it, could have prevented the war on Gaza and the horrible events of October 7. All of that could have been avoided if we just listened to women, basically, and if we empowered them and put them as decision makers. Women-led collaboration must be recognized as diplomacy. It's not just activism. I'm calling them activists, but I should be calling them politicians. And that is a problem. These women need civic space that is protected. And all states should stop criminalizing peace work. This should be really on the first thing on this agenda. This conflict has been going on for 78 years, not to mention the horrible genocide that's been going on in Gaza and the destruction of lives, of culture, of history. And to be able to say that the war is actually over, we need serious actions to at least maintain and sustain the stability of Gaza for the sake of these amazing people and for the sake of the world, not just the region. Because if you have one place that is being destroyed, it's the whole planet that's actually suffering. And we all know the environmental cost that every war causes our planet. If we're talking about climate change, we're talking about environmental transition, then maybe we should look at how much CO2 has been diffused in the air since the war on Gaza, for example. I'm very sorry that I would have liked to talk so much more about how important it is to put women in power, but the thing is, like, we keep saying that for ages and nobody listens. So I don't know if it even makes sense to keep talking about it. I would only like for everyone that talks about peace to ask themselves what it means actually. What does it mean, peace? Is it just the absence of war? Are we in peace right now, knowing that there are so many conflicts in the world going on that affects all of us collectively in some way or another, that divides even European communities? Are we at peace? I ask of you. Thank you very much.
Thank you. Thank you so much for questioning. Questioning is always the beginning of the revelation. As you know, the answer is always in the question. And yes, we have been awakening our conscience. That has been very special. Now we are going to invite everybody for a little break. We shall come back here in half an hour. So enjoy the coffee break, enjoy the conversation, continuing to meet with each other. We look forward to seeing you at 4 o'clock sharp. Thank you so much. Chers amis, dear friends, chers amis, excellencies, dear friends, brave friends, because we have sailed through this day. Vous êtes courageux. Nous avons partagé cette longue journée et vous êtes toujours présents, nombreux et nombreuses. Répandre la lumière, c'est répandre la prospérité. Et avec la prospérité, disparaîtra la plupart des maux. Ce sont de nouveau les paroles de Bertha von Suttner. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce 3e panel de notre journée, celui qui est consacré au futur. Je vais donner sans plus attendre la parole à la présidente de ce panel, Madame Davy van de Verde, ambassadrice pour la culture du ministère des Affaires étrangères néerlandais, qui partage ce panel pour le cadrage juridique avec son Excellence Monsieur François Alabrune, notre ambassadeur de France aux Pays-Bas, mais également très grand juriste qui intervient en cette qualité précisément sur ce panel. Et aux côtés de Chérine Ardakani, maître Ardakani, vous êtes avocate française et vous représentez l'immense Narges Mohammadi, militante iranienne des droits de l'homme et lauréate du prix Nobel de la paix 2023. À vos côtés, Anne-Cécile Robert, elle-même autrice du Défi de la paix, repenser les organisations internationales, directrice adjointe du monde diplomatique. Également à vos côtés, Gila Clara Kessous, ambassadrice de la paix, artiste pour la paix, qui nous a déjà honorés sur plusieurs panels de l'UNESCO. Notre immense amie Sophia Strilrever, initiatrice et coordinatrice mondiale de la Journée internationale de la conscience à l'Organisation des Nations Unies à Genève. Et mademoiselle Maëlle Nativel, qui a tant fait pour le succès de cette conférence à mes côtés et qui, sur ce panel, siège en qualité d'ambassadrice de la jeunesse héroïque, engagée, qui ne compte pas ses heures ni ses efforts pour faire progresser les grandes causes. Chère Davy, la parole vous est donnée. Merci beaucoup et bienvenue de nouveau tout le monde et nous sommes très fiers de vous d'être ici cet après-midi avec nous. Et comme Hélène avait déjà raconté, moi je suis ambassadeur pour la coopération culturelle internationale auprès du ministère des Affaires étrangères aux Pays-Bas. Et je voudrais juste vous raconter un petit peu de mon travail pour mieux comprendre pourquoi je trouve cette conférence si importante. La protection du patrimoine en zone de conflit, par exemple en Ukraine, ça c'est l'une des priorités dans mon travail et elle touche à la mémoire et la cohésion d'une société. Et dans ce contexte, les femmes jouent un rôle clé parce qu'elles protègent en première ligne archives, collections et sites menacés, maintiennent les réseaux culturels et les activités culturelles et assurent la transmission lors que les structures officielles vaccinent.
Leur participation alors est essentielle parce que car leur responsabilité au sein des communautés leur donne un regard différent et souvent plus ancré dans la réalité quotidienne. Et cette diversité d'expériences permet d'identifier plus rapidement ce qui doit être sauvegardé pour préserver la vie culturelle et la résilience des sociétés. Et alors, avec cette expérience de mon travail, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir contribuer à cette discussion importante. Après que nous avons vu ce qui était déjà fait avant nous, c'est le moment maintenant de mettre le regard en avant. Quelles sont les initiatives nécessaires pour construire une paix durable et inclusive, fondée sur l'égalité des genres et la lutte contre la marginalisation des femmes? Et pour ce but, nous avons invité ce panel extraordinaire et encore une bienvenue de nouveau. Et je me jouis de jouer le rôle de modérateur d'un tel panel. Et comme vous êtes déjà été introduit par Hélène, je voudrais continuer avec monsieur l'ambassadeur directement, qui fait nous donner son discours comme cadrage juridique. Alors, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne sais pas si le micro marche bien. Je suis très honoré de m'adresser à nouveau à cette conférence sur la participation et l'inclusion des femmes dans le processus de paix. Pour évoquer au début de cette discussion le cadre juridique. Il y a un cadre international relatif à la participation des femmes au processus de paix, un cadre bien établi dont l'agenda femmes, paix et sécurité constitue depuis 2000 le pilier central. Et la résolution 1325 du Conseil de sécurité en a jeté les bases, ainsi qu'un certain nombre de résolutions qui ont suivi. À ce socle s'ajoute le droit international des droits humains, dont le principe de non-discrimination de genre se manifeste notamment à travers la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, une convention qui a fait l'objet d'une interprétation par son comité, qui a adopté un certain nombre de résolutions, de recommandations très importantes à cet égard. Et puis, au-delà, il y a les normes du droit international humanitaire qui renforcent particulièrement la protection des femmes en temps de conflit. Alors, l'inclusion des femmes dans les processus de paix peut apparaître comme une évidence. Les femmes ont un droit fondamental à participer aux négociations de paix et au processus de décision qui les concerne directement et, de façon évidente, exclure la représentation de la moitié de l'humanité des négociations paraît la voie assurée à l'échec. Pourtant, comme ça a été rappelé à plusieurs reprises, leur marginalisation reste une réalité, d'où l'importance dans ce panel relatif à la perspective d'avenir de s'interroger sur, justement, s'agissant du cadre juridique, la manière dont nous devons faire évoluer ou les priorités qui s'imposent à cet égard. Alors, il y a une première priorité qui est la participation des États au cadre juridique, aux traités existants. Alors, si on regarde la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, on peut être impressionné par le nombre d'États qui sont partis, puisqu'il y en a 189, ce qui en fait un des traités les plus largement ratifiés, même si les conventions de Genève font l'objet d'une participation encore plus importante et universelle. Mais néanmoins,
il faut relever que les obligations prévues par cette convention ont fait l'objet, au moment de la ratification par un certain nombre d'États, de réserves substantielles qui peuvent limiter la portée de cette ratification. Et d'ailleurs, dès 1998, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes s'inquiétait déjà de ce phénomène des réserves aux obligations substantielles. Il y a donc un travail important à faire à ce sujet pour sensibiliser nos partenaires à ne pas s'opposer à ces obligations substantielles. Deuxième axe, c'est évidemment l'application des normes existantes. Et il faut reconnaître que dans un monde dont les débats qui ont eu lieu depuis hier montrent à quel point il est gangréné par des conflits, les femmes sont victimes de violations répétées des normes en vigueur, des normes les plus fondamentales, et le droit international est régulièrement malmené. Et de ce point de vue-là, les juridictions ont un rôle majeur à jouer, des juridictions qui peuvent être les juridictions internationales, mais aussi des juridictions au niveau régional ou national, qui sont en première ligne, souvent, pour faire appliquer le droit. Et on peut mentionner, à ce titre, une initiative que certains pays, les Pays-Bas, le Canada, l'Autriche et l'Allemagne, ont annoncé, et qui vise l'Afghanistan, et qui viserait à contraindre le régime des talibans à appliquer la Convention sur l'élimination des discriminations contre les femmes, avec la possibilité de saisir la Cour internationale de justice. Évidemment, si cette saisine se confirme, elle pourrait conduire la Cour à se prononcer sur un point important qui est la question de savoir si les obligations prévues par la Convention sont des obligations que l'on qualifie d'erga omnes, c'est-à-dire des obligations que chaque État partie a vis-à-vis de l'ensemble des autres États parties, ce qui permet à l'ensemble des autres États parties de saisir éventuellement la Cour internationale de justice. Troisième axe important, c'est la question de l'interprétation du droit international et des normes de droit international. Et à cet égard, il ne s'agit pas seulement d'interpréter la Convention sur l'élimination de la discrimination faite aux femmes ou d'autres textes spécifiques, mais de façon plus large, de la question de savoir si le droit international peut faire l'objet d'une interprétation féministe. Et cette question a fait l'objet déjà de beaucoup de réflexions et a conduit à évoquer plusieurs méthodologies, et je voudrais mentionner deux points particuliers. D'abord, une telle lecture féministe du droit international exige de tenir compte de l'impact particulier de l'application d'une certaine norme sur les femmes et sur leurs droits. Et il y a par exemple un avis récent de la Cour internationale de justice qui est particulièrement intéressant à cet égard, qui est l'avis relatif aux obligations des États en matière de changement climatique. Et la Cour internationale de justice a rappelé les effets néfastes des changements climatiques sur la jouissance des droits des individus en général, et a noté que les changements climatiques peuvent également compromettre la jouissance des droits des femmes, des enfants, des peuples autochtones. La Cour a ainsi singularisé ces groupes. Elle aurait peut-être pu aller encore plus loin dans son appréciation des faits. On notera d'ailleurs que dans une opinion séparée, la juge australienne, la juge Charlesworth, détaille le fardeau disproportionné que les changements climatiques font peser sur les femmes en particulier.
Deuxième point relatif à cette interprétation féministe du droit international, elle conduit à constater que les normes, souvent anciennes, qui ont construit le droit international, ont été conçues dans un certain contexte, un contexte dans lequel l'égalité femmes-hommes n'était pas du tout une priorité. Et de ce point de vue-là, il est important de revisiter la conception que nous avons de certaines normes et les modes d'analyse traditionnels à ce titre, afin de prendre en compte un certain nombre d'initiatives qui voient le jour en ce sens et qui sont extrêmement importantes. Et il y a par exemple un ouvrage dirigé par Loveday Hodgson et Troy Lavers, qui propose un certain nombre de lectures féministes des grandes affaires du droit international, qui de ce point de vue-là illustre cette approche et cette démarche. En tout cas, ces relectures montrent qu'une autre interprétation est possible, qui ouvre la voie à une participation, ou qui peut faciliter une participation plus importante des femmes au processus de paix. Et puis, dernier point, eh bien, après la question de la participation, de l'application, de l'interprétation, mais c'est l'effort qui doit continuer pour créer de nouvelles normes, pour renforcer le cadre normatif actuel, car même si le contexte n'est pas facile, il faut, de ce point de vue-là, poursuivre ces efforts et prévoir des obligations traitant spécifiquement de ces sujets, en particulier à l'occasion de la conclusion d'accords ou de textes ou de conventions qui ne portent pas eux-mêmes spécifiquement sur les droits des femmes et qui peuvent être par exemple des accords de paix ou des accords en matière économique, mais où il est important d'introduire cette problématique. Et ces initiatives contribueraient à renforcer la cohérence du cadre international relatif à la participation des femmes au processus de paix. Donc pour conclure, le cadre juridique existe, mais il doit être renforcé et mis en œuvre de manière cohérente. Et l'avenir d'une meilleure représentativité et inclusion des femmes dans les processus de paix dépend bien sûr d'un engagement politique authentique, d'une transformation des mentalités culturelles et d'une relecture audacieuse du droit international. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Et c'est clair alors qu'il y a beaucoup de choses concrètes qu'on peut faire aussi dans le domaine du droit international. Et alors, je trouve ça assez important à savoir. Un grand merci. Alors, on va maintenant continuer avec les membres du panel à livrer leur intervention. Et je voudrais commencer avec vous, Madame Ardakani. Quelles sont les initiatives nécessaires pour construire une paix durable et inclusive? C'était ça le thème. Je vous remercie. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je vous remercie. Alors, j'avais préparé quelques notes en arrivant, mais je vais plutôt le faire de façon spontanée. Je suis avocate. J'ai l'honneur de défendre la militante féministe et pro-démocrate l'iranienne Narges Mohammadi, donc prix Nobel de la paix, qui se trouve, à l'heure où je vous parle, encore sous les griffes du régime iranien, pour avoir exigé, en définitive, ni plus ni moins que ce que toute femme, partout où qu'elle soit dans le monde, a le droit d'exiger en égal, en dignité, c'est-à-dire son droit légitime à l'existence, d'une part. Et en tant qu'Iranienne, en tant que femme du Moyen-Orient, j'ajouterais également le droit d'un peuple à disposer de lui-même, sans être sous la loi d'un tyran, le régime iranien, qui, je crois, concentre tout ce que une femme combat, c'est-à-dire une dictature cléricale, une théocratie, où la loi religieuse se confond avec la loi civile. Et nous savons que partout où le parti clérical est en responsabilité, c'est un péril pour les femmes, parce qu'il s'attaque toujours d'abord au droit des femmes à disposer de leur corps. Narges Mohammadi, elle est actuellement donc assignée à résidence. Elle a été condamnée à une peine de 12 mois d'emprisonnement.
pour avoir soutenu un mouvement que chacune et chacun, je crois, désormais connaît, le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Ce mouvement, il naît à l'issue d'un féminicide. Un féminicide parce qu'en septembre 2022, une femme, Gina Massa Amini, d'origine kurde, de 21 ans, est une femme qui refuse de se soumettre à un ordre injuste, à une loi de domination, la loi patriarcale, qui institue en République islamique d'Iran le contrôle du corps des femmes, qui leur dit comment se vêtir, comment penser, mais aussi qui rend comptable, et je crois que ça c'est important, qui rend comptable les époux, les frères, et en définitive, qui impose un contrôle politique sur l'ensemble du corps social. Et je crois que l'exemple iranien nous démontre que toujours les tyrans instrumentalisent cette loi fondamentale pour opprimer les femmes, et en opprimant les femmes, imposent un contrôle total et une domination sur l'ensemble de la société. Et voilà ce que nous apprend le cas iranien. Alors, j'ai évidemment l'honneur de défendre Narges Mohammadi. Je suis moi-même militante féministe, vous l'avez compris, et je vais y aller de ma petite anecdote personnelle. Et je vais aller très vite, je vais faire très court. Avant d'arriver dans cette salle, j'ai vu un bloc massif, là, vous l'avez sans doute vu, plutôt Renaissance, une assemblée non mixte, ils sont là, de clercs, et il y a écrit la leçon de droit. Voilà, ça date de 1572, je crois. Et alors moi, en arrivant, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que ça fait très longtemps que dans les amphithéâtres de droit, c'est quand même pas franchement des assemblées de clercs, d'hommes d'un certain âge, mais c'est plutôt comme dans cette salle, une assemblée très large d'étudiantes. Et les femmes n'ont pas besoin qu'on leur fasse la leçon. D'ailleurs, dans les amphithéâtres désormais, ce sont des maîtresses de conférences en droit qui les donnent. Dans les tribunaux, ce sont des femmes qui plaident et souvent désormais qui jugent. Et nous avons eu tout à l'heure Madame la ministre Rome qui est issue de la magistrature. Mais voilà que nous n'y sommes pas tout à fait encore parce que les femmes, ne gouvernent pas. Les femmes ne gouvernent pas. Et ce que nous ont appris les militantes iraniennes avec leur devise Femmes, Vie, Liberté, c'est que les femmes ne veulent pas simplement participer aux modalités de prise de décision et ne veulent pas d'une société inclusive. Les femmes veulent exercer le pouvoir politique. Et elles ne veulent pas exercer le pouvoir politique parce qu'on leur fait la charité, parce qu'elles ont le droit à exercer le pouvoir politique. Et pour répondre à la question qui est posée sur le fait de savoir comment on fait pour se battre contre la guerre, alors pour préparer un petit peu ma conférence, j'ai regardé. Il y a toujours une femme avant nous qui a déjà répondu à la question. Virginia Woolf, que tout le monde connaît ici, que Narges Mohammadi a beaucoup lu, et vraiment qui a écrit des manifestes féministes anti-guerre qui, je crois, sont d'utilité publique et qui devraient être lus par, messieurs, j'en ai compté, il y en a 29 dans la salle, mais ce n'est pas les pires, ceux-là sont nos alliés, et monsieur l'ambassadeur, vous êtes notre allié, et nous nous réjouissons toutes les fois où nous avons des alliés sincères tels que vous. Ils devraient lire Virginia Woolf, parce qu'elle donne l'antidote à la guerre. Parce que qui fait la guerre? Qui fait la guerre? Ce sont les hommes, mais les hommes pas comme entité biologique, parce que nous ne croyons pas à l'homme criminel, nous ne croyons pas au gène de l'homme agressif. C'est la façon dont nous construisons nos identités. Pinar Selek, qui est une grande militante et qui est une grande chercheuse qui est ici, l'a écrit. Comment est-ce que dans les sociétés, nous érigeons la violence virile comme hégémonique, et comment est-ce qu'on rend désirable cette norme-là? Il faut effectivement déconstruire tout cela. Françoise Daubonne le disait, le pouvoir mâle tue partout le vivant. Il tue les civils, il les tue au Proche-Orient, il les tue en Palestine, il les tue évidemment en République islamique. Et donc, c'est ça qu'il faut déconstruire. Elle disait aussi deux choses. Et les femmes iraniennes le disent. Il faut éduquer. Il faut l'éducation. Et c'est toujours par l'éducation qu'on renverse ces mentalités qui sont des mentalités de docilité, parce que c'est ainsi
qu'on impose le récit de la guerre, c'est en annihilant tout esprit critique. Et il faut que l'éducation fasse que des citoyens puissent dire non à la guerre, parce qu'ils sont en capacité de pouvoir refuser cette guerre du tous contre tous. Et je crois que l'éducation, effectivement, est ce dont on doit se saisir. Alors je dois conclure. Alors vous voyez que c'est pour ça que souvent les avocates écrivent, c'est pour ne pas faire de grandes logorées verbales telles que celle-ci. C'est très bien quand même. Hein. Je terminerai sur un mot. Le corps des femmes, et les Iraniennes nous le rappellent, finalement il y a un odieux dilemme, parce que vous savez, en juin dernier, les Iraniennes qui, au cri de Femmes, Vie, Liberté, ont montré à la face du monde un grand mouvement de résistance non violent et démocratique à leur dictateur, et c'est très important d'insister sur le caractère non violent de leur lutte, elles ont eu le droit, malheureusement, à la répression du dictateur interne, mais elles ont aussi le droit à connaître les bombes, parce que, effectivement, l'Iran a été bombardé, et ça m'amène au dilemme du corps des femmes. Les corps des femmes ont toujours été tantôt chers à viol, tantôt chers à canon. Et moi, j'aimerais qu'on puisse dire qu'il faut qu'effectivement ça s'arrête et que nous avons le droit à être respectés dans notre dignité, et surtout nous avons le droit de vivre. Et comme disait ma collègue tout à l'heure, nous ne voulons ni être tués, ni tuer personne. C'est ce que disait tout à l'heure notre camarade, et je m'inscris dans ces mots. Voilà, je laisse la parole désormais. Et vive les femmes, vive leur révolution, vive leur lutte, et merci à ceux de nos alliés, des hommes qui se trouvent parmi nous et à côté de nous. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce très fort discours. J'avais encore une question. J'aimerais bien savoir, Narges Mohammadi, elle a quand même reçu le prix Nobel, et je voudrais savoir, est-ce que ça a changé quelque chose pour elle? Comment est-ce que ça a impacté? Très bref, merci. Alors, le prix Nobel de la paix donne une visibilité. Et quand on est sous le joug d'une dictature et d'une loi impitoyable, je rappelle que l'Iran est un des pays au monde qui a recours à la peine de mort. Et c'est aussi pour ça qu'elle est abolitionniste de la peine de mort, et que la France, d'ailleurs, a une position abolitionniste au plan universel. Ça visibilise le combat de ces femmes et hommes prisonniers de politique, et d'une certaine façon, ça leur garantit un peu l'immunité. C'est-à-dire que tant qu'ils sont visibilisés, tant que je peux venir m'exprimer dans des assemblées telles que vous, tant que leur écho et leur cri est entendu dans les assemblées internationales, effectivement, ça les rend un peu moins vulnérables. Voilà. Donc il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à en parler. Et d'ailleurs, je remercie à la fois vous, Madame, l'Alliance française, et Madame Hélène Pichon, qui nous a toujours soutenus dans nos combats et qui nous donne la possibilité aujourd'hui de continuer à dire le nom de ces femmes qui sont jetées à la pâture dans le cadre d'un système absolument répressif, épouvantable. Merci beaucoup. Hein. Alors, on va continuer, et je voudrais ensuite donner la parole à Madame Robert. Merci. Bonjour, on m'entend? Oui. Bonjour, merci beaucoup à Hélène Pichon et aussi à Maëlle Nativel d'organiser cette conférence qui nous crée un espace sécurisé où on peut dire des choses importantes en contribuant à faire avancer le débat. C'est suffisamment rare pour être noté et pour être reconnaissant. Alors mon champ de spécialité, c'est les organisations internationales et le multilatéralisme, et depuis quelques années, j'écris des choses pour défendre l'ONU. On n'est pas très nombreux finalement. Malheureusement, quand on parle de l'ONU, c'est en général pour annoncer des mauvaises nouvelles, alors que, mais ça serait l'objet d'une autre conférence, depuis que 80 ans que l'ONU existe, elle a beaucoup travaillé, beaucoup de choses se sont passées. Il faut vraiment le dire et insister là-dessus, ne pas céder à un discours qui finalement profite à ceux qui veulent tout détruire le droit international, détruire le multilatéralisme. Ça les arrange bien finalement qu'on ne souligne que les choses qui ne vont pas. Et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, le cas des femmes, il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Mais j'étais très agréablement surprise que quelqu'un rappelle ce matin que la charte de l'ONU, qui a été signée en 1945, a été précurseur
avant-gardiste du point de vue des droits des femmes, puisque dès son préambule, elle reconnaît l'égalité de droits entre les hommes et les femmes, et que dans son article 1, il est écrit que les droits et libertés doivent se faire sans discrimination de race, de religion, de langue et de sexe. Donc c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, les 51 États qui signent ce texte ont quand même beaucoup de retard en ce qui concerne déjà le respect des populations, pour certains qui sont des puissances coloniales qui sont sur leur domination, et évidemment du point de vue des droits des femmes. Donc c'est important de rappeler qu'on est dans un cadre qui se projette dès 1945 dans un monde où les hommes et les femmes sont à égalité et où les femmes ont des droits. Alors j'ai proposé, quand on a préparé ce panel, de parler de l'application du droit. C'est un sujet assez classique, hein, on a beaucoup d'intervenantes l'ont souligné, mais qui se pose aujourd'hui dans un contexte très particulier, puisque, nous le savons tous, le monde est en train de changer, est en train de basculer. On est un peu dans un ordre international entre chien et loup, indéterminé, où plusieurs chemins sont possibles, ce qui rend encore plus important ce type de conférence. Parfois on dit les conférences c'est du blabla, pas du tout. C'est encore plus important quand les choses basculent, de parler, de se réunir, de se conforter, de faire des argumentaires et de partager des informations. Et en ce qui concerne les droits des femmes, il faut, avant de parler de l'application, souligner quand même quelque chose de très important, c'est qu'en plusieurs décennies, et notamment en 25 ans, on a quand même fait énormément de progrès du point de vue des normes, du point de vue des idées, du point de vue des principes. Le lien entre femmes et paix, même si en pratique, hein, on va en reparler, c'est compliqué, mais ce lien, il est fait, il est admis. La spécificité des violences faites contre les femmes, c'est admis. Le viol comme arme de guerre, c'est admis par les tribunaux. L'idée que la guerre est un accélérateur d'inégalités, de violences, en particulier contre les femmes, c'est admis. Le continuum qui existe entre les inégalités sexuelles, la guerre, les violences et le post-conflit, c'est-à-dire la non-durabilité des paix, c'est admis. L'idée que le développement économique, la place des femmes dans le développement économique et dans le pouvoir politique dont parlait Chérine à l'instant, c'est une condition de la paix, tout ça c'est admis. Donc je le rappelle parce qu'il y a des gens qui disent non c'est flou, c'est pas clair, c'est confus, et je vais donner quelques noms tout à l'heure, je vais balancer des noms, nous mentent pour nous embrouiller et nous faire régresser. Les choses sont claires du point de vue juridique, du point de vue des principes. On a un problème maintenant d'application. Et j'ajoute, avant de développer encore ce point, tout en surveillant ma montre, que je viens de lire une étude d'une professeure de Georgetown University qui s'appelle Liz Howard, qui démontre que les opérations de maintien de la paix, qui sont beaucoup critiquées, ont prouvé qu'elles diminuaient les violences contre les civils. Il y a des chiffres, il y a des statistiques, vous pouvez trouver ça très facilement sur Internet. Il faut le dire parce que ça fait partie du dénigrement de l'ONU. Les opérations de maintien de la paix, il a été démontré par Georgetown University qu'elles contribuent à diminuer la violence contre les civils et donc contre les femmes. Donc, pour cette question de l'application du droit, je voudrais raconter une anecdote. J'étais à New York, à l'ONU, le 24 avril 2019, quand était discutée la résolution 2467 sur les violences contre les femmes en temps de conflit. Une résolution qui a été adoptée et qui fait vraiment le tour à la fois de la prévention et de ce qu'il faut faire pour punir, poursuivre les auteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette résolution elle a été votée par 13 États. Il y a 13 pour sur 15, et il y a 2 abstentions. Bon, il n'y a pas trop de suspense, hein. La Russie et la Chine, qui n'ont pas voté contre, et qui ont expliqué qu'ils s'abstenaient tout en étant pour les droits des femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle ils se sont abstenus. Ils ont dit on ne met pas le veto parce qu'on ne veut pas entraver les droits des femmes, mais on s'abstient parce qu'on n'est pas d'accord en fait avec le renforcement des pouvoirs de l'ONU en termes de contrôle. Ce qui les embête, c'est l'idée qu'il y a un pouvoir non contrôlé par les États qui va pouvoir faire des enquêtes indépendantes, établir des faits qui vont ensuite servir à des procédures.
Donc ça, ils ont été très clairs. Ils ne veulent pas de renforcement d'autorités qui vont contraindre les États. Ensuite, ils ont sorti la carte culturelle en disant « Oui, mais il y a tout un tas de notions dans ces résolutions qui ne sont pas consensuelles ». Alors là-dedans, il y avait les violences masculinistes, la notion de genre, il y avait plein de choses comme ça. Donc il y a pas mal d'hypocrisie. En même temps, je me dis que dans le monde où on vit, il faut qu'on travaille à déminer ça, cette idée du relativisme en fait, qui permet à certains États finalement de ne pas remplir leurs obligations. Il faut vraiment déminer ça en démontrant que dans toutes les cultures finalement, il y a déjà, quels que soient les mots qu'on emploie, des références aux droits des femmes, du respect pour les femmes, des logiques d'égalité, des logiques de paix, en Afrique en particulier, mais partout. Donc il faut démonter cet argument relativiste. Et ce qui était intéressant aussi dans cette réticence de la Russie et de la Chine, c'était la réticence à la justiciabilité. Ils sont vraiment très réticents envers la justice internationale, parce qu'elle est indépendante des États. Et ça, ils sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'États qui aujourd'hui considèrent que la justice internationale est une justice de blanc, une justice occidentale. Et il faut vraiment combattre ça parce que c'est faux d'abord. La Cour internationale de justice le démontre tous les jours, très courageusement. La Cour pénale internationale aussi. Donc il faut vraiment combattre cette fausse idée. Et il est important de faire connaître tout le travail, notamment du procureur de la Cour pénale internationale, par exemple, qui a ouvert des enquêtes sur des situations qui ne concernent pas que l'Afrique. Parce que vous savez que c'était l'un des gros reproches de l'Union africaine, c'est que seuls des Africains avaient été condamnés jusque-là par la CPI. Donc il faut montrer qu'il y a d'autres procédures ouvertes. Et évidemment, la procédure ouverte pour Gaza contre des dirigeants israéliens est extrêmement importante. Pour résumer, il me semble très important, et on n'en a pas beaucoup parlé, donc je dis tout de suite avant d'être coupé, d'être privé de temps, on a un gros défi, et je le dis aussi en tant que journaliste, vis-à-vis de l'information. Il n'y aura pas de respect des droits des femmes, il n'y aura pas de justiciabilité, il n'y aura pas de lutte contre l'impunité s'il n'y a pas de liberté de la presse et s'il n'y a pas de droit pour les journalistes de faire leur travail partout. Or, la liberté de la presse régresse partout, sous des formes de plus en plus décomplexées, comme on dit maintenant. À Gaza, les journalistes internationaux sont toujours interdits d'entrer, il faut rentrer en contrebande. Ceux qui sont sur place se font flinguer. Il y a des dizaines de journalistes qui sont tués. En Ukraine, les journalistes sont pris pour cible également, d'autant plus que la Russie a une conception extensive de la notion de journaliste. Il suffit que vous ayez un téléphone portable et que vous filmiez un crime de guerre russe pour devenir une cible. Mais ça, c'est partout. Sur tous les théâtres d'opération, au Soudan, les journalistes deviennent des cibles parce que l'information, nous nous croyons informés, nous ne le sommes pas. Il y a des données qui circulent sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas vérifiées, qui sont manipulées. L'information, c'est un métier avec des gens qui sont formés pour ça, qui vérifient, qui hiérarchisent et qui rendent des comptes. Donc il faut vraiment se battre. Il y a un lien entre la promotion du droit et la liberté de la presse. Donc il faut vraiment que la convention proposée par la Fédération internationale des journalistes pour la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes soit adoptée très rapidement. Et donc un point très important sur la liberté d'informer. Une autre chose qui n'a pas été beaucoup soulevée en ce qui concerne l'application du droit, c'est l'obligation de bonne foi. Je sais, ça fait marrer à chaque fois mes étudiants quand je leur dis que dans la charte de l'ONU, il est écrit que les États doivent se comporter les uns envers les autres de bonne foi. Mais je pense que c'est important, et c'est dans les statuts aussi de la Cour internationale de justice et de la CPI, il faut rappeler les États à la bonne foi. Il y en a un peu assez de ces États qui utilisent les tribunes internationales en utilisant de grands mots, faisant de grandes phrases, en signant des textes qu'ils savent à l'avance ne pas vouloir appliquer. Donc, rappeler l'obligation de bonne foi des États, c'est ce qu'on fait là aussi par cette conférence, c'est ce que font les journalistes, c'est ce que font les associations. Dire vous avez signé des textes, ça a un sens ou ça n'a pas de sens. Donc si vous mettez quelle est la valeur de votre signature? Donc vous avez mis la signature, vous vous plaignez qu'on ne respecte pas votre souveraineté, vous plaignez qu'on ne vous respecte pas, mais commencez par respecter votre propre signature.
Donc l'obligation de bonne foi, c'est un outil extrêmement important et ce sera un outil pour la judiciarisation et la lutte contre l'impunité. Merci. Merci. Merci beaucoup. Aussi pour encore une fois souligner l'importance de la liberté de presse. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Il nous manque du temps, alors on continue vite avec Madame Cassous, Guilla Clara, excuse-moi, par là. Merci beaucoup d'être ici et je voudrais vous donner la parole et je pense que vous avez une présentation, n'est-ce pas? Et voilà, je vais me mettre à la tribune, non pas pour être plus officielle, mais parce que sinon je ne vois pas toute une partie du public, donc je m'y mets. Voilà, bonsoir à tous. Tous les participants et participantes qui ont pris la parole juste avant sont des inspirations profondes. J'ai décidé de pouvoir vous parler de ce que j'essaye de faire en tant qu'entrepreneur diplomatique. C'est une expression que j'ai créée. Et pour que vous compreniez aussi comment est-ce que j'essaye de mettre en place cette résolution que j'espère voir présentée officiellement à la 61e session des droits de l'homme à la Commission des droits de l'homme de Genève à l'ONU. Les chiffres, je les rappelais hier, sont absolument hallucinants, puisque entre 92 et 2019, les femmes ne représentaient que 13% des négociateurs, 6% des médiateurs, 6% des signataires d'accords de paix dans le monde. C'est extrêmement peu, et quand on parle de femmes et paix, il faut absolument qu'on essaye de pouvoir changer les choses. On ne peut les changer que, exactement comme vous l'avez dit, Madame, lorsque l'on comprend la question d'éducation. Et moi, qui suis née à Paris, qui ai eu la chance de pouvoir connaître ce beau pays qu'est la France, à mon niveau, plus jeune, lorsque mes parents m'avaient laissé jouer dans un jardin, dans un parc, avec des petits garçons qui pensaient jouer au football, j'ai reçu, bien sûr, ces expressions. Lorsque c'est venu vers moi, lorsque j'ai demandé à participer, surtout au foot, et c'est vrai que j'admets être nulle, on m'a dit « oui, toi tu participes, toi tu vas compter pour du beurre ». Et c'est vrai, cette notion de compter pour du beurre, on l'entend souvent. Qu'est-ce que c'est que compter pour du beurre? Ça veut dire de ne pas avoir son mot à dire, ou alors avoir aucune valeur, ou se définir comme quantité négligeable. Et ça, on l'entend souvent, que ces femmes, oui, elles peuvent parler, mais bon... Elles feront un peu plante verte, on va mettre des quotas dans les gouvernements, elle sera jolie, voilà, ici, avec un petit chapeau, elle pourra servir le thé. Ah oui, dans les boards, là au niveau des entreprises, petit quota, tu seras là, tu diras ce qu'on te dira de faire. Et tu diras ce qu'on dira de faire, je l'ai entendu moi aussi très souvent parce que je suis issue du théâtre. J'ai fait le conservatoire, je suis comédienne, et quel est, on va dire, le lieu le plus représentatif des femmes qui disent des choses qu'on leur dit de dire, qui bougent comme on leur dit de dire, et qui passent des castings essentiellement sur leur physique que le monde cruel du théâtre. À la suite du conservatoire, j'ai compris le pouvoir artistique du théâtre qui était une capacité à pouvoir dire, bien dire, écouter et surtout faire dire les autres. Et je me suis passionnée pour ce qu'on appelle l'art-thérapie, la dramathérapie, comment faire en sorte que les autres prennent la parole, leur donner la chance de pouvoir sortir ce qu'ils ont à l'intérieur, en particulier dans des cas de survivants de génocide ou de femmes victimes de violences sexuelles. Quand j'ai annoncé, bien sûr, que je voulais pouvoir me lancer dans cette carrière, on m'a regardé avec un sourcil levé en me disant « Ah oui, et c'est quoi ton budget ?» Et là, j'ai répondu « Je n'ai pas lu cette pièce de théâtre. » Donc voilà, une éducation avec piano, danse classique, bref, une éducation un peu à la perfection. On m'a dit « Va apprendre » et j'ai fait l'ESSEC. Après 3 ans de pleurer sur la finance et la comptabilité, un MBA en poche, j'ai su ce que c'était que la comptabilité, la finance, un plan business plan. Et donc, je suis tombée sur cette pièce de théâtre qui s'appelle « Le procès de Shamgorod », écrite par Elie Wiesel, dans lequel le prix Nobel de la paix parle par le théâtre de l'importance qu'il y a à pouvoir faire entendre sa voix dans la transmission de l'Holocauste. Et là, je lui ai écrit une lettre en lui demandant si je peux l'interviewer, pourquoi lui, en tant que survivant de la Shoah, il a utilisé le théâtre, surtout une pièce peu connue, et
il me répond. Il m'explique qu'il est d'accord de pouvoir non seulement répondre à mes questions, mais qu'il sera mon directeur de thèse, parce qu'il pense que le théâtre, contrairement au film, respecte cette espèce d'intimité qu'il peut y avoir entre un narrateur et des spectateurs, qu'il souhaite être spectateur, comme le dit Augusto Boal. Et je vais faire mon doctorat avec lui pendant 7 ans, et auprès de lui, j'apprends justement l'importance de la valeur de la parole, la valeur du mot, l'importance aussi de pouvoir avoir son mot à dire dans un cadre diplomatique, puisqu'Elie Wiesel, comme prix Nobel de la paix, était entendu par les grands de ce monde, rappelez-vous. Il était non seulement aux côtés de Mitterrand, mais aux côtés de Obama, et non seulement pour parler de la Shoah, mais pour parler de toute la misère et de toute la question des survivants du monde, de génocide et de violence. J'ai parfait justement cette question d'art-thérapie avec ce diplôme universitaire de Sorbonne, Paris-Descartes à l'époque, l'école de médecine. Et Harvard Université me demande de venir enseigner un cours qui s'appelle le cours Théâtre et droits humains à la Kennedy School. À Harvard, je m'effondre, je suis épuisée. J'ai ce syndrome de bon élève où je veux donner tout, un peu pour essayer de materner l'humanité. Quand je suis sur le terrain, eh bien, je donne absolument toute l'énergie que je peux avoir. Et puis quand je referme la porte sur moi, je suis épuisée. Et cette question de femme et paix intérieure, elle va me toucher au cœur. Quand on est prof à Harvard, on peut prendre n'importe quel cours gratuit. Je prends le cours de bonheur de Tal Ben-Shahar qui va me sauver la vie, qui va me sauver du burn-out. C'est lui qui va me dire, mademoiselle, donnez la parole au grand brûlé, c'est bien avec votre théâtre, mais si vous voulez être entendu, osez aller voir des décideurs, osez pouvoir aller voir des gouvernements, osez utiliser vos exercices de théâtre dans les institutions. Il faut que vous deveniez coach. Coach pour pouvoir coacher les personnes dans les gouvernements, les personnes dans les institutions, dans le secteur privé, dans les entreprises, pour les faire travailler ce dialogue et la non-violence. Et c'est aujourd'hui ce que je fais. Je partage mon temps entre la rémunération de coach exécutive, secteur privé, secteur public, et l'UNESCO, puisque j'ai été nommée grâce à Elie Wiesel, qui m'a cooptée auprès de la directrice Irina Bokova en 2012 pour devenir ambassadrice de bonne volonté. Mon titre exact, c'est artiste de l'UNESCO pour la paix, où je m'occupe essentiellement de 2 choses, la journée internationale des droits des femmes et la journée mondiale de la paix. Cette question de négociation, pour moi, elle est importante et voici mes références. Tal Ben-Shahar, psychologie positive, William Ury, négociation gagnant-gagnant, Paul Ekman, intelligence émotionnelle et détection du mensonge. Les 2, William Ury et Paul Ekman, j'ai eu la chance de travailler avec eux pendant plus de 5 ans. Et puis la docteure Edith Perrault-Pierre, une femme exceptionnelle qui, elle, a travaillé sur les techniques d'optimisation du potentiel. Bien sûr, l'art du dire m'a été également inspiré par Elie Wiesel, qui m'a demandé d'enregistrer son livre La Nuit, entre autres, le docteur Mukwege, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a également sollicité pour enregistrer son livre La force des femmes, et puis Malala Yousafzai, qui également m'a proposé de pouvoir enregistrer cet important livre, Moi Malala. Ce qui fait que j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer en tant que voix des livres qui, moi, m'ont bouleversée. D'ailleurs, le livre de Bertha von Suttner en fait partie. Vous pourrez entendre l'interprétation audio que j'en ai fait dans Bas les armes, que vous trouverez sur la table de présentation. Et j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer des ouvrages de Simone Weil, que j'ai rencontré, ou encore, bien sûr, de différentes personnalités comme Eve Ensler. Si j'ai voulu me présenter devant vous aujourd'hui, c'est en tant que directrice de ce forum international Feminavox, faire entendre la voix des femmes, qui est un forum que je présente chaque année, où beaucoup de femmes parlent et dans lequel j'ai droit aussi à quelques petites remontrances de différentes délégations qui ne sont pas contentes d'entendre certaines choses de certaines femmes, et puis bien sûr essayer de parler de tout ce qui va toucher la question de l'art. Pour moi, l'entrepreneuriat diplomatique doit se faire par toutes les formes de la couche de société, comme l'art, comme le féminisme, comme le sport, comme la diplomatie business aussi, tout ce qui va être en entreprise. Aujourd'hui, en tant que coach exécutif, c'est ce que je fais. J'essaye de pouvoir intervenir auprès de grands patrons, auprès de middle managers, sur des questions de comportement, des KPIs, comme on les appelle, aux côtés des KPIs, c'est le clé d'indicateurs de profit, aujourd'hui doivent être en lien direct avec une négociation propre, une négociation qui touche à la non-violence, tout un travail de gestion de l'obstruction, passivité, agressivité, manipulation. Aujourd'hui, les personnes qui sont en
entreprise en meurent. Donc ça, c'est quelque chose qui a à voir avec ce qu'on appelle the artificial intelligence, l'intelligence du cœur. Et puis aussi cette initiative au travers du sport que j'ai voulu faire, puisque mon but pour défendre les droits des femmes, ça doit passer aussi par la question du corps des femmes. Et pour ce faire, voilà 2 ans que je m'entraîne au travers de ce court-métrage que je vais présenter aux Nations Unies en 8 mars prochain. Une métaphore entre la femme et la corde, où chaque prise dans la corde permettra de voir une date et un pays, des avancées et beaucoup de recul également. Et ça, c'est un travail qui demande une soumission justement corporelle, et à chaque douleur, on parle bien sûr de chutes comme celle que l'on peut voir avec ce qui se passe en Iran, avec ce qui se passe en Afghanistan. Et donc voilà, ces questions-là pour moi, elles sont absolument nécessaires en tant qu'artiste, de montrer que je ne suis pas seulement intellectuellement impliquée, mais également physiquement. Je suis également à l'initiative des accords de diplomatie féministe dans de nombreux pays, avec ces différents traités que j'ai voulu faire signer avec différentes femmes de différents pays. Et puis, cette initiative que j'ai faite en me disant, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il n'existe que des accords d'Abraham? C'est pas Abraham qui a accouché. Alors on va créer des accords de Sarah et Agar, qui sont les 2 femmes d'Abraham. Et ces accords de Sarah et Agar ont été signés par les pays qui ont signé les accords d'Abraham. Donc ces femmes que vous voyez, nous sommes en avril 2023, ont signé pour travailler justement à ces questions, non seulement des droits des femmes, mais aussi de femmes dans la négociation autour du Moyen-Orient. On a eu la chance de pouvoir faire la une de Khaleej Time ou encore de India Narrative. Je terminerai par cette résolution que j'essaye de mener. On m'a demandé à Peace Talks, qui est une très belle rencontre que je dois à Sarah Noblet et que je dois également à Sophia Steele-River, qui m'a présenté Sarah Noblet, que je remercie ici. On m'a demandé à Peace Talks, qui est une rencontre aux Nations Unies de Genève, qui existe depuis plus de 20 ans, de présenter mon travail en tant qu'artiste. Et c'était aux Nations Unies de Genève, et c'était devant des représentants de gouvernement, et je me suis dit, en tant qu'artiste, c'est bien gentil de dire ce que je fais en art-thérapie, mais si je veux vraiment aller plus loin, il faut que je puisse aller plus loin en proposant quelque chose qui touche à une résolution. Et c'est là où j'ai proposé cette résolution qu'aujourd'hui j'appelle Femina Pax, c'est-à-dire comment faire pour faire en sorte que cela change. Et pour moi, la réponse, c'est un quota obligatoire de 30% aux tables de négociation. Ce sera présenté officiellement lundi. Vous pourrez vous connecter si vous allez sur le site de feminapax.com à Genève, avec le soutien de nombreux ambassadeurs. Et j'espère de tout cœur que je pourrai compter sur votre soutien. Je terminerai avec la diplomatie artistique. La diplomatie artistique, c'est comment par l'art on peut aussi proposer que les femmes soient plus visibles. Et là, je parle bien sûr de différentes tendances en termes de mode, en termes d'art général. Je pense à cette robe justement qui a été celle créée par Valentino, que j'ai eu la chance de pouvoir porter, ou alors différentes couvertures de magazines que j'ai pu avoir la chance de faire, ou encore des lancers de colombes que j'ai pu faire au Festival de Cannes, ou alors dans la ville originaire du comité olympique. Tout ça pour vous dire que je pense qu'il est de notre devoir à toutes femmes, peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, de pouvoir penser que la diplomatie aujourd'hui n'est plus réservée à une élite politique, que c'est absolument à nous de prendre notre place, qu'il faut qu'on puisse par tout ce que l'on aime. Et je crois que toutes les femmes ici aiment aussi la beauté et d'une certaine manière sont aussi artistes de la paix. C'est important pour nous de comprendre que oui, on doit demander aux hommes de nous faire de la place, mais il faut qu'on la prenne. Et mesdames, moi je compte sur vous pour faire en sorte, avec ce que vous êtes et avec ce que vous faites, de pouvoir prendre votre place à la table de négociation. Merci. Merci. Un grand merci pour tous ces exemples aussi très concrets. Vraiment super, merci. Alors, on continue avec Sophia Steele-River. Très bienvenue. J'aime bien vous donner la parole. Merci. Merci à vous et merci à notre amie Hélène Pichon de nous avoir invités à mettre nos pas à sa suite dans ceux de Bertha von Suttner et à toutes ces femmes remarquables réunies ici. Je voudrais ajouter une contemporaine qui est une sublime actrice de la paix,
et qui nous appelle en fait à réinventer la paix. Je veux parler de Huda Nonou, initiatrice de la Journée internationale de la conscience, adoptée à l'unanimité par les Nations Unies en 2019. Diplomate émérite du Royaume de Bahreïn, Huda Nonou a été la première femme d'origine juive irakienne à être nommée ambassadrice de Bahreïn à Washington. Elle a été la première aussi à créer le Bahrain's Human Rights Watch, et notamment en défense des travailleurs immigrés. Et grâce à Huda Nonou, la Journée internationale de la conscience nous invite à passer de la géopolitique actuelle d'une paix armée fondée sur la terreur et la dissuasion à une culture de la paix en conscience et avec amour, selon les termes mêmes de la résolution. Enraciner la paix dans les cœurs et les consciences s'inscrit dans l'héritage direct du Mahatma Gandhi, qui a changé le cours de l'histoire en libérant l'Inde par la force de la non-violence. Cette force, Gandhi l'appelait Satyagraha, littéralement la force de la vérité. Et dans ce contexte, la vérité ne s'oppose pas à l'erreur. La vérité, c'est l'essence même, le cœur de notre humanité partagée. De sorte que lorsque Martin Luther King a voulu introduire la non-violence dans le mouvement des droits civiques, il s'est rendu en Inde, il a visité l'ashram de Gandhi et quand il est rentré, il a rendu Satyagraha, donc la force de la vérité, par strength to love, la force de l'amour. Et lorsque moi-même, j'ai organisé en 2025 une rencontre avec des jeunes leaders pour la paix issus des 5 continents, j'ai rendu donc Satyagraha Strength to Love par Love Force. Et j'ai lancé, il y a des slides, je veux bien les slides, si vous pouvez passer les slides pour mon talk. Donc ce mouvement Love Force, en fait, il est donc ancré dans l'histoire, il est ancré aussi dans l'anthropologie évolutive et les neurosciences affectives et sociales qui nous disent qu'en tant qu'être humain, nous sommes câblés pour la solidarité, l'altruisme et l'amour en général. C'est pourquoi Love Force est en fait une force d'évolution humaine pour la paix. Car la paix n'est pas une idéologie. Et ça, on l'a compris avec tous les témoignages magnifiques dont on a eu aujourd'hui. Il s'agit d'une énergie collective capable de nous unir pour le bien commun. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas trop me pencher sur le passé, mais plutôt regarder vers l'avenir, et d'ailleurs notre panel nous y invite, et mettre en lumière un mouvement qui se dessine, c'est celui de jeunes femmes sur les 5 continents qui sont à l'avant-garde de cette nouvelle culture de paix, avec conscience et amour. Partout dans le monde, des adolescentes, des étudiantes, de jeunes mères refusent la fatalité de la violence et de la guerre. Elles créent des réseaux pour la médiation, l'éducation, la justice climatique, l'accueil des réfugiés, la protection du vivant. Elles inventent de nouvelles formes d'action collaborative et inclusive fondées sur l'écoute et l'empathie. Et ces jeunes femmes, je suis allée à leur rencontre pour le livre « Faites la révolution », révolution de l'amour et de la compassion, que j'ai donc coécrit avec le Dalai Lama. Et j'ai rencontré ces jeunes femmes qui sont des véritables pionnières, des actrices de la paix positive. Elles nous rappellent que la paix n'est pas l'apanage des diplomates et des politiciens. C'est une pratique de conscience quotidienne. C'est un leadership du care, un processus vivant ancré dans le principe « Leave no one behind » de l'agenda 2030 qui a été réaffirmé dans le pacte du futur.
Donc la célébration de la Journée internationale de la conscience, la nomination des ambassadeurs Love Force et le parcours éducatif que nous avons créé et le prix aussi Love Force pour la paix sont des initiatives pour bâtir des sociétés de paix et de justice. Car paix et justice sont liées, c'est ce que nous rappelle le Palais de la Paix qui abrite aussi la Cour internationale de justice. Mais le mandat de la CIG ne lui permet pas de faire respecter le droit. C'est la responsabilité des États signataires de conventions internationales. Alors, lorsque ces États sont défaillants, c'est à nous, société civile, de prendre le cap pour que le droit l'emporte sur la force. Et j'ai été particulièrement touchée lorsque, au moment d'embarquer sur la flottille de la liberté pour Gaza, j'ai entendu Greta Thunberg, qui est d'ailleurs sur la couverture de mon livre « Faites la révolution ». Et elle a dit avec son sens unique de la formule « When governments fail, we sail ». Alors, avec la jeunesse du monde, hissons les voiles sur ce vaisseau de la justice du monde qu'est le Palais de la Paix, construit comme un acte de foi en la conscience humaine. Hissons les voiles ce 10 décembre, journée des droits humains, dans le sillage de Gandhi, Martin Luther King, Bertha von Suttner, Hélène Pichon. Et aussi, donc, je les appelle mes petites sœurs du millénaire, donc Malala, Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Elisabeth Wathuti, Yolanda King, Cypriya Kangunjam, et je n'en cite que quelques-unes parce qu'elles sont nombreuses à m'inspirer. Et je voudrais donc vous inviter aussi à les suivre et avec elles à devenir la paix que nous voulons voir dans le monde, à devenir l'amour que nous voulons voir dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, très très fort. Et alors, je voudrais, pour conclure, donner la parole à Maëlle Nativel maintenant, comme ambassadeur jeunesse pour une réaction. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suppose. Super. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir toute l'expertise et le parcours de vie de chacun d'entre vous. Mais je remercie chacune de vos interventions qui, j'en suis sûre, seront écoutées par chacun des membres de cette jeune génération qui peut-être n'a pas l'éloquence ou peut-être pas le courage de venir sur cette scène, pas pour tous en tout cas, et qui peut-être n'en pensent pas moins. Je sais que beaucoup, parmi aujourd'hui, tous mes collègues qui ont travaillé avec moi sur cette conférence, ont eu ce souci de légitimité. Et je trouve que c'est pas... On ne devrait pas avoir ce souci de légitimité en tant que jeune pour pouvoir s'exprimer sur ces tables rondes, sur tous ces sujets qui sont si importants, tant pour les femmes, donc je parle en tant que jeune femme, mais également pour tout autre ambassadeur de la jeunesse. Car qui de plus compétent que la jeunesse pour façonner le monde de demain? C'est important d'avoir cette voix et de pouvoir la donner, même si on est plus jeune, de savoir passer le bâton et peut-être donner des conseils parce que, voilà, il est aussi important de savoir écouter de ceux qui ont su apprendre, mais ceux qui ont déjà appris, peut-être écouter de ceux qui ont une nouvelle voix, une nouvelle vision. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Non, la paix, et je trouve vraiment que ce terme de construction collective va très bien avec la paix, et j'espère que vous la construirez tous ensemble, et avec les jeunes et les moins jeunes. Merci. Merci beaucoup Maëlle, et je suis tout à fait d'accord avec
cette idée. Et je voudrais remercier vraiment notre panel qui nous avons montré que oui, il y a encore beaucoup à faire, mais il y a déjà aussi beaucoup de femmes très puissantes, très fortes, qui sont en train de changer le monde et de se lutter pour la paix. Et je voudrais juste demander, pour conclure, on avait pensé à faire quelque chose avec vous tous. Et alors, Sophia, c'est à toi qui avais pensé de nous le montrer. Merci. Alors, avec plaisir, oui, je propose qu'on se lève. Et donc, je vous ai parlé de cette journée internationale de la conscience, avec amour pour la paix. Et elle est représentée, je ne sais pas si on peut repasser la slide, mais enfin, c'est un jeune artiste qui nous a fait cadeau de cette image, où on voit donc la colombe de la paix, avec ses deux ailes, et ces deux ailes sont les ailes de l'amour et de la paix. Et je voudrais, pour qu'on reparte avec l'idée que la paix est entre nos mains, vous proposer que, comme la colombe a deux ailes, nous avons aussi deux mains, et que nous nous rapprochions donc de notre voisin-voisine, et que nous allons faire ensemble ce geste de la paix, donc avec les deux mains. Non, ça sera l'autre main. Voilà. Et donc c'est le cœur, avec la main de la conscience et la main de la paix, que l'on construit avec amour. Voilà, et vous pouvez le faire aussi, avec, voilà, on peut le faire aussi comme ça, je ne sais pas trop comment, mais voilà. Si vous avez cœur, Voilà, merci. Oh, merci. Bravo tout le monde et un grand merci pour l'organisation de cette magnifique conférence à Hélène et à toute l'équipe de l'Alliance française et l'ambassade. Merci. On va vous offrir encore des tubes. Chers amis, mesdames et messieurs, nous avons une toute petite transition, peut-être une petite transition musicale. Oui. Voilà, je vais convier. Oui, merci pour la musique, c'est très gentil. C'est très joli. Notre journée a été rythmée par cette musique que vous entendez, qui a été composée par Christian Saint-Preux pour notre conférence.
chers amis, mesdames, messieurs, chers amis, nous allons de nouveau j'attends. Chers amis, mesdames, messieurs, la journée n'est pas tout à fait terminée. Voilà. Mesdames, messieurs, chers amis, dear friends, our day is still not over. You know, women's rights, we haven't still yet completed all we wanted to say. Donc je vous invite à regagner vos fauteuils pour terminer. Alors on va terminer en beauté. C'est un point d'orgue qui s'invite à notre symphonie. Je saisis cette occasion pendant que vous reprenez vos places pour vous dire que vous avez plusieurs artistes qui ont continué à encadrer ce magnifique événement. D'abord, vous avez vu que vous avez des artistes qui sont des dessinateurs pour la paix, cartoonists for peace, qui ont réalisé des œuvres cependant que les panels se sont tenus. Vous voyez les œuvres de deux artistes néerlandais, un homme et une femme, Martia, voilà, et Martine aussi, voilà. Vous pourrez retrouver leurs œuvres dans un ouvrage qui sera publié à l'issue de cette conférence. Également, vous avez entendu régulièrement un hymne, une sorte de piste musicale. C'était également un cadeau d'un artiste qui est un grand ami, qui s'appelle Christian Saint-Preux et qui a composé ce concerto pour une voix recomposé pour nous, pour cette circonstance. Alors, une autre artiste était évidemment un peu la vedette de la journée. Il s'agissait d'Ingrid Rolema, qui est une magnifique artiste, sculptrice néerlandaise, qui a réalisé ce buste de Bertha von Suttner que vous voyez ici en bronze. Et vous avez le modèle, j'allais dire, à taille humaine, qui a été dévoilé aujourd'hui devant le Palais de la Paix pour le public, le grand public. Donc c'est une journée où on célèbre aussi Madame Ingrid Rolema. Je ne crois pas qu'elle soit là tout de suite, mais on peut l'applaudir. Elle est ici. Ingrid, si vous voulez bien vous lever. Voilà, Ingrid est ici. Voilà. Alors Ingrid, tout à l'heure, cette œuvre va être remise dans le cadre du prix Bertha von Suttner, un prix qui a été créé il y a déjà plusieurs années par une femme extraordinaire qui va conduire la session qui s'ouvre pour 1 heure devant vous, Madame Salomé Adamia, qui a créé ce prix en Géorgie, là où Bertha von Suttner a également vécu. Vous voyez, il n'est pas de lieu où elle est vécue qui n'ait laissé de traces pour la paix et de dividendes pour la paix. J'espère qu'il en sera de même pour chacune et chacun d'entre vous, que où que vous ayez vécu, la paix jaillisse comme une plante extraordinaire. Je vais donc lui laisser la parole. Je vais juste vous dire qu'après la séquence de remise des prix et de présentation du prix Bertha von Suttner, nous aurons la chance et le grand privilège d'entendre Madame Pinar Selek pour une grande présentation. Et c'est vraiment une immense chance parce que Madame Pinar Selek, c'est un peu une grande Bertha von Suttner du temps présent. Donc surtout, après la cérémonie du prix, ne partez pas, nous allons terminer en beauté avec Pinar Selek. Voilà, sur ces paroles, je donne volontiers le micro à Salomé Adamia. Good evening.
I know it's the end of the day, very intense day. You must be a little bit tired, but I want to ask you last session of attention. But before we start the actual part of the award ceremony, I want to ask our colleagues from this technical room to start screening the video which we organized to screen today for you, which is showing the history of the Bertha von Suttner Peace Prize, which was established, and we will tell you more a little bit later. So please, thank you. ძალიან მნიშვნელოვანი რა მოხდა დაარსდა ბერტა ფონ ზუტნერის სახელობის მშვიდობის პრიზი. მიხარია რომ ზუგდიდელი ახალგაზრდა და ახალგაზრდების ჯგუფი უდგას ამ ყველაფერს სათავეში და მინდა რომ კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა გაერთიანდეს ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი გაერთიანების ამოცანის ირგვლივ. სავსევა ემოციით და დამებრუნდა ძალა, გამიათმაგდა რომ გავაგრძელო მუშაობა ისეთ სფეროში, როგორც არის მშვიდობის მშენებლობა. ბერტა ფონ ზუტნერის სახელობის მშვიდობის პრიზის პირველი გამარჯვებული ჩვენ უკვე ყავს, ეს ქალბატონი ნინო კალანდარიშვილია. მშვიდობის პრიზი საქართველოში პირველად დაწესდა და ცერემონიალს სიმბოლურად ქალაქ ზუგდიდმა უმასპინძლა. დღეს, როცა საუბრობთ ზუსტად ზუგდიდის ფუნქციაზე და როლზე, გვინდა რომ ხაზი იმასაც გაუსვათ, რომ სწორედ ამ ტრადიციებით მოდის ის აქამდე და ნამდვილად გვინდოდა რომ სოფლის მშვიდობა რუკაზე ზუგდიდი უფრო მკაფიოდ ყოფილიყო მონიშნული და დღეს უკვე ვამბობთ, რომ ზუგდიდი არის მშვიდობის ქალაქი, ცოტა უფრო ხმამაღლა. ემოცია პირველი იყო გაოგნება და სიხარული. ისეთი სიხარული ვიგრძენი მაშინ, რომ მე ვამბობდი, რომ თავარი, რასაც ვფიქრობდი სანამ ავედი პრიზის მისაღებად, არ დამეწყო სიცილი, ტაშის დაკვრა და ხტუნა. ყველა ნომინანტი, რომელიც საოცარი ადამიანია, არანორმალური სიძნელეების გადატანა უხდება, აკეთებს საქმეს, რომელიც მრავალჯერ ითქვა აქ, რომ დაფარულია, მაგრამ ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, რომ ეს ადამიანები ამ საქმეს არ აკეთებდნენ. მაშინ სად ვიქნებოდით ჩვენ და სწორედ მაშინ ვიგრძნობდით იმას, რასაც ეს ქალები და ეს კაცები აკეთებენ. ძალიან დიდი მადლობა მშვიდობის ინსტიტუტს, ქალთა დასს. ძალიან დიდი მადლობა ჟიურის, რომელიც დააფასა ჩვენი ორგანიზაციის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არანაირად ჩემი პრემია არ არის, ეს არის ასოციაცია თანხმობის პრემია. თურმე ეს ადამიანზე ეძლევა, მე ბედნიერი ვარ, რომ ვარ თავმჯდომარე ამ ორგანიზაციის, მაგრამ ამ დარბაზშიც არიან ჩემი კოლეგები და ამიტომ ეს ჩემი პრემია არ არის, არის ასოციაცია თანხმობის პრემია. ჩვენი მხარდამჭერი, იდეის მხარდამჭერი და ჩვენ შეგვიძლია რომ პირი ჩავთოთ და მოვუსმინოთ მას ძმასთან ერთად, ზურა და ქეთი მელუები. Hello, it's a real honor to be joining you at the Bertha von Suttner Peace Prize, and I'd like to thank the Shanghai twins for inviting us, and we'd like to give a message with a song. You should have a perfect world. You should have a perfect აი დადგა ის ნანატრი წუთი, როცა მე შემიძლია კიდევ ერთხელ სიამაყით ვთქვა, რომ ბერტა ფონ ზუტნერის მშვიდობის პრემია მესამედ გახსნილად გამომიცხადებია. დიდი მადლობა სალომე, მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები
დღევანდელი პრემიის ლაურეატებს უდიდესი პატივით მივეცალმები ავსტრიის ელჩს საქართველოში ბატონ თომას მეულმანს და გილოცავთ დღევანდელ დღეს. For all those who do not win the prize today, please do not lose your energy, do not lose your dedication. Bertha von Suttner was one of the most shining examples of such human bonds between our countries. კიდევ ერთხელ სანამ წავიკითხავ, მინდა გითხრა, რომ 10-ვე კანდიდატი ძალიან ხირსეულია და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ რუსუდან ხალი ჩამოსები მიერ გავაგრძელო. მას შემდეგ, რაც ეს 9 ქალბატონი ვნახე ნომინანტების სიაში, მაშინ გადავწყვეტე, რომ ნამდვილად არაფერი არ მაქვს სათქმელი და ნამდვილად აქ მე დღეს არ ვიდგებოდი. მაგრამ ეს არის სასწაული მომენტი და ალბათ ერთ-ერთი სულ თითებზე ჩამოსათვლელი უბედნიერესი დღეებს შორის ჩემთვის ნამდვილად ბედნიერი დღე. მოგესალმებით, ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მე ვარ ძალიან ბედნიერი და ძალიან მიხარია, რომ ვარ თქვენთან ერთად. მიყვარს ეს ქალაქი, ეს მხარე და ნამდვილად სიმბოლურია, რომ მშვიდობის საერთაშორისო დღეს ჩვენ ვიკრიბებით ისევ ერთად. 2020 წლის Bertha von Suttneris მშვიდობის პრემიის გამარჯვებულად, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ აქ არ არის ერთი ადამიანი, აქ არის 2 ადამიანი და მე მინდა წინასწარ მივესალმოთ ამ 2 ადამიანს და თქვენი აპლოდისმენტები მინდა მიუძღვნა ელიკო ბენდელიანს და ნათია ჭანკვეტაძეს. მოგესალმებით და ყველა ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის მართლა ძალიან დიდი პატივია ვიყო ამ პრემიის ლაურეატი. გუწფელად გეტყვით და ძალიან ვეწინააღმდეგებოდი ჩემს კოლეგებს, როცა წარმატგენდნენ, რადგან მე თვითონ ხელმძღვანელობ არაერთ ახალგაზრდულ პროექტს და მიმაჩნია, რომ ისდენი ახალი ენერგიით ახალგაზრდა მოდის, რომ ისინი უფრო იმსახურებდნენ, თუმცა დღეს მინდა მათაც მადლობა ვუთხრა. Bertha von Suttneris მშვიდობის საერთაშორისო პრემია 2023 ჟურნალისტებისთვის გამარჯვებული მამუკა ყუფარაძე გახდა. რიგით მეხუთე დაჯილდოების ცერემონია ტრადიციულად ზუგდიდში დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტორული ნიკოსეულის სასახლის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა. Bertha von Suttneris მშვიდობის საერთაშორისო პრემიის ფოკუსში სამშვიდობო ჟურნალისტიკა წელს პირველად მოექცა. გამარჯვებული კი სპეციალურმა ჟიურიმ გამოავლინა. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო პრემია. ეს არის დაფასება ჩემი საქმიანობის, ჩემი კოლექტივის საქმიანობის, სტუდიარეს, ასევე აფხაზი და ოსი პარტნიორების, იმიტომ რომ მათთან კოორდინაციის თანამშრომლობის გარეშე მე ვერ შევქმნიდი ამ ფილმებს, მე ვერ მოვაწყობდი ტელეხიდებს. დაჯილდოების ცერემონიას ავსტრიის საპარლამენტო დელეგაცია, პარლამენტის ფედერალური საბჭოს პრეზიდენტ კლაუდია არპას ხელმძღვანელობით სტუმრობდა. პროექტს მეხუთე წელია მშვიდობის ინსტიტუტი პროგრესისთვის ავსტრიის საელჩოსთან თანამშრომლობით ფრიდრიხ ებერტის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ოფისის მხარდაჭერითა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის პატრონაჟით ახორციელებს. Bertha von Suttneri პირველი ქალია, რომელიც ალფრედ ნობელის პრემიის ლაურეატი 1905 წელს გახდა. ავსტრიელი მწერალი სამეგრელოს სამთავროს უკანასკნელ დედოფალთან ეკატერინე ჭავჭავაძესთან მეგობრობდა და 5 წლის მანძილზე ზუგდიდში ცხოვრობდა. Bertha von Suttneri ყველა დროის ერთ-ერთი პირველი ქალი პოლიტიკური ჟურნალისტი გახლდათ, რომელიც იყო თავისი იდეებისა და მშვიდობისთვის გამორჩეული მებრძოლი, ასევე სამშვიდობო მოძრაობის დამფუძნებელი.
დადიანების სასახლეში გამართული სასიამოვნო საღამო კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახადა მომღერლის თამთა ცხვიტავას მუსიკალურმა კომპოზიციებმა. Thank you very much. I want to ask panelists of this session just to come up to the stage. We can start slowly. Is it enough? So it was not easiest to put everything in 9 minutes, the 6 years history of the prize, but we did our best. So, dear guests, organizers, dear Helen and amazing team behind you, nominees of the Bertha von Suttner Peace Prize 2025, and winners from the previous years. Dear jury, it is great honor for me to be here in the Peace Palace, which is the symbol of the peace and justice, and where I presented the idea of the Bertha von Suttner Peace Prize in 2018. And now we are back, thanks to you. I'm Salome Adamia from Georgia, a country which has 20% of its territories occupied by Russia, with 300,000 IDPs from the city which is bordering the conflict region. I'm the founder of the Bertha von Suttner Peace Prize, which started, as we mentioned already, 6 years ago. In a small town, but beautiful town in western Georgia, and which is annually awards peace activists. In the city which gave shelter the forbidden love of Bertha von Suttner and Arthur Suttner. Therefore, the visit of the Suttner couple to Georgia, to Zugdidi especially, in 1876 is not a coincidence, but an example of courage, and the very fact that couple turned their 9 years of life in Georgia into opportunities for self-discovery and another provement that they were very talented. And also provement that Georgia always was Europe, in the past and in the present. And I hope that in the future, Georgia finally will become the member of the European Union, the big peace project ever. Why did we choose to launch the prize? The first and foremost, the prize, Peace Prize especially, should truly be named after a woman. And Bertha von Suttner deserves it the most. And also because peace building is very difficult and often behind-the-scene work, invisible, unseen. But we wish people working in this field to be recognized. And we need inspiration and support. And this we need to continue our path of struggle. And also because I discovered Bertha von Suttner in my school age, and since then I have made it my mission to highlight her life and connection to Georgia. Yes, and today her spirit lives on in this prize, a symbol of hope and the unbreakable belief that peace is possible. But let us be honest, peace never
being more needed than it is now. We see wars, we see genocide, we see hatred dividing nations, we see people, real people, with names, dreams, beating hearts, experiencing violence, death, and wondering if tomorrow will ever be safe for them. In moments like this, peace can feel far away, almost impossible. But this is exactly the moment when we must hold on it in this moment. Once Bertha von Suttner said that every next war will be more terrible than any previous war, and we see that. But Bertha von Suttner Peace Prize reminds us that the people who change the world are not always those with power, but those who keep believing, who keep fighting for peace, even when the world is telling them it can't be done. And so I ask you from the deepest place of hope, let us be those people. Let us be ones who speak when others stay silent. As one of my favorite feminist author, Audre Lorde, once said, your silence will never protect you. As we honor this prize today, let us honor Bertha von Suttner's message, not with applause, but with action. With the belief that peace is not only necessary, but it is achievable. And let us remember, every step toward peace, no matter how small, changes the world. Thank you very much. And I have honor to invite to the stage, to the microphone, the representative of UN Women to Georgia, country representative Kaori Ishikawa. Thank you, dear Salome. So, Your Excellencies, distinguished guests, friends, thank you very much for coming today to the ceremony. And on the outset, allow me to express my deepest appreciation to the organizer for bringing all of us together, the peace activists, peace advocates to every corner of the world, sit together for joint reflection and exchange, inspired by the legacy of Bertha von Suttner. The conference has been truly inspiring for me as a person and has generated new ideas to advance, defend, and promote women, peace, and security agenda. So thank you very much. And thank you for Salome also inviting UN Women to be your partner. And we are really, really honored to be here today. So today is a significant day, International Human Rights Day. And it's really a pleasure that we can be here together with you in The Hague, in a city of justice and peace. The venue is a long-standing legacy of dialogue, justice, international cooperations, offer a meaningful setting for our gathering. Tonight, we come together to reflect on the legacy of the Bertha von Suttner, the first woman to receive the Nobel Prize, and trailblazer who visionary advocacy for disarmament and diplomacy, country to guide the global peace efforts. Her work and laid foundation for principle we uphold today, believe that the peace must be rooted in human rights, equality, and inclusion. As many speakers mentioned in the past 2 days, this year marks 25th anniversary since adoption of the United Nations Security Council Resolution 1325, Women, Peace and Security. This agenda has reshaped international norms in peacekeeping mission and also conflict prevention, humanitarian response and recovery. This affirms what evidence consistently shows, that women lead participate meaningfully, peace agreement lasts longer, community recover faster,
security institutions become more responsive and effective and stronger. Yet, much of the transformative work of the Women, Peace and Security agenda happen not only at the global headquarter level, but within own community, in the regions, and through the leadership of women who build peace every day, like yourself, and often quietly, persistently, with extraordinary courage. This is why this award is so important today, established in Zugdidi, the City of Peace, as Salome mentioned, in Georgia in 2019. The prize honors women who have advanced reconciliation, dialogue, confidence building in the South Caucasus, which is one of the most complex environment for peace work at the moment. By bringing the prize to The Hague for the first time, we highlight their achievement are not only local success, but valuable contribution to regional, global peacekeeping. Tonight, we are honored to welcome the past laureates of the Bertha VON SUTTNER Peace Prize, whose continued work demonstrates this award is not just recognition and enduring commitment to dialogue, reconciliation. We are equally proud to highlight this year's nominees, whose women-led organization build trust across conflict lines and dividing lines, support communities affected conflict and displacement. Their leadership embodies Women, Peace and Security agenda, remind us why sustained support for women peace builders remains essential. I'd like to extend warm welcome to the young women and the men who joined the conference from Georgian University. Your engagement shows that the next generation is ready to carry forward this principle of human rights, equality, and peaceful dialogue. As we mark 25th anniversary of Women, Peace and Security agenda, and 10th anniversary of Youth, Peace and Security, and also the 30th anniversary of Beijing Declaration and Platform Action, we must also acknowledge the significant change remains. Conflict, displacement, conflict continue to affect South Caucasus, and the global peacekeeping environment are becoming increasingly complex. Civic space is shrinking in many parts of the world, and the Beijing 30 report also reported 1/4 of the countries, one out of 159 countries in the world, is also reporting democratic backsliding, which affects the implementation of Beijing Action Plan. We know that women peace builders often face heightened risk simply for doing their work. So let today's gathering serve not only as a commemoration, but also renewed commitment to uphold human rights at the foundation of the peace, to ensure women's leadership stay in every level, security and also decision-making, and finally to work together towards more inclusive, resilient, and sustainable peace in South Caucasus and beyond. Thank you for joining us tonight and staying until the evening. I look forward to the insightful discussion with our colleagues from Georgia and honoring remarkable women whose work we celebrate here at the Peace Palace. Thank you and welcome. Thank you very much for your support and for your words. It means a lot for the prize and for the women from Georgia, and not only. Now I want to give the floor to the big supporter of the prize from the beginning, the Friedrich Ebert Foundation representative, Irina Seperteladze. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Irina Seperteladze. I represent here
German political foundation in Georgia, called Friedrich Ebert Stiftung. By the way, we also celebrate 100 years of existence, and it's a really great feeling that today also we are together celebrating so many best occasions. And I would like to thank you, all the organizers, first of all, of course, Alliance Française, and all the institutions, all the diplomatic missions, all incredible and amazing speakers and contributors to this wonderful event, and of course our host, this wonderful Peace Palace. We have heard amazing stories today. I'm very much been emotional, but at the same time very inspired by the stories we heard today here. And since I am also representative of the global initiative called Gender Justice and Innovation Network, I would like also to stress some very crucial points when it comes to women issues, women rights, women participation in conflict resolution and peace-building processes. The foundation has I represent has the three main values and working pillars like freedom, justice, and democracy, and the solidarity, sorry. And this means that for us that we support a lot and translate these values into the practice, that by supporting women representatives, women activists in Georgia who are for now in the avant-garde of the political processes, struggling for European future of Georgia. The time is very challenging in Georgia as well, politically, as we have heard in the other countries. Similar situation, but what unites us, this is our strong will to include these women representatives in all processes, to work with the grassroots organizations at every level, local level, national level, in our communities, in our small societies, in villages, in small initiative groups or neighborhoods. And this prize, which was the main reason to gather today from our side, from the Georgian delegation, is a very good example of this kind of initiative. When Salome, and as the main organizer and initiator of this prize, managed to gather very active young women around her to start this prize and to become this prize so recognizable in Georgia, but now we are witnessing that it's very much recognized also internationally as well, because we have already, since a couple of years, we have also international nominees in our prize. The Ebert Foundation is from the beginning the great supporter of the prize, and beside the fact that we would like to stress the importance of the work of Bertha von Suttner when she spent her time in Georgia, having friends and colleagues, Georgian in noble families and into intellectual crisis, besides the fact that she has lived in Zugdidi, where originally this prize was established. We would like also with this prize to send the message over the dividing line in the conflict region to our people behind the line. This peace message
that we should stay together and not only see the women in the peace processes, but also, as it was mentioned today, peace is the everyday work of us, and as Bertha von Suttner once said, the most beautiful word in the world after love, this is to help, to support each other. So I would like then to wish of all of us that we stay active, we support each other, we try to be more creative, more innovative, share best practice to each other, benefit from each other's practices. And I very much at the end would like to thank to all the nominees, to all the winners, and to all the contributors of this prize for their amazing work they have done in the years, and I'm really wishing you good luck for the future as well. And at the end, I would like also say a word from former German Chancellor Willy Brandt, who once said that we should dare more democracy. And I translate it into the work as we should dare democracy. This means we should dare to support more women around the world with more initiatives and with great support, understanding of the context, and sharing and creating safe spaces. Thank you so much. Thank you. Thank you, Irina. Now we have a small panel organized for you, but I want to ask you to keep it short because we are a little bit behind of the program and time. Thank you very much. Yeah. Is it possible? It's on. Thank you so much. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen, and thanks a lot to the organizers to dedicate this panel to the context of Georgia. And most importantly, thanks to you, the audience. After a very long day, very interested but intense meetings, you're still here with us and you're listening to us. Thanks a lot for that. So today's discussion will evolve around the context of Georgia. Here in our panel, we have the representatives of the civil society organizations that are the women-led CSOs that have been working on peace building, conflict resolution for more than 3 decades. As you know, the conflicts in Georgia broke up in the 90s, so there were 2 waves of conflicts, as Salome mentioned already, with the Russian Federation, and then 30 years have passed after the first waves of conflict. So 30 years have passed and gone, but not the results and impact of this conflict has gone anywhere. It still stays. And when we talk about the conflicts in Georgia, it's called the protracted conflict. And the nature of the protracted conflict is that if not addressed effectively, the traumas of the conflict become more aggravated. The results of it are irreversible, and it's very important to work with the conflict-affected people, women and youth, to start them to believe that they are to renew the hope for the reconciliation, for conflict resolution, and that's what the civil society organization has been doing, and we've been very lucky to have them on board in implementing the 1325 resolution on women, peace and security at the local level. And then with through the CSOs, the representatives of which we have in the panel, these women on the ground, conflict-affected women, IDPs, and those living alongside the occupation line, started to believe that they are the agents of change, and with even small victories that they have in their communities, in their personal life, or in addressing the needs of the conflict-affected people, shaping the policies,
they started to believe that they are the agents of change and they can change their lives for better, and they can change the lives of their communities for better. They can shape the policies, they can be effective in conflict resolutions. So without further ado, I would like to introduce our panel members. Yulia Kharashvili, which I'm sure many of you already know, and she was featuring in the small video. She has been working on conflict-affected communities for more than 3 decades, protecting their rights, addressing their needs, working on the conflict resolution, peace building. She is the laureate of Bertha VON SUTTNER Peace Prize, and then we are lucky to have her in our panel. Elena Rusecka, who is also the founder and the chairwoman of Women's Information Center, has many years working on developing the policies on the addressing the conflict-affected communities and their rights, state policies, national action plans, etc., engaged in peace building, confidence building, together with her brilliant team, and she's also our partner when it comes to localization of the Women, Peace and Security agenda. And Eka Gamakharia, who is also the head of the Cultural Humanitarian Fund, Sohumi, together with her brilliant team and other founders, she has been working for more than 30 years also on the conflict resolution, people-to-people contacts and diplomacy, and building resilience of grassroots women, conflict-affected women. And last but not least, we have Marian Ptoalvadze. She is the student of law from Caucasus University in Tbilisi, and she is the winner of the model UN Security Council open debates on women, peace and security that we recently organized. And in the audience, we have other winners. Elena is with us, Georgi and Tsotne, and thank you very much to you for getting interested in women, peace and security topics and bringing further this legacy of Bertha VON SUTTNER and engaging in these peace-building activities. With that, I would like to address with the first question to Ms. Yulia, and the question refers to the role of civil society organizations and networks. When the formal peace processes fails, what is the role of civil society in building peace? Question. Thank you very much, and thank you, Hague and Netherlands, and thank you to Salome, who tirelessly is working on this Peace Prize. It's one of bricks which we put in peace process. And I want to say that in 2005, I was able to be here in Petrakerk together with famous peace activist Mindyan Faber, and I wanted to say that today is very good learning for young people, and thank you for organizing some conference that there are so many students, and that it's really transfer of knowledge from people who sacrificed all their lives for peace, for young people who today express their commitment for peace. It's one of today's learnings for me. And I will try to talk by bullets because there are many messages and I need to squeeze in time. So, answering your question, and what does it mean protracted displacement? And what does it mean to be internally displaced? You all know Refugee Convention from 1951. IDPs have not conventions, and they are under the responsibility of their national governments, which means that practically it's not international mechanisms to support internally displaced women, especially in protracted displacement. And it means that women who continue to suffer, became somehow invisible, even they are huge resource. And this is my first message probably, is that women who pass through internal displacement from conflict, from suffering, from trauma, and learned how to work, they are huge resource also for international community. Long period we are advocating for having women peace corps from women peer-to-peer for solidarity actions from women who already learn, and many of them of members of our network with ambitious name Women and Youth
peace ambassadors, because women, even living in communities affected by war, continue to think and to war for peace and for reconciliation, as they want to share. They have knowledge, they have vision, which is the most important. And in situation when we have backlash on democracy, on human rights, on gender equality, where it's quite difficult for people to see and to have this vision, they continue to have this vision and continue to demand that obligation and the commitment made by governments will be implemented. Yesterday, Sanam was asking what to do with situation when international mechanisms are not working, when governments are not responding, and unity of women probably is one of answer. So we need to have and to support local women activists coming together in networks and working together to demand justice and to demand their rights and to working for these rights with small initiatives but also with peace initiatives. But the second level which we have, it's networks across the borders, across the boundaries and across the countries where women are with solidarity supporting each other. And just very quickly to name a few of examples. First, I wanted to tell you a story of one of our women members of network from a village which is divided by conflict. During 2008 war, she was delivering baby in maternity house, and at that moment she delivered baby, bombing started, and her 4 children were staying in village. She jumped from the 2nd floor with newly born child, putting her in jacket. It's Maguli, you know her, Kauri. And she saved her child, her older children, and for these 16 years she's working as peace activist in these divided villages. She has very difficult disease after this because she was severely traumatized physically and psychologically. But she works with young people to create youth centers in this completely forgotten village and completely forgotten communities, and she works in economic empowerment of women, and it's how our network was built for these women who put all the strengths and abilities to work. 1 more minute. Thank you. And I want to name three networks which I wanted really to mention. One is called Action Network, and it's Women in Forced Displacement. It was supported by BMZ and GIZ in Germany, and it includes 30 women from Globe who are working for refugee and IDP women to give their voice. What this network achieved is that they have voice in Global Refugee Forum, and that we all have voice in Humanitarian and Development Fund of UN Women, where this year exactly Sudanese women were financed, and it was achievement, it was common decision of women. Another platform which I wanted to mention is Setting Agenda. It's women who are talking regardless of their, and across the political divides. And we together prepared recommendations, amendments for GR 30, because it was a moment before yesterday. And there were very important recommendations which women submitted together. And thank you also to UN Women to collect from regions this recommendation and to pass it to UN. We hope that these recommendations, which are very distinct sometimes, we also all passed through conflict. We all have this conflict experience. But that time we were not thinking about things which now are bringing, that not only people are affected by bombing, by land affected. Because of these weapons, because of bombs, because of artillery, they are poisoned land, and our next generation will be eating already this poisoned product. So we need to think to save women, to save children, to save elderly, because elderly in protracted conflict are exactly direct victims of conflict. And last but not least, it's network of Women in Peace Dialogue. I see here in this hall our members. It's also women who tried by solidarity actions. It's network which was working for 10 years completely without money, and it's my second message. So the first message was just give chance to women from grassroots to be advocates also on international level. The second message is, and give to these women resources, constant resources, and these small conflicts which are not visible in mainstream media today, because it's a lot of disasters happening each day, but we should not be forgotten, and these women should not be forgotten. So gave them this opportunity. And the first to support what Kauri was saying, it's Women Peace Builders. Today we celebrate Human Rights Defenders Day.
And women peace builders sometimes are in much more difficult situation because when they talk about peace, their husbands are on the front line. Their communities very often are afraid, and these women need to be included in human rights protectors, and they need to have special protection, and it should be written in conventions and in resolution. Thank you, and we hope that 1325 gives a normative network and framework which will help us. Thank you very much. Thank you, dear Julia. The next question goes to Maya, and then would be interesting to hear from her in the context of the shrinking space for the civil society organizations and gender backlash, how important is to empower grassroots women, and what are the most important achievements of you and your organization in doing this work? Thank you, Medea. I try to answer your question very shortly. Salome already mentioned about the situation in Georgia, about our occupied territory, and because we, all of us work with IDP and conflict-affected population, and it's not easy, you know, to work with frontline women who have every day have problem, challenges, and their role invisible, their leadership invisible. They are first who have information about risk signals, and they are really mediator on spot between neighbors, between family, and they have information earlier than officials. Yes, and unfortunately, the role of women, we cannot read their role, invisible role in official documents. But I think our role, and together with my colleagues, partners, you and women, to empower women on spot, especially economical empowerment, because the women have many problems, not only the basic problem, access to education, health care, etc., but they have the problem of knowledge, the problem of domestic violence. The gender roles influence all of them, and if the women have the gender problem at home, it's not possible to start work. And we should support them. We should give skills them. And UN Women support us, and we work so much with women, and we make more stronger than earlier, because for us it's very important their directly involvement decided the personal problem, family problem, and also community problem. When you me about achievements, it's our achievements, it's very fragile, because I can talk about many achievements about how we improvement gender equality framework, institutional machinery, UN Security Council resolution, national action plan, involvement, IDP, etc., etc. But now today we have gender backlash, we have democracy backlash. It's mean our organization cannot continue work as we work before. We have no spaces. Sometimes we continue work as we start work. Our work change now, and we again return underground, and it's not easy. And because I respect all of you who can really work on women, peace and security issue, and my colleagues, and I think it's very important the support frontline women. Thank you, Maya. I have personally witnessed women that have the life of which have been positively changed as a result of your work and your work. All of you. So yes, a lot of women now feel much better because you've been with them and encouraging them, giving motivation. The question with Eka refers to the people-to-people contacts and public diplomacy, because you've been implementing this project with the breakaway regions, with Abkhazians and Ossetians as well. So could you tell us a few words about this work, please?
Thank you, Medea. Let me just start very briefly. I know that we are running out of time. How it started. So the story of women peace builders and peace activists in general in our organization and in Georgia started long before any state policies and strategies on peace, and even before, you know, women, peace and security existed. It started when women, very brave women and conflict-affected women decided and chose to engage in dialogue with conflict-divided societies right after the war. And it wasn't really simple or easy way, because even I remember how these women were, you know, labeled, they were judged, they were even called traitors. But they continue this work because they're very firm and very determined that they have never chosen to start this war. They never initiated this, and they have been never asked about its start. But they carried, and nowadays they carry the heavy consequences of this war, and therefore they not only lost their, you know, life, past, houses, stability and safety, but also human relationship with those people. They share, you know, the daily life, they share the history, they share the identity, and they recognize that without reconnection of this relationship, without rethinking the past, rethinking the mistakes, and maybe rethinking the ways what could be done to change the situation and improve the situation, any peace agreement could lead to the sustainable peace. So therefore, I would say that when women in Georgia, and I was really part of it through, you know, from very early ages, I would say that when politicians discussed in formal negotiations the political status or, you know, security arrangements or territory, the women were concentrated constantly, persistently on human security and women's needs. So they were just strive to ensure the access of conflict-affected women to basic services, to education, health. They assess the situations on the ground, and they practically changed the psychology of the conflict, and they created base for infrastructure, of peace infrastructure of the state. And I would say that it's due to women's engagement, due to CSOs and women peace builders that we have now on, in Georgia, the peace strategies on reconciliation. However, it's really hard to just observe how drastically and abruptly we are sliding behind, and how all platforms for our participation and influence on peace process has been dismantled. And what is really necessary and what is really important now to recognize those women who, despite all challenges and problems and risks, still are ready to continue to work, still ready to continue to work with women from all sides of conflict divide. And I just conclude with one very small sentence that has been declared yesterday, and it really resonated to me. It was said that it's really time to close the gap of women's inspiration and their practical work. And I think it's very important, because we really have already all inspirations, we have all courage. Whatever we lack is just space and resources. And if women will be given all opportunities, I'm sure that we'll do everything and we'll do our best to create sustainable peace. So just we need opportunity. Thank you very much. Thanks so much, Eka. We hope that this backslide is just temporary, and this huge potential that CSOs have, and also the grassroots women, will be unleashed 100 times more than before. Last but not least, our panel member, this is Mariam Twaladze, and I would address her with a question regarding how you perceive the role of youth in peace building and what is needed in order young people to become more encouraged and more engaged in peace building work.
Thank you very much. It's obviously one of the most important questions that can be asked today. And I was thinking about this coming to this conference, that what I feel like is that it's really unfair for me to speak for the whole youth when there are thousands of Georgian youngsters who stand outside the parliament today for more than a year, and they've been protesting the laws that have been implemented by parliament. What I feel like is that it was said today and before that by the speakers who were here, that it's really important to let young people and listen to them talk about the peace building and how important it is to implement the understanding of what today's peace is. With the world changing so fast and rapidly, we see that young people actually they're not so naive as older people think, and the ideas that there are actually those that can be implemented. We are not groundless optimists who think about peace as the abstract idea. We see it, it's basically tangible to us, and it's really important to let us try and see it. Let us try and make it possible, let us be in a way that we are, without trying to shrinken us, without trying to make us less than we actually are. So I do think that we need to be in the room with the peace builders. We need to be in the room when it actually happens. And this is one of the most important messages that we can send right now. So thank you very much. Thank you very much. Yeah, over to you, Salma. Thank you very much for also because you shortened, you wanted to share more. I'm pretty sure, and thank you very much for this last-minute changes for your speeches. Now I want to give the floor to the Helen to introduce another speaker of this part, and then we will have the final nice part of today's last session. Yes, please. Merci beaucoup, chère Salomé. Sans transition, nous allons donner la parole pour son intervention avant la remise du Grand Prix Bertha von Suttner à Madame Pinar Selek, qui est la grande voix qui vient illuminer notre soirée. Je vais parler en français. Alors, bien évidemment que ce n'est pas facile de parler à la fin, et après toutes ces paroles très, très émouvantes. Et je pense que c'est aussi une précieuse responsabilité, une responsabilité sur une planète qui saigne. Alors que tout semble sombrer, l'envie d'agir plus que jamais nous habite au nom de la vie. J'ai pris des notes durant toutes les conférences. Pourtant, comme nous avons dit, certaines catégories en bas de la hiérarchie sociale, souvent les femmes, se retrouvent marginalisées dans le processus officiel de paix. Cette exclusion se manifeste de manière flagrante dans le contexte actuel où la concentration mondiale des richesses accentue les disparités déjà existantes. En plus, le boussole de la paix, la justice institutionnelle, et donc les droits, est aujourd'hui plus que fragilisé. Ceux qui détiennent les ressources militaires, politiques ou économiques définissent les termes de la négociation. Ces processus façonnés par les rapports de pouvoir ne construisent jamais la paix, mais les frontières. Alors, la promesse « plus jamais ça » ne reste qu'un slogan, rien de plus. Dépasser ces murs et prendre le gouvernail de la vie serait un miracle. Et on ne crée pas de miracle en laissant le pouvoir définir nos agendas, disait notre chère amie Hannah Arendt, ma chère amie en plus. Le miracle de paix nécessite une capacité d'agir. Arendt définit le terme agir comme prendre l'initiative, entreprendre, mettre en mouvement.
L'action se distingue du travail qui consiste à fabriquer des objets d'usage. Cela exige du courage, un engagement sincère et une forte capacité d'alliance. Elle s'appuie sur la faculté de juger et sur l'autonomie de la pensée, sur une grande concentration, une très grande concentration pour créer l'action et aussi la revendication. C'est pourquoi nous sommes réunis pour échanger, partager, nous rencontrer, pour rendre notre vision plus lucide, pour la nourrir par des analyses multidimensionnelles, par les expressions intelligence multiples, pour ainsi déclencher de nouveaux processus. Les échanges de 2 jours ont montré que la construction de paix dans ce monde et la libération des femmes, je ne dis pas égalité, je dis libération des femmes, sont intimement liées. Non pas parce que les femmes seraient naturellement portées vers la paix, mais parce que la guerre n'est jamais un simple affrontement entre forces armées. Elle s'enracine dans les structures sociales et l'ordre militaire s'appuie sur l'ordre social. Montrer les causes économiques et politiques des guerres ne suffit donc pas à comprendre comment elles sont possibles, comment elles mobilisent les populations. Grâce aux multiples recherches qui prennent en compte la dimension des rapports de genre dans l'analyse des phénomènes politiques, nous pouvons aujourd'hui déplacer le regard des champs de bataille pour percevoir comment les pouvoirs politiques s'appuient sur les rapports de pouvoirs sociaux déjà existants. Par exemple, comment les leaders qui gouvernent la planète utilisent les modèles des masculinités hégémoniques comme une ressource politique. Malgré la capacité de destruction et de contrôle des pouvoirs actuels utilisés sans pitié à chaque instant, cette compréhension ouvre des brèches pour la paix, pour déclencher de nouveaux processus. Car comprendre la guerre comme un processus, nous l'avons dit aujourd'hui et hier, comprendre la guerre comme un processus permet de concevoir la paix aussi comme un processus qui nécessite un travail de mémoire, mais aussi d'imagination politique. Nous avons mis en lumière sur plusieurs expériences de lutte. Je ne vais pas nommer les noms pour ne pas perdre le temps. Elles nous ont appris que la paix exige de transformer les structures qui rendent la violence possible et de créer des espaces de réparation. Et pour créer des espaces de réparation, les théories féministes du care, qui sont développées depuis les années 80, surtout sous Reagan, ces théories proposent l'éthique de soins comme un pilier pour repenser la justice, l'économie, la politique. Je me souviens, j'étais sortie de la prison 8 mars 2002 en Turquie. Des milliers de femmes kurdes et turques avaient organisé une grande action collective pour la paix qui consistait à planter ensemble des arbres. Le message était clair. La paix se cultive, se travaille, s'enracine. Elle demande du temps, des soins. Elle exige de comprendre des fondements d'un conflit. Elle exige une attention constante aux mécanismes invisibles qui reproduisent la violence. L'analyse, la recherche, les sciences en autonomie deviennent alors des outils indispensables pour comprendre ces mécanismes, pour démystifier la banalisation de l'insupportable. Comme l'avait fait Bertha VON SUTTNER. Alors que son époque glorifiait la force brute, elle percevait dans chaque guerre une fracture intérieure du monde, une sorte d'aveuglement collectif. Elle a écrit pour révéler la dignité fragile de chaque vie et les illusions qui poussent les peuples à s'entre-déchirer. En 1995, ma recherche sur le mouvement kurde partait de la même perspective. Elle est née d'une prise de conscience de ma responsabilité face à une guerre longue liée au conflit kurde. À l'époque, parler d'un conflit social, parler d'un conflit tout court, consistait un acte dangereux.
Le pouvoir politique, en imposant la peur, en marginalisant la réflexion, en banalisant l'irrationnel, en verrouillant les imaginaires, gouvernait les émotions. Je refusais de plier devant cette folie. J'ai déplacé mon regard et autonomisé ma pensée. J'ai réfléchi, posé des questions, enquêté. Ainsi s'est construite une recherche responsabilité. Ma pensée... Oui, pourquoi? Parce que je vais une demi-heure, je vais parler plus court. J'ai attendu 2 jours pour faire cette... J'ai travaillé, je reprends. Oui. J'ai déplacé mon regard et autonomisé ma pensée. J'ai réfléchi, posé des questions, enquêté. Ainsi s'est construite une recherche responsabilité qui m'a conduite à problématiser un mouvement social interdit, porté par une population minorisée et sous répression militaire. Je parle des Kurdes. En 1998, j'ai été arrêtée par la police qui cherchait à obtenir des noms des personnes que j'avais rencontrées. J'ai refusé. Ce refus n'était pas un acte héroïque. Il était lié à ma position pacifiste qui m'a empêché de me soumettre aux mécanismes de guerre. J'ai été torturée, incarcérée, puis accusée du terrorisme. Alors moi, je vous ai écouté. Ce serait bien que, si vous ne comprenez pas, je vous propose de prendre des casques. Parce que c'est important, la solidarité entre les femmes. Et moi, j'ai vraiment fait... j'étais toujours ici. Je vous ai écouté. Et si vous ne parlez pas français, c'est important. Parce que j'ai travaillé depuis 2 jours pour vraiment créer une alliance entre nous. D'accord, merci. Tous mes travaux, carnets, notes, disquettes ont été confisqués. Ma recherche a été interrompue brutalement, criminalisée, kidnappée. J'ai été dépossédée, elle a disparu. Il y a environ 1 an, j'ai pris conscience du côté le plus tragique de cette histoire, son effacement de ma mémoire. Ce qui est étrange, c'est que je n'avais jamais eu l'idée qu'il était inachevé. Mais j'ai cité Hannah Arendt, qui parlait de notre capacité de créer des miracles, de notre capacité d'agir, d'initier quelque chose de neuf dont le surgissement est imprévu. Je viens de le faire. Je viens de rendre possible une réparation concernant ma recherche. Je viens de sauver ma recherche. J'ai ouvert ces pages disparues. Je me suis assis devant le puits de ma mémoire, comme avait fait Germain Tillon il y a longtemps. J'ai regardé vers le trou et j'ai commencé à tirer vers la lumière les matériaux confisqués de ma recherche. Je n'avais rien, ni entretien, ni notes, ni carnet. Mais en écrivant, je leur ai donné la vie. À l'instar de Bertha VON SUTTNER, l'écriture est devenue un acte politique, un moyen de tenir tête à la violence. Ça a été une expérience bouleversante et renversante. En écrivant, elle s'est transformée en récit, notre récit, et celui de mes témoins, qui m'avaient confié leurs expériences avec une grande discrétion. Mes interlocuteurs, interlocutrices qui avaient peur, mais qui espéraient pourtant que soit rendue publique une histoire invisible. Ces expériences ne constituent pas des simples matériaux de recherche, mais des fragments d'une mémoire collective qui est encore vivante. Il y a quelques mois, j'ai posé la plume. La recherche est sortie du puits. Elle n'y rentrerait plus. Et bientôt, elle va monter sur la scène. Nous n'écouterons plus le discours militariste qui étouffe la voix réflexive des sciences sociales. Bientôt, ma parole sociologique, cette parole perdue, retournera dans notre histoire collective. Elle va contribuer à la paix en révélant des mécanismes qui alimentent la violence, en redonnant la place aux voix marginalisées. La suite, nous l'écrirons ensemble. Nous avons dit depuis 2 jours, nous allons travailler nous-mêmes, mais aussi nous allons faire des solidarités et que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans plein d'endroits.
et peut-être porter une revendication collective. Et nous sommes en train, avec des amis iraniens, argentines, beaucoup, je ne veux pas vous citer, nous sommes en train de créer une alliance, mais nous ne sortons pas très rapidement. Et nous sommes en train d'écrire la parole qui ne va pas sera récupérée. Nous essayons de créer une campagne parce qu'il y a beaucoup d'urgences. Et pour les urgences, on se mobilise pour chaque pays. Mais peut-être une revendication qui nous réunit tous, c'est peut-être interdiction de production des armes. Donc nous sommes en train de construire une alliance pour faire une grande action tout ensemble. Nous ne sommes pas impuissantes, mais nous sommes fragiles et interdépendantes. Et c'est avec cette conviction que je vais continuer et je vous remercie. Merci. Thank you very much. Thank you very much. I think it's not coincidence that the Turkish feminist activist was part of this panel and this session because Georgia and Turkey is the neighborhood. And in solidarity, we also cut this panel into half to also share this space with our sisters and comrades. So thank you very much for your powerful words. We were sharing one device to listen, the translation. And now I think the highlight everyone was waiting for all day. Now we have the chance to find out who was the jury member of this year of the Bertha VON SUTTNER Peace Prize 2025. And I want to ask our colleagues again from the technical group. Thank you very much for this year's jury, and thank you, Kaori, that you managed to be with us, because other jury members, they were online, and there are apologies that they can't join today's celebration. And now we can also see the shortlist candidates of the Bertha VON SUTTNER Peace Prize 2025. So I want to ask you to stand up
Ketevan, Heide, Eka, Elene, nominees to give them applause. Please join on the stage. And yes, please. And traditionally, we established tradition that the winner of the previous year is announcing the winner of the year. So this, in this case, this very important role has Mamuka Uparadze, who is the winner of the 2023 for Peace Journalism. Bertha VON SUTTNER Prize for Peace Journalism. So. This year's winner of the Bertha VON SUTTNER Peace Prize is Elena Ruseckaia. So, yes. Thank you very much. It's really very honor to me to be here in the Peace Palace. And first of all, thank you very much, New Generation, because here already mentioned historical memory and generation dialogue. It's very important. And thank you, Salome, you founded this prize. And thank you, jury. Thank you, all of donors. And I want to say, well, I think, as Salome already mentioned, Bertha Suttner lived in Georgia many years ago, and she brings Georgian women's voice in Europe in this time through her work, through her books. And today, she's name continue to bring women's voice in Europe. Unfortunately, the situation in Georgia and women's problem, it's same when it was in this period, but I hope it help us. And finally, I want to say our organization slogan, first of all, thank you, my team, because it's not really not my win. This win, our partners, all of you and my team, Women's Information Center, and also beneficiaries, and our organization slogan, Women Can, Women Act, Women Change. Thank you. Traditionally, we are also gifting a red rose because this was the favorite flower of Bertha VON SUTTNER. My name is Richard Schreus, as chairman of the Alliance Française. I bought an extra rose for Salome for having this wonderful connection, and we saw it in the little film, the wonderful connection between Georgia and The Hague, and that's thanks to you. So you, although you're not a laureate, but you deserve a rose as well. And I would like to ask Helene here for one little moment. Only 10 seconds, Helene. And I know you have a whole team. We saw Maël a lot today as well. You have a whole team around you, but this conference, and I say this as chairman of the Alliance Française, so I closed it from, I followed it from very, very close, was really a tour de force. And Helene, I want to give you both a rose, and it's only symbolically white and red.
these are the colors of the Alliance Française, but also the colors of the flag of Austria and of Georgia. So, here's a connection. Thank you very much. So, and we also have, Georgian delegation also has a small present for you. This is the scarf made IDP woman from Abkhazia, and she just sent to all the nominees, winners, but to you and to Alexandrine as well, who did a lot for this project to make it happen here in Den Haag, and it means a lot for Georgian civil society, which is really struggling nowadays. So thank you very much. Thank you so much. I wish to thank Salome with all my heart and all the beautiful Georgian delegation. Also, obviously, we thank Pinar Selek for her amazing address. It's been a very long day, and we want to thank all our team members and all you participants have been so brave, following from the morning to the night for 2 days. It's been a long journey, but it was an amazing celebration of Bertha von Suttner's legacy. Thank you so much for embodying her so well. I'm going to ask our technique to send the final message we received just now from our own minister from Foreign Affairs, Junior Minister Eleonore Carrois. So she just sent it today. So please, we are with her. Monsieur l'ambassadeur à la Brune, chères participantes, chers participants, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous à l'issue de cette conférence au Palais de la Paix, lieu hautement symbolique de La Haye, en présence notamment de militantes de terrain venues de zones de conflit les plus difficiles. Mesdames, je tiens à souligner votre courage. Pendant 2 jours, vous avez été plus de 500 participantes et participants issus des 5 continents, en évoquant l'héritage de Bertha von Suttner, pionnière du pacifisme et première femme lauréate du prix Nobel de la paix. Vous avez rappelé que la paix n'est pas un idéal abstrait. C'est un combat quotidien, un engagement lucide face aux violences et un travail de longue haleine pour reconstruire le tissu social. Les femmes, qu'elles agissent dans leur communauté, dans les instances de médiation, dans la diplomatie ou dans l'action humanitaire, sont au cœur de ce combat. Et vos travaux l'ont démontré avec force. Lorsque les femmes sont associées au processus de paix, ceux-ci sont plus inclusifs, plus durables et plus efficaces. En tant que ministre chargée de la francophonie, je veux saluer la richesse des contributions du monde francophone et l'engagement constant pour la prévention des conflits, la médiation et la promotion des droits des femmes. La francophonie n'est pas seulement un espace linguistique, c'est un espace de solidarité où des solutions se construisent ensemble. Aujourd'hui, grâce à la diversité et à la qualité de vos échanges, vous avez fait émerger des pistes d'action concrètes qui serviront de référence pour les gouvernements, les organisations internationales et la société civile. Je veux remercier chaleureusement les organisatrices et les organisateurs, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont rendu possible cette rencontre exceptionnelle. Votre travail prolonge l'héritage de Bertha von Suttner, cette femme forte, érudite et résolument pacifiste, pour faire avancer une diplomatie de paix tournée vers l'avenir. À celles qui se battent pour la paix, parfois au péril de leur vie, je veux dire, votre courage nous inspire, vos voix comptent, vos actions transforment le monde. Je vous remercie très sincèrement. These are the concluding remarks, and maintenant nous vous souhaitons une très belle soirée pour certains, prolongée de manière conviviale ensemble. Encore merci.